tant du point de vue des contenus que de la forme, de nos rythmes de travail aussi, parce qu'on n'a pas encore pris un rythme parfaitement adapté, c'est normal, et puis aussi de calage aussi avec l'administration. Bien, donc je vais demander... J'allais dire, je vais demander au secrétaire de séance de me rejoindre, mais il paraît que les deux secrétaires de séance sont absents aujourd'hui. Donc, il faut désigner un secrétaire de séance. Qui souhaite? Lisandre, allez. Albano Fabio. Cemic. Albertini Juan Petro. Il est représenté par Madame Antona. Come tu così. Nadale Angelini est représenté. Antona Marie. Antonetti Jean-Laurent. Arabi Battini Eléa. Assante Zoé. Assanta, non c'è. Bagnaninchi Marie-Aimée. Bartoli Ange Toussaint. Presenti. Qui. Il est à distance. Je vais être présent à distance ou pas? Il y a quelqu'un en ligne, non? Oui, je suis en ligne. Voilà, il me semble, on ne voit pas, nous, en fait. Il faut qu'il réponde quand même. Il a répondu. Il a répondu. Bartoli, ça c'est bon. Bastieliga Sacha. Becherighi Samir. Belliomini Chiliano. Bertoncini Flora. Biancardini Ursula. Cemic? Ah, scusami. Bonavita Marine, absente. Caputo Lisandre. Casabianca Rodolphe. Ciso. Casanova Marco. Danesi Aurore. De Peretti Marie-Caroline. De Giovanni Angélique. Delcroix Paul. Durazzo Francesca Maria, non c'è mica. Fanti Clara, rappresentata. Paul Faure, non c'è mica, un po' mica. Ferrandi Lea, non c'è mica. Ferrari Juliette. Filidor Riccardosi, Andrea. Filippi Viviane. Filippi Giulia Felicia. Geronimi Jean-Baptiste. Giudicelli Lisa Maria. Girard Oriane. La bonne Giuliani Lisandro. Lanzalavi Patacchini Marie. Leandri Battiste. Leccia Davia Maria, rappresentata. Joseph Antoine Lucioni. Luisi Antoni.
Lara Marcellini, Martinetti Domeniganto, rappresentato. Non c'è mica qui da quale. Massiani Louise, Iliana Meliti, Morazzani Jean-Laurent, Morison Julien, Entita Ryan Chimique, Pardi Cyprien, Parodin Antoine. Alors, pas écrit. Pedinielli Stella, Pauli Marie, Poliflori Clara. Mentionnez que je représente Fabio Albano. Ah. Merci. Il n'est pas présent, enfin il n'est pas indiqué là, mais non, on vient de transmettre à Jean-Simon. Poliflori, hein, c'est ça. Mika Clar. Anadea Prosperi, Maria Stella Remiti, Riolacci Florian, Pauline Santelli, Carlo Santoni, Scambri Giovanni, Schiaretti o Sciaretti, Santo? Schiaretti o Sciaretti? Schiaretti. Lisandro Simeoni, Susini Giulianto, Talamoni Marco Maria, Tomasi Marie, c'è mica, e Carlo Santoni torna. Ecco. Oggi consiglieri esecutivi, signore e signori consiglieri dell'Assemblée di Adiuentu, care doute et cari duti, aujourd'hui, en ouvrant cette nouvelle session de l'Assemblée di Adiuentu, nous nous inscrivons dans une lignée qui, depuis 3 siècles, façonne l'âme de notre peuple. L'exercice démocratique. Cette lignée, bien sûr, est celle de Pasquale Bauli. Je suis particulièrement heureuse de débuter cette session en lui rendant hommage quelques jours après avoir lancé officiellement, aux côtés de l'exécutif, du président de l'exécutif en particulier, les commémorations du tricentenaire de sa naissance à Merouzaï. Nous nous pencherons plus tard afin de débattre sur son héritage pour la Corse d'aujourd'hui et de demain, mais en introduction, je tenais à souligner que celui qui fut ou général n'était pas seulement un combattant. Et à son titre militaire, d'ailleurs, je préfère encore son surnom affectueux de Babou Diabadria. Il était d'abord et surtout un visionnaire, avant-gardiste pour son siècle, un bâtisseur de liberté et de progrès. Il croyait en une Corse souveraine, en la liberté de son peuple et en la force de ses institutions fondées sur la connaissance et la participation de tous les citoyens, femmes et hommes. Il voyait dans le savoir la clé de toute émancipation, rappelez-vous, Studia et Liberta,
Et une telle intelligence a su imposer le respect à l'Europe des Lumières. Il avait foi en la jeunesse corse, qu'il considérait comme le moteur de ce renouveau. Cette question de l'éducation a façonné son projet politique et doit continuer à nous inspirer. Déjà à son époque, Paoli avait compris que la connaissance est l'un des outils les plus puissants pour libérer un peuple et qu'elle constitue le fondement de toute société libre et éclairée. C'est parce qu'il était intimement convaincu de cette vérité qu'il fonde en 1765 l'Universidad di Corsica in Corti, symbole impérissable de sa volonté d'offrir aux jeunes Corses les moyens de penser, d'agir et de construire leur nation. C'est ainsi que 3 siècles plus tard, l'histoire lui donne raison, car aujourd'hui encore, l'éducation demeure le moyen le plus efficace pour assurer aux jeunes les moyens de leur autonomie en leur permettant d'acquérir des compétences, d'élargir leurs horizons, de penser par eux-mêmes, d'exercer leur esprit critique, de cultiver leur curiosité, de s'ouvrir à l'autre sans préjugés et ainsi de s'émanciper des déterminismes sociaux et économiques. Comme je le disais déjà à l'Assemblée de Corse au mois de janvier dernier, il est primordial de replacer l'éducation au centre des enjeux actuels. Éduquer, montrer qu'un autre chemin est possible pour notre île, mettre toutes nos forces politiques et personnelles dans une lutte pour la vie et pour l'espoir. L'éducation est précisément une des voies qui permet de s'écarter du chemin de la violence et du vice. Une main qui tient un livre est une main qui ne tiendra pas d'armes. Pour autant, il ne suffit pas d'accéder au savoir. Il faut aussi le mettre à disposition du bien commun afin d'œuvrer collectivement à la construction d'une Corse plus juste, plus forte, plus prospère. C'est aussi en choisissant de faire de l'éducation un levier principal de développement personnel et collectif que nous pourrons préserver notre langue, valoriser notre culture et nous engager définitivement sur une trajectoire de développement vertueux et durable. C'est aussi par l'éducation que nous forgerons les citoyens éclairés de demain, ceux qui sauront conjuguer enracinement et ouverture, identité et modernité. Et nous, les jeunes, et vous, surtout, les jeunes conseillers de cette Assemblée à Diaduentu, vous avez un rôle à jouer dans ce projet. D'abord en défendant l'accès à un enseignement de qualité dans toute sa diversité, qu'il soit académique, qu'il soit technique, agricole, scientifique, en ayant la liberté de choisir, de construire votre propre destinée, en vous engageant pour que l'éducation soit toujours adaptée aux besoins de notre territoire, aux aspirations de la jeunesse corse. C'est aussi cela, poursuivre l'œuvre de Paoli et préparer ainsi l'avenir de la Corse. Alors, en tant que présidente de l'Assemblée à Diaduentu, je vous le demande, que cette volonté inébranlable de liberté, cet instinct de préservation, tout autant que cette ouverture au monde, guide vos travaux dans cet hémicycle et votre engagement en dehors. Tocca a voi di va campa io allore di Paoli per costruire una vane felice. A ringraziare. Uno dei due vicepresidenti andava uso discorso. Ringraziare. Cara signora Presidente dell'Assemblea di Corsica, caro Presidente dell'Esecutivo, cari consiglieri esecutivi, cari colleghi, facciano ora 300 anni che è nato in Merosalia Pasquale Paoli. Sono felice di ritrovare qui per questa prima sessione consacrata a suo tercano, che aveva lasciato a sua stampa
per sempre nella storia di un nostro paese, da Paoli a Zambuguccio, da San Piero a Cercinello. Oggi ci tocca portare la nostra storia comune, fingendo i vittorie come i disfatti. Ma qual è Paoli per me e come l'ho conosciuto? Uso ritratto l'ho visto da poi sempre a non rastigliere dei vigili della nostra famiglia in casa. Il babbo di patria, scritto in tondo, e sotto nazione Corsa. Ma non va tu capisci subito che era un uomo importante per la Corsica e ciò che noi siamo. Di addio alla Repubblica di Corsica, di sua Costituzione e il suo esempio per gli americani e gli altri paesi, dell'interdizione di vendette e il voto di doni, dell'università e il campo felice, ci sarebbe tanto a dire, ma avremo l'occasione di rivenerci di sicuro nei nostri dibattiti. Voglio, per conto mio, rammentare due fatti storici che per me rappresentano Pasquale Paoli. Dopo la vittoria magnifica di Uborgo in 1768, furono fatti prigionieri 700 soldati francesi, ma come non avevano i corsi in mesi di darli a mangiare, allora Pasquale Paoli ha deciso di renderli a sua libertà e di ricapiarli. Mi pongo la questione di sapere ciò che gli altri regimi comunisti o fascisti in 40 oppure oggi in un mondo in guerra avevano fatto. Sappiamo bene che tutti non hanno mica la stessa umanità con i prigionieri di guerra. E poi c'è il fatto di aver piazzato la Repubblica di Corsica sotto la protezione di Madonna, o Dio di Salve Regina come inno nazionale, con un intreccio sempre stretto tra religione cattolica e la nazione corsica, ma rispettosi sempre delle altre religioni. Mi pare qui una lascita maggiore di ciò che Paoli e i patrioti di tanto volevano per la Corsica, e questa la laicità appacciata che noi campiamo sempre oggi e che il Santo Papa è venuto a benedice di dicembre scorso. Ecco ciò che per me rappresenta Pasquale Paoli, un compagno di l'arme di resistenza nazionale e un spirito di fraternità umana fatta di tolleranza e di giustizia. Io è sicuro che di noi in nome gore a Spinarmara di disfatta di Ponte Nou e le conseguenze maggiori per il popolo corso sino a oggi. Se Paoli non aveva deciso di far fronte petto a petto, armata contro armata, ma aveva piuttosto mantenuto la strategia di imboschi e di guerriglia, non sarebbe stata franca questa strage di sangue corso lampato in Ugolo. E forse saremmo una nazione libera oggi, ma quale può sapere? Per me e firmerà Pasquale Paoli, il babbo della nazione corsa, in lotta. Il 16 aprile nascia Pasquale Paoli, il 7 aprile nascia Ivan Colonna, che verranno ci portano sempre i patrioti corsi, combattenti della libertà e così sia. Campate felici a ringraziarvi. A ringraziarvi, il Presidente di Lesegudi si scusa perché chi era previsto appena più di buon'ora e aveva un appuntamento dopo, dunque non ci può mica essere subito e giungerà dopo. Allora, normalmente d'accordo. Allora, normalmente ora cominciamo e domande a bocca. Oui. Alors, demande de rappel au règlement de la part de monsieur Laban Giuliani, c'est de droit. Ringraziarvi. Un rappel au règlement sur le fondement de l'article 38 de notre règlement intérieur qui prévoit que 12 jours au moins avant la date de chaque séance plénière, le président adresse aux membres de l'Assemblée di Adjuentu une convocation précisant le lieu et les conditions de la réunion et comportant les rapports inscrits à l'ordre du jour. Je ne vais pas revenir sur le fait que la convocation nous est parvenue 11 jours avant, mais utiliser cette convocation, cet article pour signifier quelques détails. Détails, hein, me direz-vous.
L'ensemble des productions que nous avons amenées à cette session a été bonnement et simplement censuré au préalable, avant même de pouvoir être étudié. Je vais vous en faire le détail très rapide. Les arguments qui nous sont sortis pour nous expliquer que nous n'avons pas le droit de les défendre en séance, c'est que, soi-disant, il n'y aurait pas eu le temps de les consulter suffisamment au préalable, sachant que nous sommes prévenus 10 jours auparavant qu'une session va avoir lieu. Je pense que nous sommes dans les délais raisonnables, que nous avons nous-mêmes des emplois du temps chargés, que nous nous y plions et que nous travaillons, nous fournissons un travail conséquent pour pouvoir faire des propositions concrètes. Donc maintenant, si on dit qu'on va nous censurer, moi ce que je vais vous dire très clairement, c'est que ça ne va pas se passer comme ça, qu'on va vous faire des rappels au règlement toute la journée s'il faut pour pouvoir parler autant que l'on le souhaite et pour défendre tout ce que l'on a à dire. On avait une question orale préparée par M. Sacha Bastel qui comptait demander au président de l'exécutif si celui-ci appelait à boycotter les élus à boycotter les établissements qui sont mafieux, sans donner de nom, sans donner de liste, simplement si moralement le président de l'exécutif appelait les élus à boycotter ces établissements, ces bars et compagnie qui sont notoirement mafieux. Cette question nous a été censurée avant qu'on puisse la poser. D'accord, dont acte. Nous avions une motion sur les lanceurs d'alerte pour que la collectivité de Corse protège les lanceurs d'alerte. On sait qu'ils ont besoin d'être protégés. Cette motion a été sucrée, enlevée avant qu'elle puisse être défendue, dont acte. Nous avions une motion demandant à la collectivité de Corse, et co-signée par un autre groupe nationaliste, de faire des recours contre les actes d'urbanisme qui contreviennent manifestement au PADUC, qui mangent des espaces agricoles et qui violent la loi. Elle a été supprimée avant d'être examinée en séance, dont acte. Et enfin, nous avions un rapport préparé, discuté longuement avec le conseiller exécutif en charge de l'urbanisme, enfin avec monsieur le président de l'AUE, Julien Paolini, qui a été présenté à ses services, qui a été adopté à l'unanimité en commission. Un rapport qui prévoit la mise en place de zones antispéculatives pour interdire la construction de résidences secondaires sur le littoral. Ce rapport-là, il est indispensable qu'il passe de manière urgente parce qu'on n'a pas le luxe, on ne peut pas se payer le luxe d'attendre encore des années de construction, de spéculation immobilière sur notre littoral. Ce rapport-là aussi est repoussé au calendrier grec, dont acte. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que les amendements que nous avions déposés, ceux-là, vous n'avez pas pu les interdire. Donc on les défendra et on sera la mouche du coche. Merci, Monsieur Laband-Giuliani. Avant de vous donner la parole, je dois rectifier quelque chose. La convocation, je viens de demander... elle est partie le 28 mars, oui, donc on est dans les temps. Puisque vous connaissez bien le règlement, et je vous en remercie, les rapports aussi doivent être envoyés en amont et non pas la veille de la commission. Il a été envoyé la veille, moi je l'ai eu la veille, voilà, on peut en apporter la preuve aussi. Et voilà, après, je n'ai pas eu le temps, puisque je vous ai passé la parole tout de suite, comme vous l'avez demandé, de demander quels étaient les résultats de la commission permanente, donc vous semblez être plus au courant que moi des dernières décisions de la commission permanente, et les mots vous appartiennent. Ici, il n'y a jamais eu aucune censure de quoi que ce soit. Depuis que je suis présidente de l'Assemblée de Corse, mais je peux le dire aussi à l'époque de Jean-Guy Talamogne, rien n'a jamais été censuré, tout a toujours été débattu. Il y a une commission permanente. Cette commission permanente, ce matin, a été un peu longue. Elle a pris certaines décisions. Je crois que nous sommes dans une période de rodage, puisque c'est la première session qui se tient indépendamment de la séquence d'installation. Tous les sujets qui ont été proposés peuvent être débattus. Après, il y a des règles aussi, il y a des façons de poser les questions, il y a des délais à respecter. Voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà, moi je regrette que ça se passe comme ça, mais en même temps ça fait partie du débat démocratique. Vous avez la parole. Vous vous êtes proposé pour être secrétaire de séance et c'est très volontiers que je vous ai à ma droite, bizarrement, mais c'est à ma droite. Voilà. J'ai pas fait exprès, hein. Attention, hein, je ne l'ai pas fait exprès. Voilà. Donc, je vais demander, s'il vous plaît, avant que de continuer, pour avoir le complément d'information, puisque j'étais à l'extérieur, je vais demander à la vice-présidente ou au vice-président ce qu'il en est des résultats de la commission permanente. Merci. Puisque, du coup, l'ordre du jour semble être recalé, sans qu'il y ait eu de censure, d'ailleurs. Allez-y. Oui, alors, pour la commission permanente, on nous a fait savoir qu'il fallait faire un choix pour les motions, car ces 6 motions, c'était trop.
il fallait en garder seulement 4. Donc nous avons procédé à un vote et à la majorité, nous avons choisi les 4 motions qu'on présentera aujourd'hui. Celles retenues sont donc la motion opposition à la réforme des listes agricoles par le groupe Chamal Unita, la demande d'inscription de la Corse sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser par Scelta Patriote, la dissolution du Sivadec par Samir Berigui de Voce Nazionale et Sostegno au progetto memoriale di la Socialira 75 déposé par Chamal Unita, Gioventù USTC, Scelta Patriote et Voce Nazionale. Pour la question Juste une question. Oui. Qu'advient-il des 2 autres motions? Alors, nous avons voté pour, pas contre, mais pour les décaler, pour une renvoi en commission, une reformulation pour la prochaine session. Un renvoi en commission? Oui. D'accord, donc chacune des commissions compétentes, ok. Bien, est-ce qu'il va y avoir des amendements sur les motions? Il faudra s'organiser Alors, oui. dans la journée, parce que là, le temps... Oui, il me semble Voilà. qu'il y a 2 amendements sur le Sivadec. Donc, on fera ça en temps masqué, on est d'accord? Voilà, on fera ça pendant Ok. le déjeuner, je dirais. Oui. D'accord? Voilà, on va vous transmettre, l'administration va vous transmettre les amendements. D'accord? Voilà, c'était pour être au clair sur les motions. Ensuite, Pour la question orale donc, posée par Sacha Bastel, je sais qu'elle avait posé problème sur la manière dont elle était formulée. Nous avons donc débattu et nous en avions parlé hier soir en conférence des présidents qu'il fallait la reformuler. Et ce qui n'a pas été fait, donc nous n'avons pas eu le temps de la relire et c'est pour ça que nous avons voté pour la décaler aussi à une prochaine session. Voilà ce qui a été décidé. bon, je prends acte de ce qu'a dit la commission permanente, mais je sais qu'une reformulation avait été envoyée. Hein, donc, vous retravaillerez la reformulation pour la prochaine fois. Bien, donc on va, parce que M. Livrelli a une contrainte, il reçoit une délégation italienne qui est là depuis ce matin dans le cadre des programmes Interreg concernant évidemment l'agriculture. Donc on va commencer par les questions orales qui concernent M. Livrelli. Je crois qu'il y en a 3, me semble-t-il. La première va être, on en a convenu en commission permanente, et d'ailleurs, on avait classé toutes les réponses aux questions orales, hein, pour bien vous montrer qu'il n'y avait pas d'anticipation de quoi que ce soit. L'exécutif avait prévu de répondre à toutes les questions orales, hein, voilà, qu'on soit bien au clair. Donc, agriculture 3, d'abord commence celle qui va être posée par Ursula Biancardini, ou Ursula Biancardini, au nom du groupe Chiama l'Unida. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de l'Office du développement agricole et rural de la Corse, depuis 2024, une étude de faisabilité a été lancée par l'ODARC et la Chambre d'agriculture de Haute-Corse pour la création d'un marché d'intérêt territorial avec l'appui du Bureau Soliance Alimentaire. Ce projet, dont l'objectif est de structurer et d'optimiser la commercialisation des productions locales, revêt une importance stratégique pour le développement insulaire, mais également pour renforcer notre souveraineté alimentaire. Lors de la première présentation en juillet dernier, vous avez évoqué des orientations générales, mais depuis, peu d'informations ont été diffusées. Or, ce marché représente une forte attente, tant pour les producteurs que les acteurs économiques, mais également pour les consommateurs insulaires, qui espèrent des avancées et un calendrier clair quant à sa réalisation. Dans cette optique, pourriez-vous nous préciser quelles sont les conclusions de l'étude menée ? Comment envisagez-vous la mise en place effective de ce marché d'intérêt territorial, les étapes et le calendrier prévisionnel de sa concrétisation? Biring Radio. Abeda Barola. Salut. Comme vous le soulignez, l'ODARC, depuis 2023, porte un projet de création de marché d'intérêt territorial en Corse. Une étude d'opportunité et de faisabilité financée par les crédits de fonctionnement de l'Office et conduite en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Avec la Chambre d'agriculture a été menée par un cabinet externe. Cette étude, aujourd'hui terminée, elle comprenait 3 phases. Phase de diagnostic, de concertation des acteurs potentiels, phase de calibrage technique, de réflexion sur les spécificités d'un marché territorial afin de répondre aux enjeux identifiés, une dernière phase de projection juridique et économique.
La première phase a fait apparaître des niveaux d'engagement différents selon les types d'acteurs. Les producteurs, transformateurs ont été rapidement des alliés de ce projet, reconnaissant son intérêt et les opportunités qu'il pourrait leur apporter. Les GMS se sont montrées hésitantes, mais ont néanmoins reconnu qu'un tel outil pourrait répondre à une demande des consommateurs et faciliterait l'approvisionnement local dès lors que les prix permettraient une certaine compétitivité avec les marchandises importées. Enfin, les transporteurs et les grossistes ont très peu répondu aux sollicitations et se sont montrés plutôt opposés au projet. La deuxième phase a permis de définir les contours du mythe corse autour de 4 axes. Un carreau physique des producteurs combiné à un carreau virtuel, un marché d'anticipation permettant une meilleure planification des productions agricoles en phase avec les besoins des transformateurs et des distributeurs, une organisation mutualisée pour répondre aux besoins de la restauration collective et chercher des opportunités à l'export, et enfin une marque mythe basée sur un cahier des charges assurant la traçabilité des produits corses transitant sur le site. La troisième phase s'est attachée à équilibrer le projet en partant du principe d'une construction progressive et réaliste, mais avec la perspective d'un développement physique plus ambitieux à moyen terme. Fin 2024, une rencontre avec le président de Semaris, gestionnaire du mine de Rungis, a engagé nos travaux vers une nouvelle étape. En effet, la Semaris s'est proposé d'analyser ce projet au regard de son expertise et de son expérience en la matière. Toutefois, au regard du partenariat établi avec la Chambre d'agriculture de Haute-Corse, il a été acté d'attendre l'élection de la Chambre d'agriculture de Région Corse pour poursuivre le travail en collaboration. Celui-ci devrait redémarrer très prochainement avec une invitation au président Semaris, M. Stéphane Leiani, pour qu'il vienne en Corse afin d'échanger sur ce projet et ainsi engager les compléments d'études nécessaires à son aboutissement. Après, s'il y a un groupe de l'Assemblée d'Ayointou qui veut être associé à un groupe de travail, moi, je suis d'accord pour qu'on puisse vous associer. Vous créez un groupe de quelques personnes, une personne par groupe, et on vous associe au travail. Et on partage ce travail-là. Bien, merci. Donc, main tendue, voilà, à la suite de votre question, pour un travail conjoint. Alors, autre question. Elle va être posée par Pauline. C'est ça, Pauline Santelli, pour Chamalunita. Ah, c'est pour Armanet. Alors, attendez, je reprends, excusez-moi. Non, c'est pour Monsieur Delcroix. Oui, c'est ça. C'est Paul Delcroix qui va poser la question pour Chekta Batriote. Allez-y, Paul. A ringraziare. Oggi Presidente di Lodarc, la pluviometria di Linguerno è stata più buona che gli anni passati. Tuttavia, in un contesto e in un scaldamento climatico che troviamo oggi in Corsica, i sicchini si facciano di più in più frequente e importante, mettendo in pericolo le filiere agropastorali, in particolare i settori ovino-caprino, ma anche l'arboricolo. Se dispositivi essenziali come il piano Zichita di 2024 hanno permesso di sostenere puntualmente gli agricoltori, pare indispensabile di riflettere a soluzioni durevoli per rispondere a queste difficoltà crescenti. In un piano strategico nazionale, gli aiuti sono attribuiti a diverse filiere, con i livelli di sovvenzioni sfarranti secondo i bisogni agricoli ben definiti. Così sono finanziati i foraggi, i sistemi di irrigazione, di innacquamento, eccetera, eccetera. Tuttavia, l'agricoltura, e in particolare la LEU, soffre di una mancanza strutturale d'acqua, peggiorando le difficoltà di quelli che ne dipendono. Ognuno dovrebbe poter avere accesso in modo giusto all'acqua agricola, indipendentemente dall'allontanamento geografico della sua frontiera.
D'altronde, a maggior parte di allevi si trovano in luoghi rurali, in dove l'accesso allo sfruttamento idrolico non basta mica. In parecchie, l'agricoltura rappresenta l'attività economica principale e costruisce qualche volta l'unica dinamica di sviluppo e di mantenimento della popolazione. Tutto qui pruniamo a ripopolazione di economia rurale e l'ODARC gioca un ruolo essenziale nella sopravvivenza dei nostri allevi e di quelli che facciano campare. L'allevatore non dovrebbe vendere la sua attività minacciata da mancanza d'acqua. È dunque imperativo di trovare un equilibrio in cui ognuno possa disporre di questa risorsa vitale secondo i suoi bisogni. L'installazione di contatori agricoli rappresenta un prezzo troppo elevato per la collettività, per l'allevatore, ma anche per gli organismi capaci di accordare aiuti. E è pensevole di lasciare l'agricoltore morire per mancanza di soluzioni adatte. Tocca dunque all'UDARC, con il sostegno, per esempio, dell'OHC, di pensare a misure concrete per applicarle subito, senza perché essa richiede un bilancio smisurato. E soluzioni pronte e durevoli esistono. L'acqua dei fiumi che attraversano le nostre frontiere dovrebbe poter essere utilizzata in modo ottimale, senza costruzioni eccessive. L'aiuto previsto in un quadro di UPSN permette di già acquistare a prezzo più basso un materiale per alimentare le frontiere in acqua. Dunque, ci vorrebbe rinforzare questi dispositivi e di rendere il suo accesso in un modo più facile affinché ogni sfruttore ne possa approfittare in modo efficace. Oggi, Presidente, è obbligatorio di portare risposte a questa problematica cruciale. La bene dei nostri allevatori, dei nostri territori e della nostra agricoltura ne dipende. Con una volontà comune e una concertazione tra gli attori concernati si possono mettere in ballo soluzioni viabili affinché l'acqua, elemento fondamentale di ogni attività agricola, sia accessibile a tutti. Dunque vi pongo questa doppia domanda oggi al Presidente dell'ODARC. Perché non possiamo mica ispirarsi da Sardegna per la recuperazione dell'acqua, ma come l'ODARC, con il sostegno dell'OHC, potrebbe mettere in opera da rispondere alla mancanza strutturale d'acqua senza imporre costruzioni eccessive. Ringraziavi. Ringraziabile. Allora, biramento chi una domanda si va in 2 minuti. Ma bon, di prima volta, è difficile, E anche burro che sono da poi 25 anni all'Assemblea di Gorsi, non ci undiano mica di urte. Ma è possibile? Je ne vise personne. Ma è possibile, A Uigo e poi Monsieur Laban Giuliani a Bibo di no, in dei parlamenti avete 2 minuti, di 2 minuti, Puoi mica parlare di più, bidaiano un microfono, Ecco, ma ringraziabile. A Igo mica per voi, per tutti, Avete capito? Oggi, Presidente, avete la parola. Come la questione che voi ponete dans i cambiamenti climatici è a ripetere. Ci anticipa l'adaptazione al settore agricolo, ma di noi ci di ragionare l'acqua e a partire dall'acqua tra tutti gli utilizzatori. Tra lo sviluppo urbano, turistico e la preservazione di buono stato dell'ambiente e dell'agricoltura sono scelte di società che devono essere fatte. Per la nostra parte, senza ambiguità, la necessità di attaccarsi in priorità allo sviluppo della nostra autonomia e della nostra sicurezza alimentare e di preservare il nostro patrimonio
Mogne e nostri saperi fare da ruralità. L'accompagnamento da ZDC, di Lodarc e di Luvizio idraulico, non tasi problematiche, du cambiamento climatico interviene a parecchi livelli. Concernant les infrastructures, la CDC, l'OEC et l'ODARC travaillent à un maillage de territoire permettant d'augmenter significativement nos capacités de stockage de l'eau. Badine, rehausse de Teperos. Des financements sont d'ores et déjà programmés sur le PTIC afin d'accélérer la réalisation de ces infrastructures et de leur interconnexion. Des projets à l'échelle des petits territoires fonctionnant de façon autonome avec des ressources en eau locales sont également prévus dans des zones bien plus retirées, Marsouline, Grosse, Cointes et Niol, pour sécuriser le besoin des agriculteurs qui ont été recensés dans ces secteurs. Enfin, la modernisation de toutes ces installations est en cours avec des investissements de nature à augmenter la production d'eau brute en réduisant les fuites sur ces réseaux. Concernant les solutions financières apportées aux agriculteurs, l'ODARC finance, comme vous l'avez dit, effectivement à 50-60% pour les GIA l'ensemble du matériel d'irrigation, y compris d'adduction, captage, forage et de stockage, en mettant l'accent sur la nécessité de la micro-irrigation et l'automatisation bonifiée de plus de 10%. Des mesures agro-environnementales et climatiques permettant d'accompagner tous les producteurs de la gestion de la ressource en eau avec une aide forfaitaire sur 5 ans. J'invite à cet égard les éleveurs disposant de prairies irriguées à souscrire à ces aides de façon à sécuriser leur production et rationaliser leur consommation. L'acquisition de matériel de stockage, d'abreuvement pour les cheptels sont éligibles à des aides allant de 40 à 80% pour les éleveurs ovins, caprins, citernes, bâches. Il est important que ces sollicitations d'aide interviennent en dehors des périodes d'urgence. Bien entendu, l'adaptation au changement climatique ne se résume pas qu'aux aides du PSN. Nous devons apporter dans des périodes critiques. Nous devons aussi sécuriser nos pratiques agricoles, utiliser des variétés résistantes à la sécheresse ou adaptées et un nouveau régime de précipitation. L'ODARC et ses partenaires interviennent sur la recherche et l'essai de semences adaptées selon nos territoires et nos élevages. Stations d'Altian et de Miachar, valoriser l'espace pastoral sans recourir à une intensification coûteuse de notre agriculture, en mobilisant mieux le potentiel foncier des exploitations agricoles, confère l'étude de la filière, démontrant d'une part de surface maîtrisée pouvant être cultivée. Adapter des pratiques agronomiques en préservant la capacité des sols à retenir l'eau. Travail du sol, fertilisation, agroforesterie, ombrage. Réinvestir l'espace montagnard et la transhumance en poursuivant le travail entrepris sur les estives de la Corse par le comité de massif. Prospecter et inventorier les ressources disponibles dans les territoires. Enseigner et diffuser la connaissance en matière de pratiques pastorales afin d'optimiser l'alimentation des cheptels. Quant au prix de l'eau et son comptage, j'attire votre attention sur les dispositions qui ont prévalu par le passé. Certes, des économies financières ont été faites par les producteurs, mais l'absence de dispositifs et de pratiques fiables n'a pas permis de mettre nos producteurs sur la voie d'une meilleure gestion de la ressource. Or, il n'y aura pas d'adaptation au changement climatique sans que nous progressions en compétences et collectivement sur la maîtrise et la rationalisation de l'usage de l'eau. Telles sont les réponses que nous permettons d'anticiper ces changements. A ringraziarvi. E non sabia mica che l'USIDG era sfrutteri. Pensava che era frutteri. No, è sfruttera. Abbiamo imparato qualcosa. Ah, manco tu? Ah, bon. Ecco, bon, abbiamo bisogno di avere un livello di corso con tutte le domande tecniche. Di un corso scolare e di volte domande sono assai tecniche, di perché. Ma bon, siamo pari tutti i giorni. A ringraziarvi dunque per la vostra domanda a bocca e per la vostra risposta. Allora, l'ultima per Ujo Livreli di quella non taivoghi di Voresta. Jean-Laurent Morazzani. Grazie, Madame la Presidente.
Allora, a Corsica, da uso clima, da iso massicci e in prima linea dipende ai voghi e foreste. Figurando con altre regioni del mondo, in dove questi fenomeni sono di più in più violenti, dipende ai mezzi umani che sono impiegati, ogni anno la Corsica è sempre di più minacciata da questi danni maggiori. In questo contesto di incertezze di carattere di mezzi finanziari e umani, chi sono le misure prese dal Consiglio esecutivo in materia di acconcio di mezzi, di prevenzione, di detezione, chi sono gli equipamenti di nostri spingifuochi, di pettarsi rischi maggiori. Infine, potete informarci gli investimenti previsti per la formazione e le infrastrutture. A ringraziarvi. Ottimo, per un tempo ottimo. Gebera, avete la parola oggi, Presidente. Agli risponda a piazza del consigliere, dell'insieme consigliere esecutivo in carica della foresta, perché oggi sono che sono in carica della foresta. Le dérèglement climatique s'intensifie chaque année, exposant de plus en plus la Corse à des éléments d'une fréquence et d'une intensité accrues. Malgré cela, l'augmentation de la masse de combustible en surface et en volume, aggravée par la déprise agricole, entraîne une évolution du risque dans le temps et dans l'espace. Cela conduit inévitablement à une dispersion des moyens de lutte, rendant insuffisante une réponse basée uniquement sur la lutte active. Dès lors, la prévention s'impose comme un levier essentiel pour endiguer le phénomène, réduire les incendies, protéger les écosystèmes, préserver des vies humaines et éviter des coûts économiques considérables. C'est dans ce cadre que la collectivité de Corse a participé activement aux travaux de révision du plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies entre 2023 et 2024 et ont réuni de nombreux acteurs publics et privés. Ces sessions de travail ont permis de dresser un bilan des actions menées depuis les 20 dernières années, d'en tirer les enseignements et de fixer les nouvelles orientations de cette politique publique essentielle pour les 10 années à venir, en y définissant 4 objectifs. Réduire le nombre de départs de feu, réduire les surfaces parcourues par les incendies et limiter leurs conséquences, protéger les personnes, les biens, les activités économiques et sociales, comprendre et organiser et communiquer. Tous les acteurs s'accordent sur les limites de la course aux moyens de lutte et sur le fait que l'accent doit être mis aujourd'hui sur la prévention. Ces orientations sont aujourd'hui inscrites au PPFNI 2023-2024, document stratégique de référence approuvé à l'unanimité par la Chambre des territoires et par l'Assemblée de Corse en mai 2024, puis par le préfet de Corse en juillet 2024. L'action dans le domaine de l'aménagement du territoire est également un levier majeur. De manière générale, la compétence d'aménagement et d'équipement du territoire vis-à-vis du risque incendie de forêt relève des communes et des intercommunalités. Toutefois, consciente des difficultés techniques et financières auxquelles sont confrontées ces collectivités, la collectivité de Corse prend une part importante de l'effort à fournir dans la politique générale de prévention des incendies. Via les services forestiers sapeurs qui réalisent l'entretien, voire l'ouverture de nombreux ouvrages de prévention des incendies dans le cadre de leur programme de travaux, ainsi que des missions de surveillance et d'intervention sur les feux naissants pendant la période estivale. Par le rôle moteur de la collectivité de Corse, a joué dans l'expérimentation la création de zones tampons exceptionnelles pour une protection renforcée entre zones naturelles et urbanisées. En parallèle, la collectivité de Corse intervient directement sur plusieurs axes d'action en mobilisant des moyens propres ou en cofinancement avec les autres partenaires et soutient les 2A et 2B à travers d'investissements très significatifs. Une dotation de 54 millions d'euros est mobilisée en moyenne par la collectivité de Corse pour le fonctionnement ainsi que 10 millions d'euros d'investissement. La collectivité de Corse a également mis en place un dispositif de convention de partenariat avec les communes forestières qui peuvent bénéficier des moyens de la
collectivité pour mener à bien des actions d'ouverture du milieu et de réduction de combustible sur le territoire. Elle participe à la gestion durable des massifs forestiers et encourage les activités de revalorisation du bois corse en lien avec les enjeux de la prévention des incendies dans le cadre du programme Forêt-Bois de Corse. Les agences et offices de la collectivité de Corse ont également fortement mobilisé dans la mise en œuvre du PPFNI, en particulier l'Office de l'environnement et l'ODARC. Concernant les perspectives à construire, la collectivité de Corse souhaite renforcer son rôle dans la gouvernance des risques incendies. Dans la période 2024-2023 qui correspond au niveau PPFNI, elle s'est ainsi positionnée comme pilote d'actions stratégiques, notamment le déploiement de l'emploi intégré du feu et l'opérationnalité des ouvrages de défense des forêts contre les incendies. La mise en œuvre d'un système d'information territoriale, OpenDFCI, le renforcement de la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des aménagements et ouvrages DFCI, son engagement dans le projet européen MedStar 2 qui sera présenté lors de la prochaine session à l'Assemblée de Corse et qui vise à partager des expériences et renforcer la coopération internationale autour de 4 niveaux d'action. Création et gouvernance d'une force d'intervention corso-sarde face aux crises de la sécurité civile. Partage de l'expérience sur le fonctionnement interservices vertueux d'instances de prévention des incendies en Corse. Partage d'expérience sur les équipes et matériels spécialisés des forestiers et sapeurs de Corse. Partage d'expérience sur la formation des équipes en matière de prévention et de lutte. En conclusion, la prévention et la lutte contre les incendies de forêt constituent aujourd'hui un véritable enjeu majeur pour la Corse. À la croisée des impératifs environnementaux, sociaux, économiques et de sécurité, consciente de la vulnérabilité particulière de l'île, face à ce risque, la collectivité de Corse s'engage résolument à travers une stratégie intégrée, partenariale et territorialisée fondée sur la responsabilité partagée, la solidarité entre les acteurs et la mobilisation de tous les leviers disponibles. Préserver la Corse du feu, c'est préserver le bien commun essentiel, la vie, le paysage, la biodiversité et notre avenir collectif. Ringrazio Bioggio Presidente, a so che così de impresa, fate bien un bitur, salutate i nostri amici italiani. Bon, ma fate bien un bitur, hein, per piacere. Bien, je n'ai plus de secrétaire de séance. Alors, il me faut une secrétaire de séance. Je ne sais pas, je pense qu'il est parti en interview. Allez, Bani. Il me faut quelqu'un pour chronométrer. Oui, je vous en prie. Est-ce qu'on a le droit de faire une petite réponse à Lisandro sur ce qui a été dit? Je ne sais pas s'il est encore dans l'émission. Non, pas le moment. On est en pleine séquence des questions orales. À la fin de... Après, on en discutera après. Allez. Par contre, je n'ai pas l'exécutif non plus. Ah oui, c'est en visio. Alors, c'est Lauda Guidicelli. Oui, oui, c'est vrai, pardon. Non, il n'est pas parti définitivement. Le poste n'est pas libre définitivement. On vous demande juste, mademoiselle, d'assurer l'intérim. Il n'y a pas de souci. Merci. Voilà, vous chronométrez, s'il vous plaît, lorsque les questions sont posées. Voilà, je pense qu'il va revenir, il a laissé ses affaires. Bien. Donc, je passe la parole à Samir, parce que c'est Samir Béchirigui qui doit poser une question à Lauda Guidicelli. Allez-y, je vous en prie. Bien, grazie signora Presidente. Alors, Madame la conseillère exécutive, le Pôle Espoir de la Ligue Corse de football attend depuis plusieurs années que la collectivité de Corse finance la rénovation de son terrain de football détenu par le CSGC. Pour rappel, l'établissement accueille depuis une vingtaine d'années de jeunes Corses de toute l'île dans l'objectif d'en faire des sportifs de haut niveau. Une formation de qualité qui porte ses fruits puisque plusieurs d'entre eux ont porté haut et fier les couleurs de la Corse, des clubs insulaires à la Squadra Corse, en passant par la première ligue anglaise. Wabi Kazri, Rémi Cabella, Johan Bocogna, Benjamin Santé, pour ne citer que, ont démontré que le Pôle Espoir est capable de contribuer à porter nos talents vers la réussite. Qu'en est-il alors de votre position? Allez-vous débloquer des fonds pour la rénovation de ce terrain synthétique?
Cet exemple n'est pas une exception dans l'entretien, la rénovation et la création des infrastructures tenues par la collectivité de Corse. En effet, nous pouvons également évoquer la vétusté ou le manque d'équipement de certains collèges et lycées, comme par exemple le lycée de Montésor, ainsi que le besoin sans réponse d'installations sportives et culturelles dans le rural. Quelles sont les raisons de cette situation? Quelles sont vos priorités en matière d'équipement? Nous connaissons les difficultés de la collectivité de Corse en matière de financement et d'équilibre budgétaire. Comment comptez-vous pallier au sous-développement de nos infrastructures? Est-ce que la collectivité de Corse pourra répondre aux enjeux ou devra-t-elle arbitrer l'équipement au nom des régions de Corse? Ces projets structurants sont indispensables pour l'éducation, la formation pédagogique, l'épanouissement et le bien-être de la jeunesse. En ce sens, nous ne pouvons accepter ni désengagement, ni retard, ni manque d'ambition. Alors, Madame la conseillère exécutive, quel est votre plan? Quels sont les grands projets que vous aurez apportés avant la fin de votre mandat? Merci. Allora, a risposta di Lauda Guidicelle chi è in visio. Madame la Présidente, Ringrazia, Monsieur le membre de l'Assemblée Adiaduentu, je vous remercie pour votre question qui va me permettre de vous apporter des éléments concrets sur les différents points, les différents sujets que vous avez pu évoquer. Premièrement, vous mentionnez le terrain du CSJC. Le problème, je vous rassure, n'est pas le déblocage de fonds, comme vous le dites. Je n'ai pas la prétention de bloquer les fonds. Pour votre parfaite information, nous travaillons sur le sujet depuis maintenant un moment. Un marché a été publié l'an passé, mais n'a pas pu être attribué. Peut-être le savez-vous, la réglementation en matière de pelouse synthétique a entamé son évolution. Je dis entamé car pour l'instant, nous sommes dans une phase transitoire avec des revêtements qui sont toujours envisageables, mais pour peu de temps. Et ce changement de réglementation à venir, qui pourrait nous faire choisir un produit différent, entraînerait de fait un surcoût considérable. Donc, croyez-moi, nous avons bien en tête ce sujet. D'ailleurs, la position de la collectivité de Corse sur le CSJC est sans ambiguïté. Je rappelle que le CSJC est une régie autonome de la collectivité de Corse. C'est un établissement d'excellence qui a obtenu le label Grand INSEP et assume depuis 2022 des missions d'appui au haut niveau transférées par l'État. La qualité de ces installations et prestations permet d'accueillir 3 pôles et 3 centres régionaux d'entraînement, d'accompagner plus de 100 jeunes athlètes vers le haut niveau par la maison territoriale de la performance. Depuis 2018, la collectivité a non seulement financé les investissements du centre à hauteur de 2 156 503 € et a également soutenu le fonctionnement pour un montant de 12 700. Vous m'interrogez sur ma position. Je pense qu'elle est donc claire et sans ambiguïté. Deuxièmement, vous évoquez de manière assez large les infrastructures sportives. Là aussi, je me permets d'apporter des informations que vous ne possédez sûrement pas. Aujourd'hui, la collectivité de Corse est propriétaire de moins de 10% des équipements sportifs présents sur l'ensemble de l'île. Je dis bien moins de 10%. En effet, les infrastructures sont majoritairement gérées par les communes ou encore les communautés de communes. Nous ne sommes donc pas responsables de tout, ni de tous les maux. Vous parlez également de besoins sans réponse d'infrastructures sportives dans le rural. Quelques exemples suffiront pour montrer que la réalité est tout autre. La salle de danse et le stade de Cargèse, le City Stade de Carstirla, le City Stade du village de Ventiseri, celui de Prunelli di Fiumorbo, le City Stade du Petroso, les cours de tennis à Liuia, les salles pour la pratique sportive à Coutsa, et également le projet de stade porté par la communauté des communes de Cap-Corse avec laquelle nous travaillons. Nous agissons aussi en faveur des jeunes avec un soutien aux ligues et comités pour que le sport puisse se développer dans le rural ou même juste se maintenir, car nous savons bien que c'est parfois plus difficile qu'ailleurs. Depuis 2018, pas moins de 20 millions d'euros ont été versés par la collectivité de Corse aux porteurs de projets pour soutenir la création ou encore la rénovation d'équipements sportifs. Nous accompagnons aussi des initiatives comme celle portée par l'intercommunalité Pasquale Paoli, où nous avons financé l'aménagement de salles dédiées à des ateliers de musique ou d'art pour les jeunes. Pour ce qui est de la culture, je vais évoquer les fabriques culturales qui sont pour certaines bien ancrées dans le rural et qui font vivre nos territoires. Je peux citer le Centre Bogge à Pigna, la Casell'Arte de Benagu, la Providence dans le Nebbio, l'Aria à Piodula. Et je rappelle que les 16 millions d'euros dédiés à la politique culturelle prévoient une culture omniprésente dans la ruralité.
Je vous invite également à regarder le replay de l'émission Watch sur Villastil, qui avait pour thème, il y a quelques semaines, la culture dans le rural, en présence de la conseillère exécutive Madame Santouche, mais aussi d'acteurs culturels qui ont soutenu l'aide de la collectivité concernant la politique de ce domaine. Je rappelle aussi que la collectivité de Corse a fait en sorte que tous les festivals structurants aient des actions à l'année et dans la ruralité. Je pourrais aussi parler de notre réseau de médiathèques implantés sur le territoire, que ce soit à Sarthe, à Pitet-Bikiza, à Koutsa ou encore à Saint-Luigi-Aditala. Peut-être là aussi avez-vous manqué l'information. Santa Luigi-Aditala a été inauguré il y a quelques jours et il s'agit d'un très bel outil culturel, tel un écrin au cœur de l'Alta Rocca. Troisièmement, concernant les collèges et les lycées, je vous invite à davantage de modération. Vous comprendrez bien qu'en tant qu'élu, je ne peux pas vous laisser tenir ce genre de propos sur une supposée vétusté ou encore un manque d'équipement. Les établissements accueillent un public jeune et pour cela, des règles strictes sont respectées. Il n'y a aucune intransigeance. Vous prenez le cas de Montésor. Oui, la cité scolaire de Montésor est ancienne pour une partie des bâtiments. Je les ai visités il y a quelques semaines. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous posez votre question aussi. Mais nous y avons aussi livré un bâtiment pôle des sciences, neuf, pour un montant de 3,5 millions d'euros. Nous investissons également chaque année dans cette cité, comme nous le faisons pour tous les établissements scolaires de l'île. D'ailleurs, Montésor est particulièrement équipé, les machines dans les ateliers le prouvent. Nous avons investi pour que les jeunes qui sont en formation aient les meilleurs outils à disposition, à peu près plus d'1 million d'euros pour 2023 et 2024. Nous sommes donc très ambitieux pour tous nos jeunes. Encore sur Montésor, je tiens à rappeler que l'accident qui s'est produit il y a un mois était le résultat d'une malchance. La surcharge électrique de ce câble a eu lieu sous le bâtiment des ateliers. Cela aurait pu se produire plus bas, sous la route ou plus haut, sous d'autres immeubles. Ce n'était pas de la responsabilité de la collectivité de Corse et je crois qu'il est important de le dire, d'autant que la situation a été rétablie en 2 jours d'intervention continue par l'entreprise mandatée. Pour les établissements scolaires dans leur globalité, j'aimerais avoir un budget illimité, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Quand les bâtiments ont été transférés aux régions, le parc n'était pas neuf et un tel parc est un gouffre en termes d'investissement. Chaque année, nous faisons des travaux. Certains travaux sont très visibles, comme le nouveau pôle des sciences de Calvi pour un montant de 770 000 euros, ou encore celui de Banet-Léon, que nous livrerons à la rentrée prochaine pour un montant de 3 millions d'euros. D'autres travaux massifs passent inaperçus, comme lorsque nous rénovons des réseaux entiers. Chaque année, nous construisons, nous réparons, nous rénovons. Et j'avais à cœur d'agir, par exemple, très rapidement au Collège de Saint-Joseph pour le CDI. Les travaux ont d'ailleurs commencé cette semaine. Par ailleurs, même si votre assemblée ressemble à une assemblée de jeunes adultes, vos années collège et lycée ne sont pas si lointaines. Et vous pourrez reconnaître que les adolescents ne sont pas les occupants les plus faciles à gérer. Par exemple, nous réparons les installations électriques quand les fils électriques des paillasses de labo sont coupés juste pour s'amuser. Nous payons encore pour modifier la façade d'un bâtiment quand celle-ci attire les acrobates et qu'il faut éviter un accident. Nous payons aussi pour modifier les lavabos des toilettes quand ceux-ci sont démontés. Voilà aussi tout l'engagement qui est le nôtre pour assumer notre compétence. Enfin, vous l'avez dit, le contexte budgétaire est contraint. Mais nous avons considérablement investi et nous continuons à le faire. Bien sûr, en matière d'investissement, quand les besoins sont grands et que les enveloppes budgétaires ne sont pas aussi grandes, il faut faire des arbitrages. Et oui, c'est alors l'urgence qui prime et c'est cela aussi, être un élu responsable et engagé. Monsieur Béchérigui, votre question mérite bien toutes ces explications. Évidemment, et vous le comprendrez aisément, je ne peux pas accepter que l'on parle d'un désengagement ou d'un manque d'ambition. Vous-même, d'ailleurs, dites ne pas pouvoir l'accepter. Je vous réponds que je ne l'accepte pas moi-même. Aussi, avant de conclure, je tiens à vous dire que je me suis interrogée sur le temps employé dans votre question et je vous avoue ne pas avoir compris votre attaque, d'autant que vous avez été déjà précédemment élu au sein de cette assemblée à Diadjouentou. Sachez que je reste disponible pour évoquer tout sujet qui vous préoccupe et pour vous apporter les éclairages nécessaires en amont. Enfin, je pense modestement avoir fait ma part du chemin pour travailler au service des jeunes, mais également au service de tous les Corses, et je continuerai à œuvrer en ce sens. E qua mandadur a ringraziabi. A ringraziabi. Signora consigliera Esegudi. Alors, un'altra domanda a bocca a wa. Mi dico verso l'esegudi in linea c'è un gioco armane normalmente.
che dava risposte in all'ambiente. Si degui. Sono qui, cara Presidente, salute. Ci vede biege, salute. Dunque, c'è adesso una prima domanda fatta da Bolino Santelli, non da Unichel in Oliastro. E poi dopo ci sarà un'altra domanda da Battiste Leandri, per scelta patriota, non da sopra frequentazione in Bauella. Allora, Bolino, avete la parola. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de l'Office de l'environnement de la Corse. L'entreprise canadienne Orania Resources a présenté il y a quelques mois un projet d'extraction de nickel sur les plages de Nonza et d'Oliastro. Le nickel, ressource très convoitée, tout le monde le sait, tout particulièrement pour la fabrication des batteries automobiles. Ce projet a donc été présenté par l'entreprise comme ayant un impact environnemental positif. Cependant, dans la même présentation, elle précise que près de 90 forages seraient nécessaires pour extraire près de 35 000 tonnes de nickel dans cette zone, ce qui représenterait à terme pour l'entreprise des revenus de plus de 400 millions d'euros. Et c'est une zone qui, je le rappelle, est classée et est également un site remarquable. Donc, de nombreux risques font apparaître ce projet comme très négatif pour l'île. Rupture de l'équilibre écologique, risques sanitaires liés à la proximité de l'ancienne usine d'amiante de Kaanari, dénaturation du lieu et également fuite de capitaux financiers vers l'étranger. Les collectivités concernées, par exemple la municipalité d'Oliastro ou encore celle de Nonza, ainsi que les habitants s'opposent à ce projet. Une pétition pour l'abandon du projet a d'ailleurs déjà récolté plus de 20 000 signatures. Par votre voix, le Conseil exécutif s'est déjà publiquement opposé à ce dossier, mais je voudrais savoir quelle sera donc son action si l'entreprise obtient toutes les autorisations nécessaires à la poursuite du projet. Je vous remercie. Ringraziabi. Allora, io Presidente dell'Ufficio dell'Ambiente, avete la parola. Ringraziavi, cara Presidente. Cara consigliere, giuste qualche parole per spiegarvi di noi come si possono passare l'affare. Avete detto parfaitement de nos immeubles de sa situation. Afin d'être très clair, le Conseil exécutif de Corse s'est déjà prononcé, c'est non, sans aucun embâche. Donc, vous l'avez compris, même si nous avons, et vous avez raison de le formuler, quelques inquiétudes qui peuvent continuer de persister, puisque après avoir rencontré moi-même personnellement le vice-président de l'exploration chez Orania Resources et de lui avoir dit de manière très claire que nous serions bien évidemment contre ce projet et qu'il devait l'abandonner immédiatement. Et d'ailleurs, il nous avait confirmé dans ses propos que si la population serait contre, ils n'iraient pas plus loin. Et vous avez raison de préciser qu'une pétition en ligne a déjà recruté plus de 20 000 signatures et je lui ai fait état effectivement de cette affaire. Néanmoins, nous devons rester vigilants parce qu'on sait très bien que ces grands groupes qui ont des appétits croissants, et vous avez évoqué les milliers d'euros qu'ils pourraient récupérer au détriment de toute la partie écologique, environnementale, financière, qui sort du contexte de l'acceptabilité. Donc, soyez sûrs de notre implication et soyez sûrs que même si les autorisations doivent être décernées par l'État et peuvent nous échapper à un moment donné ou à un autre, soyez sûrs de notre implication à faire le nécessaire, un, auprès de l'État, et deux, de mobiliser, quoi qu'il en soit, au sein même de l'Office de l'environnement afin de garantir que ce projet d'extraction de nickel n'aboutisse pas à la création, bien évidemment, d'un nouveau préjudice écologique qu'a déjà connu le secteur. Donc nous mettrons nos moyens juridiques, techniques, et fort de tous ces artifices que nous aurons à notre disposition, nous ferons le nécessaire pour nous opposer, quoi qu'il advienne, à ce projet. Donc nous sommes prêts à mener des études nécessaires afin de garantir une approche scientifique solide. Et bien évidemment, on engagera les procédures nécessaires en termes de contentieux si l'affaire venait à continuer de s'agiter autour
d'Oliastro et de Nons. Mais voilà, cara consigliera, tout ce que je peux vous dire au moment où je vous parle, mais soyez sûrs de notre implication à ce que ce projet ne voit pas le jour par tous les biais qui seront à notre disposition pour pouvoir le faire. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Allora, come l'ha detto prima, di Battiste Leandri awa per scelta patriota. Non c'è mica? Ah, scusa, t'hai mica visto. Scusi. Ecco, Baibur. Jo presidente dell'Ufficio dell'Ambiente di Agorsica. L'istatina si avvicina e come in parecchi luoghi montagnoli corsi sarà preso d'assalto da soprafrequentazione a Baveda. Non potremo amminorare il suo impatto all'ambiente e agli abitanti di questi luoghi. Più di 1 milione di turisti passano in Baveda lungo l'anno. A nome della preservazione dell'ambiente e della sicurezza, misure sono stati adottati. Stangaggi per impedire la parcheggiarsi, a partire di un garatoio nuovo, messa in piazza di una navetta e chiusura dell'accesso a Porcaraccia o Pulischedo e Ravacca senza l'accompagnamento di professionali. Ma di disgrazie non sono mica stati bastanti e vissuti da certi paesani come un'ingiustizia. L'animale a fiora soggia, più che mai minacciati, l'argetto e i muveri, animali emblematici di sti vorchi, ne sono oggi i fuggiaschi. Al di là di un scompiento che rappresenta soprafrequentazione per questo ambiente, si pone di nuovo un problema per i rocchigiani stessi. I suoi paesani non hanno più accesso ai parcheggi e certi fiumi d'acqua sono sempre stati, che sono oggi riservati solo ai professionali di turismo. Come possiamo accettare non pensare mica ad un'altra maniera di sviluppo economico della Corsica? Come non possiamo fare in sorte che il riscaldamento climatico e le crisi ambientali siano di più presi in conto in misura e dunque proteggere i nostri luoghi e mantenere la nostra coesione sociale e culturale. E in questo senso che va a mia domanda che è doppia. Come potete far campare un'economia perenne in Baveda, lottando sempre contro la soprafrequentazione senza mettere in pericolo la nostra biodiversità o i diritti del nostro popolo? E come adattare a queste misure, laggando ai paesani un accesso ai suoi luoghi? A ringraziarvi. A ringraziarvi. Per la vostra informazione è arrivato 1 minuto 44. Bah. Allora, ora die al presidente dell'Ufficio dell'Ambiente che da rispondere. A ringraziarvi, cara Presidente, caro consigliere, vi ringrazio per la vostra domanda e la collettività di Corsica e l'Ufficio dell'Ambiente di Corsica lavorano di sicuro con l'appoggio dei territori, gli eletti, i professionali e gli abitanti e di noi questi sono a tenere in conto. Per costruire a livello di Corsica Casano un modello di sviluppo a lungo andare, le decapite. Dans cette perspective, la problématique relative à la fréquentation des espaces naturels de notre île, un sujet complexe, vous avez raison, et sensible, est au cœur de nos préoccupations. Vous le savez, l'Assemblée de Corse, par délibération numéro 21-185, portant adoption d'une motion relative à la surfréquentation estivale, a sollicité une implication forte dans l'intérieur et sur le littoral pour rechercher l'équilibre nécessaire entre développement économique local et préservation des milieux. C'est bien dans cet état d'esprit que la collectivité de Corse et l'Office de l'environnement sont intervenus dans le massif de Baville, en support technique et financier de la communauté des communes de l'Alta Rocca qui en est responsable. Donc, en effet, vous l'avez dit, et à juste titre, le site emblématique de Baville a subi une pression touristique relativement forte. Et je m'empresse de vous dire d'ores et déjà que les mesures que nous avons prises depuis 2 ans ont eu un impact sur la fréquentation, puisqu'en 2024, une baisse globale de 36% par rapport aux années fortes, et notamment celle de 2021, a été notée. Aussi, je vous remercie de l'avoir rappelé, des mesures ont été mises en œuvre afin d'agir sur la fréquentation. Permettez-moi de bien préciser que ces opérations ont été déployées sous l'égide, bien sûr, de la communauté des communes de l'Alta Rocca et dans une concertation élargie d'un comité ad hoc ayant créé en premier lieu avec les acteurs locaux, les élus, les socioprofessionnels, les propriétaires fonciers et les riverains. Si des progrès sont certainement possibles, je suis convaincu, et d'ailleurs, si vous le permettez, j'aimerais vous associer à la réflexion. S'il est possible de pouvoir vous entendre dans une commission ad hoc et si vous avez des propositions à faire, nous serons bien évidemment autour de la table avec vous pour en discuter et pour aller plus loin
dans la construction qu'il nous restera à tenir ensemble. Je suis convaincu qu'en organisant les flux et en structurant les conditions de stationnement, c'était la pierre angulaire de notre action à Bâville, et en intensifiant la communication auprès des visiteurs, nous avons collectivement contribué à protéger la biodiversité exceptionnelle du massif. Pour être plus précis et par rapport à vos préoccupations qui consistent bien évidemment à avoir un accès de pleine nature, libre et non pas accompagné par les professionnels. Sachez qu'on parcourt toujours avec l'idée de pouvoir rendre la nature à tout un chacun et qu'on ne soit pas forcément accompagné sur site avec des organisations qui appellent une rémunération financière et autres. Ceci étant dit, ce site-là est quand même un site qui présente quelques inquiétudes. Et vous l'avez précisé, et vous avez précisé pour Karac, le Poulisquet, les Lavac et bien d'autres endroits. Je rappellerai quand même que ce sont des endroits, et notamment en 2021 et 2022, où nous avons eu de graves accidents, et des chutes mortelles. Et c'est certainement ce qui a imposé au préfet de prendre des mesures fortes et aux maires de prendre des mesures fortes, qui leur incombent. Et en cas de problématique, ils en sont pleinement responsables. Donc, vous l'avez compris, ces dispositions ne revêtent pas d'un caractère optionnel ou arbitraire et elles obéissent forcément à un cadre sécuritaire qui prédomine sur l'ensemble de nos réflexions. Donc, outre la sécurité qui est un moteur essentiel, notre ambition est claire, faire de Bâville un exemple de cohabitation entre nature, économie et société, comme partout où on aura à discuter de ce genre de problématiques. Notre rôle, bien évidemment, par exemple, il est de faciliter le stationnement des résidents avec des conditions spécifiques et adaptées. Alors, je ne vais pas vous renvoyer à l'autonomie, mais certainement que dans cet axe-là, on sera à même de pouvoir instaurer certaines mesures de préférence aux gens et aux résidents qui nous permettraient effectivement de sanctuariser certaines choses afin qu'ils aient, eux, un libre accès, afin de pouvoir bénéficier des sites. Intégrer pour les aires de stationnement un système de réservation numérique, QR code ou pas, avec préférence locale, bien sûr, proposer un quota journalier de véhicules stationnés afin de renforcer la limitation de la fréquentation du site et intensifier l'information délivrée aux visiteurs, à la fois sur site de manière dématérialisée via des outils de communication innovants et interactifs que l'on peut avoir aujourd'hui. Il s'agira donc, bien sûr, à Bâville, comme partout ailleurs, d'adopter et d'adapter des opérations de gestion qui répondent à notre temps. Ringraziabi. Ringraziabi oggi Presidente dell'Ufficio dell'Ambiente e poi ringraziabi di noi per la vostra pazienza. Stamane. Allora, accogliamo il Presidente dell'Esecutivo, saluto oggi Presidente. Dunque, c'è una domanda a bocca che deve essere fatta non da Ubortu di Ostia. Di Samir Mibarin, di Samir Becherighi, che dava a domanda. Ben, radio. Monsieur le Président de l'exécutif, le calendrier s'accélère concernant le rattachement de la CCI à la collectivité de Corse. Cette dernière deviendra donc propriétaire de l'ensemble des ports et aéroports de l'île. Notre groupe s'interroge déjà concernant la stratégie qui sera adoptée par le Conseil exécutif de Corse. Quelle trajectoire de développement sera envisagée? Quels seront les moyens mis à disposition? À défaut de connaître pour le moment les caractéristiques exactes de l'organisation qui sera amenée à gérer ces infrastructures, nous souhaiterions connaître votre vision politique sur ce domaine. Quelles sont vos ambitions? Pour initier l'échange, prenons un exemple. Depuis des décennies, un débat perdure à Bastia, celui d'un nouveau port de commerce. Votre mouvement, au pouvoir dans cette ville depuis plus de 10 ans, n'a jamais tranché clairement sur la question. Quel projet sera retenu? Port de la Carbonite, port Touno, agrandissement du bassin actuel? Enfin, les Bastiais, qui sont les principaux impactés par la prise de décision ou de non-décision, seront-ils amenés à s'exprimer sur le sujet par un vote? Je vous remercie. Ringraziati. Ora c'è da essere una domanda a risposta fatta dal Presidente. Ringraziati. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de l'Assemblée di Gioventù. Une question courte, mais qui nécessite ou nécessiterait de longs développements. Je vais essayer de résumer les grands chapitres et je reste bien sûr
votre disposition et à disposition de l'ensemble des membres de l'Assemblée di Aggiuntu pour approfondir la présentation. Alors, d'abord, la vision globale et la stratégie globale en matière de transport externe et en matière d'infrastructure, je pense qu'elle est claire. Elle a été mise en œuvre sans discontinuer, et quelles que soient les difficultés, et Dieu sait si elles ont été importantes, notamment depuis décembre 2015, date de l'accès des nationalistes aux responsabilités. Sur la vision stratégique, d'abord en ce qui concerne les transports externes, sans parler des transports internes, des routes et du chemin de fer, mais limitons l'exposé en réponse à votre question aux transports externes. Transports maritimes et transports aériens sont stratégiques et décisifs pour un territoire insulaire, a fortiori pour un territoire insulaire méditerranéen comme le nôtre, qui aspire à l'autonomie et avec des caractéristiques économiques qui nous rendent au jour d'aujourd'hui particulièrement dépendants de l'extérieur, notamment en termes d'importation pour tout ce qui est notre consommation. Vous savez que nous importons 95% de ce que nous consommons. Donc la maîtrise des transports maritimes et aériens et la maîtrise la plus large possible de nos transports maritimes et aériens est pour nous, nationalistes, un impératif stratégique. C'est ce à quoi nous avons travaillé dans le domaine maritime et dans le domaine aérien. Le domaine maritime, vous savez que sous le coup de multiples procédures engagées par un opérateur privé, dans un contexte ultralibéral et avec une interprétation maximaliste par la Commission européenne des règles régissant le droit de la concurrence, nous avons eu affaire depuis 2015 à de nombreuses procédures visant toutes, directement ou indirectement, à démanteler le service public maritime et aérien. Donc nous sommes battus judiciairement, politiquement, pour sauver et renforcer ce service public, et ces efforts ont été couronnés de succès, aussi bien dans le domaine maritime que dans le domaine aérien, avec la validation en voie d'être définitive par la Commission européenne d'une délégation de service public allant jusqu'à 2029, et dans le domaine aérien, la validation de la DSP aérienne entre le bord à bord et Paris. Je rappelle qu'en arrière-plan, il y a également un enjeu social qui est majeur, puisque ce sont plusieurs milliers d'emplois directs et indirects qui auraient pu disparaître et à tout le moins être impactés si le principe de ce service public avait été remis en cause, y compris dans sa volumétrie. Donc ça a été la première chose. Deuxièmement, en ce qui concerne, au-delà de la gestion des flux, il y a également une question d'attractivité. Notre économie dépend aujourd'hui largement du tourisme, vous le savez, 35-40% du PIB, là où la France, qui est pourtant un des plus grands pays du monde en termes d'attractivité touristique, a un PIB en matière de tourisme qui est environ 9%, nous sommes à 35-40%, donc ça montre l'ampleur de la dépendance par rapport au tourisme. Bon, on essaie de travailler à une économie, à un modèle économique à la fois durable et plus équilibré, notamment à travers le renforcement de l'agriculture de production, la diversification des PME, le soutien aux entreprises innovantes. Ce sont des entreprises de long terme. Aujourd'hui, le tourisme reste de facto une locomotive pour l'ensemble de notre économie. Et qui dit tourisme, dit maîtrise et développement du tourisme dans une logique de développement durable, mais également gestion des flux. Donc il y a à la fois la nécessité d'avoir un service public fort, répondant aux attentes et aux besoins de l'ensemble des Corses, mais il y a également la nécessité d'avoir une offre de transport, notamment dans le domaine aérien, qui réponde aux enjeux de l'attractivité touristique dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel. Donc ça, c'est un équilibre qui est extrêmement difficile à trouver. Nous y travaillons. La collectivité de Corse, l'OTC, gestionnaire de l'enveloppe de dotation de continuité territoriale, l'ATC, et en concertation, bien sûr, avec la Chambre de commerce et d'industrie, partenaires institutionnels et l'ensemble des acteurs publics ou privés, et notamment les professionnels du tourisme. Donc ça, c'est pour la gestion des flux. Je rappelle aussi que parmi tous les combats, il y en a un qui a été mené, gagné à titre transitoire, mais qui n'est pas définitivement acquis, c'est
combat pour la réindexation de la dotation de continuité territoriale. Nous avons obtenu 50 millions d'euros cette année. Cette augmentation n'est pas pérenne. Si elle est remise en cause demain ou après-demain, ça voudra dire soit l'augmentation du prix du fret et ou des billets, soit la diminution du périmètre de service public avec une dégradation du service et des risques pour les emplois corses liés au transport maritime et aérien. Donc c'est un combat permanent, là aussi, qui n'est pas gagné. Ensuite, il y a la question des infrastructures. La question des infrastructures, nous sommes déjà propriétaires, une petite approximation de votre question, nous sommes propriétaires depuis 2002, la collectivité de Corse, des ports et des aéroports. Et nous avons vocation à le rester. Mais non seulement nous avons vocation à être propriétaires de nos infrastructures, mais nous avons vocation également à exercer une maîtrise publique de la gestion de ces infrastructures. C'est le combat qui a été mené depuis 2019, la loi Pacte, pour rattacher la CCI, et puis les épisodes, y compris l'épisode récent, en octobre, quand l'État a voulu remettre en cause le principe du rattachement de la CCI en ouvrant la porte à un appel à concurrence qui permettrait à des grands groupes internationaux de se positionner sur la gestion des ports et aéroports de l'île. C'est pour nous une option qui n'est clairement pas envisageable. Pour nous, la maîtrise des ports et des aéroports, porte d'entrée dans l'île, doit rester publique, maîtrise publique de la Corse et de ses institutions. C'est pour cela que nous travaillons actuellement, vous le savez, au rattachement de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse, qui sera suivi ensuite à un autre niveau par le rattachement de la Chambre des métiers. Si nous menons à bien cette opération, et je vous rappelle que le projet de loi a été transmis à l'Assemblée de Corse, qui a donné un avis favorable, qui a demandé un certain nombre d'évolutions, il vient d'être transmis par le gouvernement au Conseil d'État, il devrait y avoir un examen sur le projet de loi du rattachement dès le début du mois de juin. Donc là, il faut espérer que les députés et les sénateurs voteront en faveur de cette loi. Si cette loi intervient, plusieurs conséquences. Premièrement, nous aurons sauvé et pérennisé les plus de 1000 emplois de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc 1000 emplois au moment où les CCI de France sont remises en cause, disparaissent et licencient. Donc ça, c'est un premier combat social qui a été engagé et qui, je l'espère, va être gagné. Deuxièmement, en ce qui concerne la gestion des ports et des aéroports, si la loi organise le rattachement de la CCI qui deviendra un établissement public et industriel et commercial de la collectivité de Corse, au-delà du sauvetage des emplois, au-delà du transfert à la nouvelle entité ainsi créée de l'ensemble des contrats de travail, des conventions collectives, des dispositions applicables, ce qui est un acquis social important, il y aura également donc une institution publique qui, sous le contrôle et la tutelle de la collectivité de Corse, alliera savoir-faire, le savoir-faire de la CCI, et maîtrise de la puissance publique, notamment dans les choix stratégiques. Si nous réussissons cela, je le dis aussi, avec solennité, mais sans faire Pierrette et le pot-au-lait, parce qu'on n'a pas encore gagné ce combat, nous serons la seule île de Méditerranée, y compris les îles autonomes, y compris les îles indépendantes. Nous serons le seul territoire européen, y compris les grandes régions allemandes par exemple, à être à la fois propriétaire de nos infrastructures portuaires et aéroportuaires et gestionnaire de nos infrastructures portuaires et aéroportuaires. Les Baléares, îles autonomes, ne sont pas propriétaires de l'aéroport. C'est l'État qui est propriétaire. Dans tous les territoires européens, aujourd'hui, ce sont des grands groupes soumis à la logique du marché et à la recherche du profit qui gèrent les ports et les aéroports. Nous, si nous réussissons à poser cette dernière brique de la maison que nous avons construite, eh bien, nous serons un territoire qui est propriétaire, et un territoire et une institution, je l'espère, demain, un territoire insulaire autonome et un peuple reconnu, propriétaire de ces ports et aéroports et gestionnaire de ces ports et aéroports et avec un service public dans le maritime et l'aérien qui est sans équivalent, y compris dans les îles européennes. C'est en voie d'être réalisé, ça devra être défendu. Donc je pense que j'ai répondu à la première partie de votre question sur quelle est notre vision stratégique et politique. Sur le port de Bastia. Donc c'est un débat complexe, vous l'avez dit, qui a été posé depuis plus de 30 ans.
maintenant. Les données du problème ont évolué chemin faisant. Elles ne sont plus aujourd'hui ce qu'elles étaient il y a 10 ans. D'abord, rappelez, vous l'avez dit dans votre question, ça concerne d'abord les Bastiers, ça concerne l'ensemble de celles et ceux qui vivent dans les communes alentours, mais c'est un débat qui concerne la Corse. Le propriétaire du port, c'est la collectivité de Corse, et le système portuaire corse, il ne peut pas se penser uniquement à travers Bastia, même si Bastia est le premier port de l'île. Un exemple, si on agrandit beaucoup le port de Bastia pour équilibrer son fonctionnement, il faudra orienter une grande part du trafic vers Bastia. Ça ne sera pas neutre pour les autres ports, ni pour Ajaccio, ni pour l'île Rousse, ni pour Porto Vecchio, ni pour Propriano. Donc il faut penser le système de façon globale. Nous, dans les combats qu'on a menés, quand on a gagné le combat sur la DSP, on a sauvé le port de Propriano, qui était menacé de disparition. Et on est heureux de l'avoir fait parce qu'au-delà du port de Propriano, il y a des emplois directs et indirects pour l'ensemble de la région, y compris dans l'intérieur et dans la montagne. Donc, il faut penser le port de Bastia de façon globale. Ceci étant, il y a aussi des données qui s'imposent à nous. Et moi, ma contribution en tant que président du Conseil exécutif, notamment ces 4 dernières années, elle a été d'aller au bout des études qui, jusque-là, et je le dis tranquillement, n'avaient pas été menées de façon approfondie. Les études environnementales, notamment sur l'impact d'un éventuel nouveau port à la carbonite. Je rappelle qu'il y a un enjeu sur les Posidonies, et le président de l'Office de l'environnement et la présidente sait combien nous nous battons. La Posidonie, c'est une richesse essentielle de la biodiversité en Méditerranée, et la Corse est le territoire qui, en Méditerranée aujourd'hui, concentre la plus grande part des Posidonies. Donc, c'est un enjeu de biodiversité important, mais il y a également la plage de la Rinelle, aspect écologique et aspect économique et touristique. Je veux dire, demain, on ne peut pas construire une infrastructure qui viendrait détruire les Posidonies, en tout cas dans une proportion inacceptable. Il faut voir où on met le curseur. Et à mon avis, on ne pourrait pas envisager une infrastructure qui impacterait la plage de la Rinelle. On sait que des ports qui ont été construits, notamment sur la côte est, je pense au port de Campoloro, ont conduit à des impacts majeurs en termes d'érosion du littoral, etc. Donc il y a eu non seulement les analyses écologiques, mais également les analyses techniques, les analyses de mobilité, les analyses de prospective, parce qu'on ne crée pas un port uniquement pour l'infrastructure. L'infrastructure, elle doit être au service d'une vision économique. Vous l'avez dit dans votre question, la Corse de demain ne sera pas, je l'espère, celle d'aujourd'hui. J'espère que demain, nous ne continuerons pas à importer 90% de ce que nous consommons. Donc forcément, ça va impacter aussi le volume du fret. Il y a de nouvelles techniques, etc., etc. Donc tout ça est complexe. Donc je termine, excusez-moi, je suis un peu long, mais la question le mérite, excusez-moi, Madame la Présidente. Vous dire quelles sont les options, clairement. Et après, on dit comment, à mon avis, il faut en sortir. La première option, les options théoriques, c'est celle du statu quo. On ne touche rien. C'est l'option du statu quo, à mon avis, elle est impensable. 2 exemples. C'est un port qui ne fonctionne pas à cause de la météo pendant pratiquement un tiers de l'année. C'est le principal port d'entrée. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, on est en dérogation permanente en termes de sécurité. On est passé à plusieurs reprises à côté d'incidents graves, voire de catastrophes. On ne peut pas rester comme ça. Donc il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ? À partir de là, il y a un certain nombre d'options. Je vous les énumère brièvement. Et elles sont expertisées. Je rappelle que le dossier actuel, il fait 20 000 pages. Donc on a de quoi échanger et réfléchir. Première option, c'était celle qui avait été identifiée comme l'option dite des pêcheurs. C'était, bon, pour celles et ceux qui connaissent, j'aurais dû projeter peut-être, mais enfin vous connaissez, prolonger la digue est, c'est-à-dire la digue principale, sur environ 80 ou 100 mètres. Il y a beaucoup de fonds, c'est de gros travaux et ça ne change pratiquement rien à la fonctionnalité du port. Au contraire, ça la complique. Donc cette option-là, elle est écartée. Il y a une deuxième option qu'à mon avis, il faut écarter, c'est l'option, mais elle est expertisée, c'est l'option initiale, la carbonite. L'option initiale, la carbonite, celle qui a été portée notamment par les anciennes majorités municipales, c'est un port
totalement surdimensionné, avec plus de 10 postes à quai, avec des dizaines de millions de mètres cubes de béton, qui aurait un impact écologique majeur et qui ne correspond absolument pas aux données actuelles et aux prévisions des besoins de la Corse. Donc cette option-là, elle a été expertisée. Moi, je pense qu'il faut l'écarter. Après, il en reste deux, théoriquement. Et c'est autour de ça, à mon avis, que le débat va se cristalliser. La première, c'est un réaménagement important de l'actuel bassin. Comment, notamment à travers la création d'un remblai de 34 000 m² sur la mer au nord-est du port, c'est-à-dire derrière la jetée actuelle, on gagne 3,5 hectares en remblayant. À partir de là, on augmente les quais et les surfaces de manutention, etc. Mais, problème important dans cette option, problème écologique, de l'autre côté, il y a des patelles. Donc, d'un côté, il y a des posidonies au sud, mais là, il y a des patelles. C'est une espèce protégée, il faut repartir sur un parcours qui est long. Mais surtout, on gagne, c'est vrai, de la fonctionnalité à travers 3 ou 4 hectares en plus, mais les problèmes de circulation et de mobilité restent entiers. C'est-à-dire que si vous continuez à faire venir, vous le savez, hein, demain, quand il y a le tunnel qui est bouché à Bastia, on ne circule plus. Donc on est au risque d'un incident grave à chaque fois, même si, grâce à un travail en commun, lorsqu'on a dû fermer le tunnel pour des travaux, ça a développé le recours à des modes alternatifs de déplacement et ça a été plutôt positif. Mais en tout cas, à mon avis, et c'est l'expertise qui nous l'a démontré, si on devait envisager cette option, elle passe aussi par un nouveau tunnel. Un nouveau tunnel qui contourne le centre-ville par l'ouest, c'est-à-dire qui permet de passer à la fois, si vous voyez, la sortie sous l'hôpital qui sort à l'Annonciade, une partie en aérien, et on doublerait le tunnel actuel du chemin de fer. Problème, un coût énorme, l'amiante partout, donc, et des contraintes de sécurité, notamment depuis la catastrophe du Mont Blanc, qui ont augmenté. Chiffre, avant la crise ukrainienne sur cette opération, 450 millions d'euros. À avoir en tête, pas financé actuellement, nulle part. Dernière option, l'option dite Portuno, donc c'est une option que j'ai versée au débat, mais que j'ai fait expertiser par... C'est en gros un port au sud de Bastia, en gros, juste après, je dirais, au niveau des Sables Rouges, du camping actuel, à la sortie, en fait, là où est prévu le port de la Carbonite, mais deux différences importantes par rapport au port de la Carbonite. Premièrement, un port plus réduit, avec 7 grands postes à quai, et deuxièmement, des techniques différentes qui sont rendues possibles par la réduction du périmètre, c'est-à-dire que là où on coulait du béton, on fait des digues qui sont simplement reliées par des pylônes et les courants continuent à passer sous la digue. Donc, moins d'impact écologique, d'après les études qui ont été faites, aucun impact sur la plage de la Rinelle, sinon un réengrossement, en fait pas une diminution, un réengrossement le long de la digue et un impact très réduit sur les posidonies. Donc, sur cette option, apparemment, techniquement, écologiquement, on passe. Je dois à la vérité du débat de dire que certains considèrent que c'est encore trop impactant au plan écologique. Et ça permet de purger le problème avec une ville qui, à ce moment-là, devient une ville nouvelle. Il faut l'avoir en tête. Pourquoi? On met le port au sud. Ça veut dire qu'il faut penser la mobilité entre le port au sud et le centre-ville, sauf à, désirriguer totalement le centre-ville. Et là, les gens du centre-ville ne seront pas d'accord. Ça veut dire aussi qu'on récupère près de 10 hectares de terre-plein, là où il y a l'actuel port de commerce. Ça veut dire qu'on requalifie le port de commerce actuel en port de plaisance et de grande plaisance. Donc avec plus de 1000 anneaux, etc. Donc c'est à la fois enthousiasmant par beaucoup d'aspects, on crée une ville nouvelle, mais c'est un vrai débat qui n'est pas que relié au transport. C'est une philosophie de la ville.
c'est plus la même ville. Et il y a des gens qui ne souhaitent pas aller vers ce modèle, et je peux le comprendre. Et je termine, là on est à 1,2 milliard. 1 milliard, 1,2 milliard. On peut envisager, d'après les scénarios financiers, une compensation importante à travers la vente ou la location des anneaux, quand le port de commerce est requalifié en port de plaisance, mais avec les incertitudes qui pèsent sur le secteur. Et donc, dans tous les cas, on est dans une équation budgétaire qui est une équation budgétaire qui n'a pas de réponse au jour d'aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est vrai que la décision doit être prise, mais elle est extrêmement difficile. Je termine en disant quel processus. Le processus, il est simple. Il y a forcément un débat public. Mais il ne peut venir que sur le fondement d'une décision de l'Assemblée de Corse. C'est-à-dire que l'Assemblée de Corse va être saisie de ces 20 000 pages. Elle aura à se prononcer sur une des 4 options. Cette 4 options va être mise en débat public à l'échelle de la Corse. Je suis favorable en ce qui me concerne également à une consultation locale à l'échelle de la ville ou peut-être même à l'échelle de la communauté d'agglomération. Et à côté de ça, et je termine, il faut qu'on réfléchisse parce qu'il faut aussi trouver les financements à tous ces projets. La dernière fois, vous m'avez interrogé sur la traversée d'Olmeto. J'ai été interrogé sur la traversée de Venaco, j'ai été interrogé sur la traversée de Santa Lucia di Bortivecchio, j'ai été interrogé, et je le suis, c'était un peu en filigrane de la question précédente, sur le plan de rénovation des collèges et lycées. Je suis interrogé sur la concrétisation d'un certain nombre de projets routiers, y compris dans l'intérieur. Au jour d'aujourd'hui, il y a un gap très significatif entre les ressources de la collectivité de Corse, sans même parler de celles des communes et intercommunalités, et les moyens budgétaires à notre disposition. Donc la solution, c'est quoi? Je termine. Je pense qu'il faut changer la structure budgétaire de la collectivité de Corse, des communes et des intercommunalités. Il faut qu'on aille vers l'autonomie. Il faut qu'on aille vers l'autonomie fiscale. Il faut qu'on aille vers des gisements de ressources qui sont importants, notamment la fiscalité immobilière en taxant les plus-values spéculatives. La TVA qui a beaucoup augmenté, qui va à titre principal vers l'État, nous n'avons pas bénéficié de cet avantage. Et il faut également négocier avec l'État, avec l'Union européenne, des nouveaux instruments et des nouveaux dispositifs. Et enfin, réfléchir à une banque territoriale corse et à la mobilisation de l'épargne populaire autour de projets à forte plus-value infrastructurelle et environnementale. J'espère avoir répondu à vos questions, notamment sur notre vision politique de ces enjeux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour ces longues explications. C'est vrai, sur un projet structurant, mais structurant ou déstructurant, hein, vous avez compris, ça peut être très compliqué selon l'option choisie et toute chose égale par ailleurs, sans parler des financements. Merci beaucoup. Donc ça a pris du temps, votre réponse a pris du temps, mais elle était très complète et j'espère que les jeunes qui sont ici, effectivement, verront de leur vivant solutionner cette question. Nous, peut-être qu'on ne sera plus là. Nous, peut-être qu'on ne sera plus là, je ne sais pas. Mais bon, c'est vrai que c'est très compliqué quand on voit la question des infrastructures. Aujourd'hui, financées dans le contexte qu'on connaît des grosses infrastructures de ce type, avec les contraintes environnementales qui sont tout à fait louables, ça pose véritablement question. Et concernant la région de Bastia et même de la Corse, cela aurait des conséquences en termes non seulement environnementales, mais de façon de vivre, effectivement, d'occupation de l'espace. Voilà, et l'aménagement du territoire. Bien. Alors, il reste une question orale, mais le conseiller exécutif en charge de la réponse ne peut pas être là. J'en ai averti Marie Antona, donc représentante de STC du Wentou. C'est la question qui concerne la charte locale sur l'emploi. Le conseiller sera là en début d'après-midi, donc tout de suite à la reprise, si vous en êtes d'accord. Elle pose sa question, il répond, et ensuite on passe au débat d'actualité. D'accord? On fait comme ça. Il est 2h moins 20. Donc on va essayer de reprendre à 14h30. Un buffet vous attend, voilà. Andem a piaci garcosa, perché chi aveva fatto un pezzetto di tempo
con mica mangiare, per certi manca risera. Dunque, buon appetito e a subito.
bego in connessione il presidente di LADEC. Salute Giovanangeli. Pensate al vostro microfono dopo, per piacere. Scusate, saluto, signore Presidente, saluto a tutti. Ringraziabile. Allora, di Marie Antona di USTC, Gioventù, che va fa una domanda a Gartula di impieghi. Ecco, avete la parola. Bonjour Monsieur le Président. Alors effectivement, avec mon groupe, nous avions une question. Où en est-on de la charte pour l'emploi local en Corse, celle-ci ayant été adoptée par l'Assemblée de Corse le 23 mai 2019? Pour rappel, des entreprises privées s'étaient engagées à respecter ce processus qui a toutefois été contesté par le préfet de Corse et la Directe, évoquant le fait que celle-ci pouvait être discriminatoire. La Gioventù di USTC souhaiterait savoir si cette charte est toujours d'actualité, puisqu'il est essentiel d'en clarifier son état, d'évaluer son impact réel et, si nécessaire, d'envisager des dispositifs complémentaires pour assurer une meilleure prise en compte de l'emploi local dans le secteur privé. Nous estimons pertinent de savoir si un suivi a été tenu auprès des entreprises qui s'y étaient engagées, car 6 ans plus tard, le constat sur la corcisation des emplois n'a guère évolué, d'autant qu'il est évident que cela reste un enjeu majeur pour l'avenir économique et social de la Corse. Avez-vous engagé d'autres moyens en dehors de cette charte qui permettent de lutter pour la corcisation des emplois, aussi bien dans le secteur privé, sans exclure aucunement le secteur public? Nous vous rappelons que la situation des arrivées en Corse ne cesse de progresser. Il devient vital que nos emplois soient réservés aux Corses issus de notre terre. Nous vous rappelons également l'importance de mettre en avant les compétences des salariés corses en les positionnant sur des postes à responsabilité. Salariés corses très certainement ayant été formés au sein de notre université ou ayant effectué leurs études sur le continent et cherchant à revenir auprès de leur famille ainsi que de leur île. Nous vous remercions pour votre réponse. Brava, ringraziabili. Allora, avete la parola, Ojo Presidente. Ringraziavi, Madame Presidente, ringraziavi il signore consigliere per la vostra domanda, che mi pare tratta di una rivendicazione forte, storica e giusta, portata da un movimento nazionale e che tratta di un diritto dato ai corsi di campare e di lavorare casa sua, in terra sua. Alors, vous m'avez questionné sur cette question de l'emploi local. Vous rappelez aussi que, y compris lors de la création du SDC au milieu des années 80, cette revendication avait été prise à bras-le-corps par le syndicat dont vous revendiquez être la jeunesse ardente, me semble-t-il, au sein de cette Assemblée, à travers cette volonté de poser la revendication qui était compétence égale, donner la préférence à l'emploi local. Et c'est toujours notre philosophie que nous avons portée pendant longtemps lorsque nous étions dans l'opposition et que nous avons aussi portée depuis que que les nationalistes ont accédé aux responsabilités à la collectivité territoriale. Et notamment, vous l'avez rappelé, dès 2019, en proposant cette charte de l'emploi local, qui comportait bien sûr des mesures sur l'emploi, mais qui de manière plus large comportait aussi un certain nombre de mesures liées, y compris à la langue. Vous l'avez aussi rappelé, cette charte, elle a été rapidement et de facto contestée par les services de l'État, par la préfecture, par le contrôle de légalité, et qui en a de fait empêché l'application stricte. Même, et si vous l'avez aussi dit, qu'un certain nombre d'entreprises s'étaient engagées à l'époque. Donc, une volonté affirmée de la majorité territoriale, une difficulté d'application au titre de la Constitution française et de l'égalité de tous les citoyens français, que vous savez, nous contestons régulièrement au nom de la différenciation. Et malgré tout, une collectivité de Corse qui a voulu poursuivre dans ce chemin à travers, pour ce qui concerne l'Agence de développement économique
le rapport qui avait été présenté et qui faisait suite déjà à la stratégie régionale de développement économique appelée SRDE2I, qui affirmait déjà le principe de l'emploi local. Et donc, dans un rapport qui a été présenté en 2024 à notre Assemblée et qui a été voté sur un dispositif d'aide à l'emploi qui s'appelle RIECH, il a été repris, le principe de l'emploi local, à travers un système de bonification, puisqu'on a un certain nombre de critères qui permettent de primer les aides à l'emploi. Et parmi ces critères, il y a une bonification forte pour les entreprises qui signeraient en quelque sorte cette charte. Ce qui nous permet, nous, aujourd'hui, de vous dire qu'il y a plusieurs dizaines d'entreprises aujourd'hui qui sont engagées dans cette démarche-là, et qui a permis donc de créer des dizaines d'emplois, et notamment des emplois de jeunes, ce qui est un point extrêmement positif, mais qui, on en convient, reste encore limité au regard des enjeux dont vous avez rappelé. Autre dispositif pour vous montrer aussi l'ampleur de la difficulté, c'est dans le même rapport, nous avions proposé une aide au retour pour les jeunes Corses, notamment les étudiants d'un niveau d'au moins Bac plus 3 qui avaient eu leur bac en Corse et qui étaient soit étudiants sur le continent, soit étaient provisoirement insérés dans le tissu économique en France. Et cette mesure-là, de la même façon que la charte, a été retoquée par le contrôle de légalité et ne nous permet pas donc d'être mise en œuvre. Donc c'est pour nous la preuve supplémentaire qu'on est dans un environnement à droit constant qui limite fortement nos marges de manœuvre. C'est pour cela que nous considérons depuis toujours que dans le cadre de la démarche autonomie et dans une vision qui, vous en conviendrez, est à la fois politique, historique et institutionnelle, mais qui est tout autant une vision d'autonomie opérationnelle qui permettrait aux jeunes Corses d'avoir accès plus facilement à un emploi chez eux. Nous pensons que l'autonomie pleine et entière, et notamment la possibilité, soit avec le statut de résident, notamment, devrait permettre demain de faire en sorte que ce genre de mesures soit naturellement applicable. Ecco, ringraziarvi. Ringraziabi assai o Presidente e poi ringraziabi di noi per la vostra pazienza. Scusate di GP stamane, è stata appena più lunga che previsto, è tutta di domande a bocca, ma ci siamo giunti. Ringraziabi assai a presto per altri lavori comuni. Ecco, dunque, è molto più domande a bocca. Paul, est-ce que vous pouvez revenir parce que mon secrétaire de séance a de nouveau été kidnappé. Il a disparu. Donc, merci. Je n'ai pas de secrétaire de séance. Voilà, merci. Alors, conformément à l'ordre du jour, nous avons maintenant le débat d'orientation générale. Préparez-vous, s'il vous plaît. Ecco, allora, come deciso in conferenza, c'è un dibattito d'orientazione generale in tematica di all'ascita di Pasquale Paoli, all'ascita in termini di valori per la Corsica oggi e per la Corsica di domani. Donc, sur ce débat d'orientation générale relatif à l'héritage des valeurs de Pascal Paoli, pour la Corse aujourd'hui et demain, mais je pense aussi au-delà de la Corse, très sincèrement.
vous aurez la possibilité de vous exprimer et conformément à nos échanges préalables, les temps de parole sont les suivants, au maximum. Hein. Voilà, Scelta Patriota, 20 minutes, Bogge Nazionale, 10 minutes, Chiama l'Unità, 10 minutes, Fronte Popolare, 7 minutes, Bogge di Laven, 7 minutes, et Gioventù di OSTC, 6 minutes. Donc vous avez tous votre temps de parole pour ce débat. Évidemment, il y a plusieurs personnes dans un même groupe qui peuvent intervenir et évidemment, nous tiendrons la comptabilité des temps de parole pour ne pas dépasser le quota de temps de parole dédié au groupe. D'accord ? Bien, donc la parole va être à celui qui veut la prendre, sachant que moi, je me suis déjà exprimée ce matin dans l'allocution générale sur l'héritage de Paoli et ce qui me semblait être les points les plus saillants. Et pour moi, c'est l'éducation, vous le savez, mais on en reparlera. On va voir si le débat fait émerger d'autres choses. Oui, alors j'ai eu une demande du membre, du conseiller non inscrit, s'il peut intervenir sur ce débat important. Est-ce que quelqu'un y voit une opposition? Et on lui donne un temps de parole évidemment moindre par rapport à ce qui a été décidé pour les autres. Alors je rappelle que le plus petit groupe, c'est Gioventù di OSTC qui a 6 minutes. Donc vous allez être au régime de ceux de l'Assemblée de Corse qui sont non inscrits, qui ne respectent pas forcément le temps de parole, mais ce n'est pas bien. Donc normalement, c'est 2 minutes. 2 minutes. Parfait, merci. Vous êtes tous d'accord? Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Très bien. Au moins, on a un vote unanime sur quelque chose. Parfait. Très bien. Donc, pendant ce temps, notre secrétaire de séance établit sa liste. Voilà, c'est la première fois. Alors, on fait les choses voilà, de manière un peu formelle, mais comme ça, tout le monde comprend ce qu'on est en train de faire, puisque certains sont nouveaux. On est bon. N'oubliez pas le STC. Je ne le vois pas dans votre liste. Il est où? Ah, vous l'avez changé. Et Cyprien, 2 minutes par dit. Voilà. Et ensuite, au fur et à mesure, vous rajoutez les temps de parole individuels, s'il y a plusieurs interventions, plusieurs orateurs pour un même groupe. Allez, on est bon. Et l'administration aussi vérifie. Bien. Allez, qual è chi comincia? Alors, donnez-nous votre nom, parce que je ne connais pas encore tout le monde. Alors, Carla Poliflore et du groupe Bottier de la Veine. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je suis nouvelle moi aussi. Donc... Non, ça va, on vous entend bien. Bon, alors ça je vais couper. Il faut que je coupe, on vous entendra encore mieux. Okay. Donc, je veux bien commencer si personne ne veut. Donc, Madame la Présidente, chers collègues de tous les groupes, mettre un petit chronomètre pour après laisser aussi la parole à mes collègues si jamais, même si bon, j'estime personnellement que Pasquale Paoli, je pense qu'il n'y aura pas énormément de débats au sens noble du terme, c'est-à-dire que je pense qu'on est tous unanimement assez d'accord sur l'héritage et sur les valeurs de cet homme pour la Corse d'aujourd'hui et pour la Corse de demain. Mais voilà, on a préparé quelques éléments qu'on souhaitait mettre en lumière. Donc, tout d'abord pour la Corse d'aujourd'hui, donc au XVIIIe siècle, dans une Europe qui était encore dominée par les monarchies absolues,
Paoli a instauré en Corse une république démocratique, une première en son genre. Il a doté notre île d'une constitution écrite, novatrice pour l'époque, qui reposait sur des valeurs fondamentales qui nourrissaient les idéaux du siècle des Lumières et qui feront plus tard la colonne vertébrale des grandes démocraties modernes. Je pense notamment à la séparation des pouvoirs, à l'élection des représentants, à la notion de justice éthique ou encore à l'accès à l'instruction, vous l'avez souligné ce matin, Madame la Présidente. Parmi les nombreuses valeurs que Paoli a apportées et qui nourrissent aujourd'hui, pour la Corse d'aujourd'hui et aussi pour la Corse de demain, j'aimerais en citer quelques-unes. D'abord, la souveraineté du peuple, pierre angulaire de son projet. Paoli défendait une démocratie participative où les décisions se prenaient au plus près des réalités du terrain, avec un souci des équilibres institutionnels. Sa constitution instituait d'ailleurs un régime républicain avec une séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Ensuite, la justice et l'éthique politique. Paoli a lutté contre les abus de pouvoir et contre l'injustice. Il voulait une justice indépendante, équitable et au service du peuple. Dans la Corse aujourd'hui, ce combat demeure d'actualité alors que la confiance dans les institutions est fragilisée, en Corse, mais bien sûr ailleurs. Ensuite, l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette exigence d'égalité s'inscrit dans la continuité de l'œuvre de Paoli, celle d'une société juste et éclairée. Et enfin, l'éducation. Comme vous l'avez d'ailleurs souligné ce matin, Madame la Présidente, une valeur essentielle pour la Corse d'aujourd'hui et pour celle de demain, avec la création de l'Université de Corti qui met en lumière l'accès au savoir. Et cette conviction doit demeurer prioritaire, notamment pour renforcer notre système éducatif, mais aussi pour offrir à la jeunesse corse les moyens de réussir dans un environnement en constante évolution. Donc, tous ces éléments futiles nourrissent un débat, pour moi, qui n'a pas tant lieu d'être, mais qui est bien sûr très intéressant puisqu'on commémore, comme on le sait tous, le tricentenaire de sa naissance. Donc Paoli fut un pionnier et un visionnaire qui a profondément marqué l'histoire de la Corse en instaurant des principes démocratiques avant l'heure. Son héritage est un modèle de république fondé sur la justice, sur l'éducation, comme je l'ai dit, ou encore sur la responsabilité collective. Enfin, pour la Corse de demain, et surtout, un avenir ouvert, ancré dans des valeurs universelles. Donc, ces principes qui étaient portés par Paoli ne sont pas seulement un héritage historique, ils sont plutôt un cap pour l'avenir et ils nous rappellent que la Corse doit rester ouverte sur le monde. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. J'ai fait quasiment 4 minutes pour laisser la parole à mes collègues s'il y a des compléments. Voilà. Merci. A ringraziarvi. Altre domande di parola, Giambatti. Ringraziarvi, signora Presidente. Allora io voglio parlare di Alascida di Pasquale Paoli, giusto per dirvi che penso che noi siamo tutti d'accordo per dirvi che lo franca, a Alascida franca e frontiere di Agorsica non c'è mica bisogno di rimanere ad Antague, al XVIII secolo a Corsica, sotto il generale, era ammirata dai capivilla di secolo di Lumi come Voltaire e Rousseau. A Corsica è dotata di una Costituzione democratica in 1755, non solo americani e francesi. Questo periodo è considerato come un principio di un nazionalismo corso e affermando l'esistenza di un popolo corso. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, e valori del XVIII secolo perdurano, pigliano la piazza di Primura in un contesto politico nuovo e lotte autonomiste e indipendentiste fioriscono dopo le mosse popolari dell'Argentella, di Evangelosse e dell'avvenimento d'Aleria. Voglio salutare il travaglio dell'associo Aleria 75 e di tutto Scagno, Alain Peraldi, Bernard Pantalaccia di Discale e San Piero Mari presente quassù. In suo contesto, negli anni 70, l'eredità del secolo di Lumi e della rivoluzione corsa diventa una sorgente di legittimazione, scusatemi, per portare il nostro progetto politico. Cioè la rammentà che il popolo corso è stato uno dei primi a portare i valori democratici che noi conosciamo oggi.
Paoli non è mica solo una figura storica di un simbolo politico assai forte che rammenta la legittimità della lotta per la riconoscenza del popolo corso. Il nostro movimento nazionale si iscrive in una continuità di quella di Pasquale Paoli, ma di noi negli ultimi 50 anni della lotta del popolo corso. Intanto che consigliere all'Assemblea della Gioventù, portiamo a oggi della Gioventù corsa. È il nostro dovere di riflettere in tale bene, di pigliare esempio in tale scelta di Paoli per costruire la Corsica che noi vogliamo. Il contesto internazionale attuale, in cui le guerre alle porte dell'Europa ci permette di riaffermare i valori universali di Pasquale Paoli, quella della democrazia, quella della pace, dell'autodeterminazione e quella della libertà. Certi movimenti ideologici cercano di rimettere in causa questi valori. Oggi abbiamo una responsabilità storica, quella di mantenere e di trasmettere alla scelta di Paoli quando la nostra Corsighella è impattata dalle pratiche mafiose, dobbiamo affermare che questa lascita deve essere un riferimento. Non abbiamo mica il diritto di viascare. Abbiamo la responsabilità dei nostri anziani che ci hanno trasmesso questi valori e questa brama di impegnarsi per il popolo corso, ma di noi, di corsi, d'oggi e di domani che aspettano risposta per campare in pace, in la giustizia e la democrazia qui in terra nostra a ringraziarvi. A ringraziati. Ringraziare, sono contento con ciò che è stato detto da Giambattista e da Carla. Di sicuro che Pasquale Paoli ci raga lo parattamanta, che ciò aveva, penso, a responsabilità e a coscienza che sa lasciata ce la pude e ce la fa in sorte che continuessi a firmarsi in terra nostra e che da sigui francamente conosciuta dai più giovani di suo popolo. Allora io mi domandai, approntando questo contrasto, non è mica veramente un contrasto, perché temo quantunque tutti la stessa visione e siamo d'accordo per accordarsi il fatto che Paoli è il fondatore di ciò che noi siamo oggi e ciò che noi diventiamo dopo più di 50 anni in cui i lotti per riconoscenza di un popolo corso, per la nostra identità e il diritto a campare in terra nostra. Mi domando ciò che ferma di istinto nazionale di Pasquale Paoli, di sommo di Rumi, riconosciuto dai più grandi filosofi, da Rousseau, passando per Voltaire e anche Montesquieu, anche se è morto un po' innanzi, ma era lo stesso spirito. E il fondatore di suo spirito qui, di avere questa coscienza collettiva, di avere la possibilità di ispirare questo popolo corso in terra corsa. E al secolo di monarchie assolute, di poter parlare di autodeterminazione, di parlare di un diritto dei popoli a disporre di se stessi, non ci rendiamo mica conto oggi, con tutta questa storia attraverso la scolonizzazione e tutto, non ci rendiamo mica conto che in questi tempi qui di parlare di guerra, non so mica se no ci rendiamo conto era qualcosa di scemo. Quando si parlava anche di diritto alla felicità. E per cui Paoli è il fondatore, è l'architetto della Corsica, non ho mica paura di dirla, perché ha legato l'università, ne parlerà il nostro vicepresidente studentino Gianluca Antonetti, e
voglio salutare di nuovo a San Piero Mari, di la socio all'aereo 1975, e c'è tutto suo spirito, tutto suo blocco che ci permette oggi di parlare, di rammentarsi sopra qui, e il diritto da maestrare il nostro destino penso che più che mai ci la pensarci, e spero la gioventù qui da chi portai a Saviara di marzo 2022, passando ai mossi per la lingua corsa di dicembre, non c'è mica l'intà, cioè continua, e sicura che avviene la storia di tutti i paesi del mondo, da radio ai più chiughi, e i più chiughi avviene vincere. Ecco ciò che volevo dire. A ringraziare. A ringraziati. Da parola. Per ringrazio, cari colleghi, per parlare di Pasquale Paoli, al di là dell'omaggio, di sue opere, di l'uomo che la esse, ci vuole tenere una strada diritta, perché siamo l'eredi di quello, di sua anima, il suo viso, che noi viviamo, che noi abbiamo tutti in capo, per andare domani verso una bene chiaro, una bene che noi vogliamo, quello dell'emancipazione del popolo corso. Perché noi, giovani corsi, se noi siamo nazionalisti, penso, e grazie a lui, grazie alla sua memoria, grazie a ciò che noi abbiamo imparato di quello, l'università, per esempio, che era la sua primura, quella dell'educazione, il suo viso per l'Europa sana, e al di là, anche di un mondo, la sua filosofia, quella di luce, e sta luce è quella che ferma la nostra. Oggi a Corsica, penso, può campare la sua emancipazione. A Corsica di domani possiamo costruirla, veramente. Ma per costruire qualcosa non ci vuole mica sbagliarsi di ciò che noi siamo. Oggi sentiamo che anche la memoria di Pasquale Paoli può cambiare. Oggi abbiamo festeggiato il 6 aprile o 5, ci sono quelli che dicono che Pasquale Paoli non era mica quello che noi abbiamo sempre parlato. E qua c'è un problema, perché non possiamo mica costruire una bene chiaro senza la memoria di un babbo di Abatria. E queste idee queste sono nemiche del popolo. Se no non teniamo mica la storia e di fare una memoria falsa, non possiamo mica costruire qualcosa di chiaro. Dunque prima per noi, e penso per tutti i giovani qui, la memoria di Pasquale Paoli firma quella di un babbo di Abatria, firma quella di un filosofo di luce, firma quello della Costituzione, firma quello che era aperto a tutte le idee. Gio Antone l'ha detto stamane, quando ha preso la parola nella sua piazza di vicepresidente. Qual è oggi in un mondo che può dare libertà a soldati nemici perché sennò saranno morti. E quello l'aveva capito 300 anni fa. E sta luce qui firma la nostra per campare di un nostro popolo, per campare di una vera libertà e per campare di una Corsica quasi nazione e indipendente. Vi ringrazio e lascio la parola. A ringraziati. Cyprien. Peut-être être le rabat-joie de cette séance.
Non, pour revenir, je crois que c'est le débat de la mandature qui sera le moins clivant, j'espère, puisque eu égard à l'héritage que nous a laissé Pascal Paoli, c'est indéniable. En revanche, je crois que nous aurions pu faire l'économie de ces louanges, pas parce qu'il ne les mérite pas, il les mérite amplement. Et l'année qui s'ouvre donnera pleinement l'occasion aux scientifiques et aux historiens, et à nous aussi, individuellement, de s'exprimer. Mais sans doute que nous avons manqué l'occasion de nous exprimer sur un sujet peut-être plus technique, prêtant plus à débat, enrichissant les politiques de la collectivité de Corse. Je crois que, au contraire, la collectivité a compris les enjeux de cet événement, de ce tricentenaire, ô combien important, et que, bon, je dis de façon claire, il n'y a personne qui ne sera pas d'accord. Moi-même, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je serai sans doute d'accord avec tout ce qui sera dit plus tard. Je crois ne pas me tromper en le disant. Encore une fois, peut-être aurions-nous pu nous exprimer sur quelque chose de plus politique, encore une fois clivant, pas pour faire du clivage, comment dire, du clivage de comptoir, mais pour chacun exprimer nos idées sur les politiques publiques. Alors cette année, il en sera une, puisque la collectivité est partie intégrante de tout cela. Simplement, voilà, j'ai un petit regret, mais encore une fois, rien à dire et à ajouter sur ce qui a été dit, ce qui pourra être dit sur ce personnage qui aura marqué le monde entier. Je crois ne pas me tromper en disant ça. Ringraziavi. Merci. Oui, je confirme, tu fais le rabat-joie. Nous t'avons donné 1 minute et demie pour ça. Bien. Mais toutes les expressions le méritent voilà, d'avoir été signifiées. Bien. Marie, peut-être. Oui, Marie-Antona. Bon, mais justement, Cyprien, ça tombe très bien. On va peut-être avoir des éléments à vous donner. Donc, effectivement, pour le sujet discussion, on voulait parler de l'héritage de Pasquale Paoli. Bon, bien évidemment, on sait que Pasquale Paoli a posé les fondations d'une Corse libre, hein, instruite et émancipée. Dès le XVIIIe siècle, hein, il plaçait l'éducation et la souveraineté du peuple au cœur de son projet. Il faut savoir que Pasquale Paoli donc, a fondé l'université en 1765. Dans quel but? Parce que c'est quand même intéressant de s'y pencher. Dans le but de former les futurs cadres de la nation corse, qui étaient à l'époque formés en Italie. Donc c'est important de le préciser, pour ensuite faire le constat avec je dirais, ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Bien évidemment, donc, l'éducation était une de ses priorités, mais il ne se limitait pas à ça. Hein. Il faut savoir que l'autonomie économique que proposait Pasquale Paoli, je dirais, reposait également sur son engagement pour l'agriculture, avec notamment la culture de la pomme de terre. Alors ça peut faire rire certains, mais ça a été le premier hein, qui voulait effectivement intégrer la culture de la pomme de terre sur notre île. Hein, donc c'est important de le relever. Symbole bien évidemment hein, de son ambition pour une Corse autosuffisante. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, 3 siècles plus tard, le constat est un petit peu amer. Alors certes, effectivement, nous avons des étudiants qui sont formés à l'université de Corte, qui a été effectivement remise d'actualité, hein, fin des années 80. On a bien évidemment des jeunes qui sont formés, mais on a encore trop de jeunes qui sont obligés de partir sur le continent ou à l'étranger pour suivre des cursus scolaires. Alors, bien évidemment, ils sont obligés de partir se former ou de partir travailler ou de partir vivre sur le continent ou à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des cursus qui ne sont pas adéquats, enfin du moins qui ne correspondent pas forcément au poste qu'on recherche au niveau local, au niveau de notre économie. Donc ça, c'est un fait. Sachant en plus que nous avons une jeunesse talentueuse. Il doit très certainement y avoir des étudiants ici avec nous hein, qui sont très talentueux. On a un tissu local riche de savoir-faire et pourtant, on est quand même confronté à une précarité croissante et un manque criant d'opportunités.
Deuxième point, donc là on est effectivement sur l'éducation. Deuxième point, comme vous l'avez évoqué précédemment, hein, Madame la Présidente, actuellement, concernant l'agriculture, on a la réforme du ministère de l'Agriculture qui illustre parfaitement la perte progressive de notre pouvoir de formation et de notre souveraineté agricole. Sachant en plus que, sans parler de la transmission, mais bien évidemment, ça a un impact. Bon, la déprise ne se limite pas non plus à une baisse du nombre d'exploitations, mais elle traduit en fait un effacement de notre lien à la terre et notre capacité à produire par nous-mêmes. C'est ce qui est important. Sachant plus, comme l'a indiqué Monsieur le Président de l'exécutif, actuellement, on est à 90% d'importation. Sachant que notre ancêtre, M. Paoli, bien évidemment, Pasquale Paoli, il est à l'origine de la création du port d'Île-Rousse, hein, port qui faisait effectivement des exportations. Donc on voit qu'il y a vraiment un contraste avec l'héritage de Pasquale Paoli et ce qu'il en est aujourd'hui. Bien évidemment, la question se pose, qu'est-ce que penserait le général delle patate, hein, comme l'appelaient ses opposants, qui œuvrait donc bien évidemment pour une Corse autosuffisante, en constatant que les formations agricoles s'éteignent peu à peu et que nous sommes passés de près de 8800 exploitations agricoles en 1970 à moins de 3000 aujourd'hui. Alors ce ne sont pas des chiffres inventés, hein, ce sont des chiffres de la DRAF. De même également, que penserait-il du fait qu'effectivement, concernant, je dirais, l'exploitation des pommes de terre, il n'y ait seulement que 20 hectares sur toute la Corse entière, contre 166 000 hectares qui sont alloués pour la culture de ce féculent. Donc c'est quand même important de se poser ces questions, puisque c'est un bilan et un constat qu'on peut faire entre ce qui se passait à l'époque et aujourd'hui. De même, effectivement, sans parler des fondamentaux, en parlant des fondamentaux, concernant effectivement les emplois, comment peut-on accepter qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent, donc je vous refais le lien vis-à-vis de l'éducation, mais ça rentre aussi dans le milieu agricole, comment peut-on accepter aujourd'hui que ceux qui dirigent nos institutions, nos écoles, nos hôpitaux, soient si rarement issus de notre territoire ? Je vous rappelle qu'effectivement, Pasquale Paoli voulait former ici des cadres pour agir ici. Et en fait, bien trop souvent, ce sont des fonctionnaires venus d'ailleurs, hein, alors fonctionnaires ou même dans les entreprises privées, hein, sans connaissance des réalités corses, et on voit que c'est un problème, qui occupent des postes de décision. Donc effectivement, on arrive à une vision qui est centralisée et déconnectée de tous nos besoins. C'est important de le relever. Est-ce qu'il ne serait pas temps de réintroduire l'esprit de Paoli dans la fonction publique ? C'est une question à se poser, qui est en lien avec la question qu'on a posée auparavant, bien évidemment, hein. De même, concernant les formations pour les jeunes, est-ce qu'il ne serait pas opportun de diversifier peu à peu sur notre territoire des formations qui permettront effectivement à des jeunes Corses, qui seront très certainement des futurs cadres, je dirais de les allouer à des formations qui correspondent à ce qui est présent dans notre tissu économique. En vous rappelant également que 18,3% de la population, chez nous, vit sous le seuil de la pauvreté. Donc il est essentiel de proposer des parcours accessibles et adaptés localement. C'est une priorité. Pardon ? Je termine, j'y étais. Donc, pour que la Corse de demain reste fidèle à l'esprit de Paoli, effectivement, nous devons faire de la formation et de l'accès à l'emploi des piliers d'un projet collectif, un projet où chacun peut se réaliser sans avoir à s'exiler. C'est important. Un projet où l'on construit non seulement des compétences, mais aussi de la dignité, de la fierté et de l'avenir. C'est cela aussi, faire vivre l'esprit de Paoli aujourd'hui et demain, ou Generale di una nazione corsa. Brava. Altre domande di parola? Florian Riolacci, per Adiama. Ringraziavi, signora Presidente. Toute l'Europe est corse. Ce sont par ces mots que Voltaire, homme des Lumières, parlait de la Corse, qui à l'époque, sous l'influence et l'impulsion de Paoli, était le moteur d'une vague de démocratie qui allait bientôt se propager en Europe et dans le monde. Oui, à l'époque, Paoli a fait par sa révolution et sa croyance en la justice de la Corse une exception démocratique dans un monde encore gouverné par les rois et les empereurs.
De cette exception, mes chers collègues, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Oui, la Corse, encore aujourd'hui, fait figure d'exception, mais plus tout à fait pour les mêmes raisons. La Corse, en Méditerranée, est le seul territoire insulaire n'étant pas doté d'un statut d'autonomie adapté à ses réalités et à ses contraintes. La Corse, un exemple d'avant-gardisme au XVIIIe siècle et un exemple de territoire en retard dans la Méditerranée d'aujourd'hui. Voilà la réalité. Mais ce qui nous reste de Paoli comme héritage, c'est avant tout ce goût profond pour la démocratie et pour la justice, qui selon moi est un des marqueurs principaux de notre identité qu'il nous faudra collectivement faire fructifier. À l'heure où de l'autre côté de la Méditerranée, les gouvernants français sont sur le point de voter le projet de loi à simplification de la vie économique, actant la suppression de dizaines de comités et conseils réunissant les acteurs de la société civile et des élus locaux comme les Césaires et le Conseil national de la montagne. C'est donc dans une logique de simplification, s'inspirant de ce qui se fait outre-Atlantique, que les dirigeants français donnent des grands coups de tronçonneuse dans notre modèle démocratique, en supprimant également le CESEC et par la même occasion tentent de mettre fin à la logique de consultation des acteurs de la société civile et des partenaires sociaux, si chers à notre démocratie locale. À l'heure où, toujours en France, des personnalités politiques de premier plan remettent en cause l'état de droit et pensent pouvoir se placer au-dessus des lois, s'attaquant à l'institution judiciaire en affirmant qu'un bon score à une élection immuniserait de facto de toute poursuite après un délit. À l'heure où d'ailleurs, chez nous aussi, un élu, membre de l'exécutif municipal de la première ville de Corse, se permet de traiter un élu d'opposition d'indique, élu ayant pour seule faute d'avoir confronté la majorité municipale à ses manquements. Alors, mes chers collègues, espérons que l'âme de Paoli en cette année anniversaire nous permette de surmonter cette atmosphère ambiante, que la voix des Corses qui se sont prononcés à plusieurs reprises en faveur d'un minima à l'autonomie, et ce de plus en plus largement, soit enfin écoutée, que justice soit faite pour ce peuple, son droit à la vie, à la reconnaissance et au bonheur. Et qui sait, je l'espère, que ce vent démocratique se propage à nouveau partout en Europe et dans le monde. Ringraziavi. Ringraziati. Allora, qua quelli chi vuole parlare, torna. Barista un point. Oui. Lisandro, la bande Giuliani et Podobuoi. Si l'on peut retenir une phrase de Pasquale Paoli, ce serait celle-là. Les républiques disparaissent lorsqu'on y trouve des particuliers si riches et si puissants qu'au mépris du mérite et des lois, ils s'imposent à la multitude. Je la refais. Les républiques disparaissent lorsqu'on y trouve des particuliers si riches et si puissants qu'au mépris du mérite et des lois, ils s'imposent à la multitude. Tout est dit. Altre domande di parola? Yeah. Nous pouvons nous... On m'entend pas? Oui. Bon. Nous pouvons nous réjouir de la célébration du tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli, mis en place par la collectivité de Corse, l'Église de Corse, l'université et leurs partenaires. Studia et Libertà. Ces paroles de Pasquale Paoli signifient beaucoup. Il y a peu, nous avons eu le plaisir d'apprendre que la seconde et la troisième année de médecine seront ouvertes pour les 2 prochaines rentrées à venir. Ce travail contribue à mettre en valeur au Babou Diabadria. C'est par le moyen de l'éducation parentale, intellectuelle et aussi universitaire que le peuple corse pourra s'émanciper et se détacher des liens qui l'entraînaient dans le chaos. Ringraziabi. A
ringraziare signora Presidente. Dunque, voglio da parlare a storia di a lingua corsa e a sue evoluzioni da Paoli a oggi. In Corsica, a rombo di avvenimenti storici e alla facchera di popoli vari, hanno partecipato a formazioni a lunga andata d'un idioma comune all'insieme dell'isola, integrando pure la sua andatura diatopica. Momenti di rivolti che si risparmiavano in Corsicasana al XVIII secolo, l'arneso linguistico intorno alla lingua corsa, un è tanto imprimato dai capimati di lotti popolari, considerandola come un dialetto o, anche peggio, una degenerescenza di un toscano. Questa situazione traduce qui la concepitura che aveva nei corsi di l'epica annanto alla sua lingua materna che era costretta a un uso proprio orale e ogni tanto per un registro poetico a livello scritto. A filo di secoli, la piazza della lingua corsa si è mutata poco a poco in amenti di corsi. Da un dialetto o un patois di una lingua più alta adoperata nella penisola italiana, verso una riconoscenza più importante a partire da fine del XIX e l'inizio del XX. Si esprime con l'escita di pubblicazioni a pro di la larghera di una piazza riservata fino ad oggi alla lingua corsa per un detto rivisti come a Tramontana o a Cispra. In Ufraguera ci sono stati studi realizzati nella grammatica corsa che permettono di differenziare per la prima volta il corso di Petro e Toscano. Questi risultati hanno potuto aiutare per ricerche di un riacquisto nella lingua corsa, di teorizzare concetti nuovi, polinomia, asvoculatura, e dopo per almanacare l'imparare di un corso in istruttori scolari che iniziano la sua esistenza. Tanto a riconoscenza di un potere si fa sempre aspettare, anche in tempi odinchi, il peso di politiche di un monolinguismo francese ha portato di guasti maggiori per le lingue regionali e per disgrazia il corso ne fa parte anche oggi per via di arnesi adoperati dal governo francese, come l'interdizione di parlare corso in uno spazio scolare, tanto e a mancanza di ufficialità della lingua, eccetera, eccetera. Allora, la mutazione della società mondiale sarebbe più che necessaria da agire a pro della salvezza di un corso in questo contesto per mantenere uno degli ultimi elementi identitari di Agortica. Ringraziavi. Ringraziavi. Altre domande? No? Allora direi due parole. Ponimi con intero, di una nascita. E una nascita di qualcosa di allegro, di geraggio, d'accordo? Allora sì, è appena allegri, per piacere, fatemi piacere. La naissance de Paul est indiscutablement un moment fondateur de notre histoire et même de l'histoire européenne. C'est certainement un élément essentiel de notre mémoire collective, de notre imaginaire collectif. Cet acte fondateur, il sera suivi de beaucoup d'autres au cours de sa vie, et notamment le plus significatif étant, après sa naissance, la naissance même d'une nation. Et pour répondre à Cyprien, le terme sur lequel on aurait pu avoir un débat, c'est sans idéologie aucune, c'est de savoir si effectivement nous faisons nation ou pas, s'il y a pour certains une nation corse ou pas. Et que peut devenir cette nation? Est-ce qu'il faut continuer à la construire? De mon point de vue, oui. D'autres aussi ici, mais peut-être que d'autres ne s'y projettent pas. Je rappelle que l'on peut appartenir, comme la Grande-Bretagne, à un pays avec un État, mais vous avez aussi des États, des nations sans État. D'accord? Donc, les Écossais sont une nation. Les Basques sont une nation. Les Catalans sont une nation. Moi, je suis convaincue que nous sommes une nation. Voilà. Et ça pourrait faire vraiment débat aussi.
En tout cas, ce qui est intéressant, et je reviens à mon idée de joie et d'allégresse, c'est que Pasquale Bauli a toujours envisagé les choses, alors qu'on est dans un contexte, oui, des lumières. C'est facile maintenant de dire il y avait les lumières, mais les journées elles étaient dures, hein, je vous le dis, hein, plus que maintenant. Hein. D'abord, il y avait la guerre, il y avait les appétits étrangers, il y avait les oppositions internes, toujours d'ailleurs, si on fait un parallèle avec l'actualité, il y avait les oppositions externes, les défis à relever, sans tous les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui avec nous. Et pourtant, ce qui transparaît dans son œuvre, dans ses actions, je dis qu'il y avait, c'est véritablement une série d'actes permanents et tout aussi importants les uns que les autres, au-delà de sa naissance et de faire nation, c'est véritablement l'idée de la recherche de ce qu'il appelait Aveligida di Nazione, donc le bonheur, tout simplement. C'est ce qui le porte, et comme l'a dit Spinoza, vous avez cité certains Paoli, moi je citerai Spinoza. Spinoza dit « La joie n'est autre que l'augmentation de cette puissance d'agir, l'accroissement de cette vie en nous. » C'est-à-dire que la joie, elle porte et elle donne envie de faire. Et le fait de faire et de réaliser vous procure de la satisfaction et de l'allégresse aussi. Dans un texte, dans une lettre qu'il écrit à son père en 1754, donc c'est le retour, il va revenir en Corse, il est à Naples, son père nourrit pour lui d'autres ambitions. Son père nourrit pour lui d'autres ambitions, il lui écrit et il lui dit, mettez-vous vous à sa place à l'époque, je m'aperçois, en parlant à son père, je m'aperçois que vous êtes tout empli de terreur panique. Le père, il a un peu la pression parce qu'il connaît la situation en Corse. Ils ont vécu ce qu'on a appelé les révolutions de Corse. Ils ont été obligés de partir en exil. Les révolutions de Corse ont préparé le travail sur lequel pourra s'appuyer et tout le terreau d'idées et d'esprit révolutionnaire et de transformation sur lequel Paoli pourra s'appuyer indiscutablement. Et le père n'a pas trop envie qu'il rentre dans un contexte pareil. Et lui, il lui dit « Je m'aperçois que vous êtes tout empli de terreur panique, comme nous sommes dans des dispositions contraires. » Bon, comme souvent avec les parents, avec les enfants. « J'envisage la traversée vers la Corse, bien sûr, comme l'invitation à une fête. » L'invitation à une fête. Nous sommes en guerre. Il y a la guerre, il y a une occupation coloniale. D'accord ? Il y a des chefs de clans qui sont divisés, il y a des concurrences énormes, des problèmes d'ego, des problèmes politiques, etc., etc. Donc la fête et l'allégresse, la joie, c'est quelque chose qui a donné à Paoli une puissance d'agir. Et ça, je voudrais que vous le reteniez en tant que jeune, une puissance d'agir et une puissance productive. Et quelle production ? Vous l'avez rappelé les uns et les autres, en à peu près 14 ans, d'accord, il y a la Constitution, bien sûr, dans laquelle il est écrit ayant reconquis sa liberté, désirant donner à son gouvernement, en parlant du peuple corse, une structure permanente et durable, en le transformant en une constitution propre à assurer la félicité de la nation, Aveligida di Nazione. Donc ça revient. Et moi, je ne trouve rien de plus généreux dans l'œuvre de Paoli, et c'est là où nous devons lui être reconnaissants. Il a été généreux dans le sens où il a invité les Corses à se projeter dans un élan collectif vers la liberté, vers la responsabilité et vers la justice. Et ça, c'est pleinement d'actualité et toujours d'actualité, ça le sera toujours. Il y a un véritable projet de société, il y a un véritable projet de nation, on l'a dit, vous l'avez dit les uns et les autres, je l'ai dit ce matin, au cœur de ce dispositif, c'est la formation des hommes, c'est le capital humain, mais aujourd'hui aussi, on a eu une étude de l'OCDE il y a 2 ans portant sur la Corse, le capital humain, c'est essentiel. Il n'y a de richesse que d'hommes. S'il n'y a pas les hommes et les femmes en capacité d'être des cadres, effectivement, et d'assurer les piliers d'une société, d'une économie et d'un vivre ensemble, il n'y a pas grand-chose. Or, aujourd'hui, nous sommes confrontés en termes démographiques à des enjeux colossaux. On en a déjà parlé lors de la précédente mandature et nous reviendrons là-dessus dans quelques temps. Il y a la relocalisation aussi
Ce matin, on parlait des vergers, la relocalisation d'un certain nombre de productions fruitières, légumières, l'introduction de la pomme de terre. Bien sûr, ça peut paraître rien, mais à l'époque, c'est énorme. Bien évidemment, la structuration d'une marine, on parlait du port de Bastia ce matin. Bon, il y avait moins de marchés publics à passer, hein, ça allait plus vite, certainement que de faire un port à Île-aux-Rousses, que de faire un port à la Carbonite ou ailleurs. Ça allait beaucoup plus vite, bien sûr, mais il crée Île-aux-Rousses, pourquoi ? Parce qu'à Calvi et à Algaiola, alors Calvi, les Génois, bien sûr, qui tenaient tout, Algaiola, des Génois aussi, mais des commerçants qui voulaient s'émanciper de la banque de Saint-Georges et qui construisent des privés. L'Oméline qui construit Algaiola, c'est privé Algaiola à la base. Hein. Et donc Paoli, soit il a le droit à passer par chez les commerçants où il paye, soit il paye. Il passe chez les Génois. Donc, émancipation, là aussi, création d'un port et une marine, bien évidemment, une marine qui fait écho à la question des transports que nous avons aujourd'hui, avec une volonté, depuis le début d'ailleurs de notre mandature, de s'émanciper de monopoles, et notamment du monopole qu'il y avait en Corse, avec tous les contentieux, vous connaissez, de la SNCM. La création d'une monnaie aujourd'hui, c'est plus forcément d'actualité, mais à l'époque, c'est colossal. L'imprimerie nationale aussi, et puis les idées de justice, les idées de tolérance. Le président du conseil exécutif a rappelé à Mérouza il y a dimanche l'histoire du juif d'Île-aux-Rousses. Paoli avait fait venir des juifs, notamment pour développer le commerce à Île-aux-Rousses. Et puis les juifs étaient aussi des banquiers à l'époque, des commerçants, mais aussi les banquiers des princes. Et il y a des élections et l'on ne veut pas que le juif vote. Il n'est pas de là. Et Paoli dit non, tous ceux qui sont ici, qui contribuent à l'activité économique, à la nation, doivent voter. Il est comme nous. Donc un esprit de tolérance sur lequel on devrait se poser des questions encore aujourd'hui, et en France et dans certains pays européens. L'Europe, je n'en parle pas, ça a été dit. Voltaire lui-même a reconnu le caractère contagieux sans frontières du projet de Paoli et de ses réalisations. Donc, indiscutablement, un héritage qui est encore d'actualité et qui doit, je crois que c'est Madame Polifrogne qui l'a dit, Mademoiselle Polifrogne, qui doit pour nous rester une boussole, un cap, vous avez dit. C'est un cap, mais c'est une boussole, avec vraiment 4 points cardinaux, indiscutablement. Je veux retenir aussi de ce que vous avez dit, vous, l'importance de la séparation des pouvoirs. Ça, c'est fondamental et ça nous concerne. Et systématiquement, on se le rappelle mutuellement avec Gilles Simeoni. Je veux aussi rappeler, dans ce que vous avez dit, là, je prends vos verbatims, parce que je souhaite qu'on s'en rappelle. Il y a toujours des journalistes, lorsqu'il y a des fritages sur les règlements intérieurs et sur d'autres sujets, il n'y a aucun journaliste lorsqu'on parle de dossiers de fond et de débats de fond. C'est bien dommage. Donc, on essaiera de donner un écho aux échanges que nous avons eus sur Pasquale Paoli. Ça me paraît important, sans compter que j'attends aussi une proposition qui est imminente concernant le travail de l'Assemblée de la Gioventù durant cette année dédiée au tricentenaire. Oui, Ujo Morison la dette a memoria Boscambia. Parce qu'il y a pire que d'oublier. Il y a ceux qui réécrivent les romans nationaux. Et donc, il faut être très vigilant par rapport à ça, bien évidemment. Donc, il y a l'écriture de l'histoire, la vigilance par rapport à la disparition de la mémoire ou à son travestissement. C'est important. Il y a également le sens de la responsabilité. Lui, très jeune, l'acquiert, bien évidemment. Et puis, il y a cette notion de justice et de justice sociale. Je pense que c'est ce qu'a voulu dire M. Labangiuliani lorsqu'il a cité Paoli concernant les mécanismes d'oppression. En direct, je fais une analyse là en direct, ce sont des mécanismes d'oppression par le pouvoir de l'argent, en réalité, et tout ce que ça peut créer aussi de distorsion au sein de la société, que ce soit en disparité économique et sociale déjà, mais aussi en termes de pouvoir. Donc, ça me paraît important d'être souligné.
et vous vous retrouvez tous indiscutablement sur la question du rôle de l'éducation, et j'en suis ravie. Donc le capital humain, si on doit faire un peu de prospective, puisqu'on en fait dans le cadre de Corsica Prospettiva 2050, 1, le capital humain, 2, les transports, bien sûr, les ressources stratégiques dans le monde que l'on connaît. Lorsque vous avez un Trump qui effectivement veut mettre la main sur le Groenland et d'autres territoires au regard des terres rares, l'Ukraine aussi, sur l'Ukraine, les terres rares, les ressources stratégiques, l'eau, etc., c'est fondamental aujourd'hui. Ça l'était à l'époque, ça l'est encore plus aujourd'hui. Nous sortons, et ma génération en particulier, nous avons vécu les 30 Glorieuses, pas de problème, ou quasiment. Aujourd'hui, on est dans une autre logique. Aujourd'hui, le monde a véritablement changé. On est dans un monde où on retrouve certains modes de coercition, certaines fractures et des replis sur le plan d'abord commercial. Avec les droits de douane, on est en train de retourner au protectionnisme le plus dur, ce qu'a pu connaître l'Angleterre à l'époque, la France, qui a mis à mal des milliers de travailleurs, qui a mis à mal des agriculteurs en Grande-Bretagne en particulier, la théorie de la rente de Ricardo, ça vient de là d'ailleurs. Tout cela parce qu'il y avait effectivement trop de protectionnisme. Donc la libre circulation des hommes, des marchandises et des idées, c'est ce qui a fait la croissance et le progrès. Aujourd'hui, on est dans des formes de repli. Paoli, à l'époque, était, lui, dans une logique d'ouverture commerciale, intellectuelle, à tout niveau, vraiment, véritablement à tout niveau, sur plusieurs dimensions. Donc, oui, je suis d'accord, pour conclure avec Florian, oui, il faut qu'on retrouve cet esprit des Lumières qui est complètement en opposition et perpendiculaire à l'esprit qui semble se dégager aujourd'hui dans le concert des nations et dans le comportement des dirigeants du monde développé. Juste un mot aussi pour vous dire que ça sera l'occasion cette année aussi de retisser des liens ou de tisser de nouveaux liens avec d'autres régions européennes ou ailleurs. L'Université de Naples, vous le savez, a envoyé une gerbe à Morosaglia l'autre jour. Paoli a été formé, vous le savez, à Naples. Il y aura un voyage organisé par l'Université de Corse qui, je crois, tiendra son conseil d'administration là-bas dans quelques temps. Il y aura aussi, nous sommes en contact avec mon cabinet, en accord avec le COPIL, avec la mairie de Naples, parce qu'à Naples, il n'y a pas de rue, il n'y a pas de place dédiée à Pascal Paoli. C'est une des seules villes italiennes où il n'y a pas d'éléments du réseau viaire, on appelle ça comme ça en géographie, d'urbanisme, dédié à Pascal Paoli. Donc on a demandé à ce qui est le baptême, soit d'une rue, soit d'une place, peu importe. Et le conseil municipal va débattre là-dessus. On vous tiendra au courant. Il y a aussi des liens avec la Toscane. Et nous sommes en train d'essayer de monter une nouvelle expédition sur Capraia. Vous savez que Paoli avait envahi Capraia, l'île de Capraia. Voilà, notamment avec l'affaire de Capraia qui s'est clos le 29 mai. Donc, on va essayer d'aller à Capraia dans cette période-là avec le président de l'exécutif et le président de la Toscane. Donc, un moment aussi de rencontre européenne. Et puis, se sont manifestés, notamment la loge maçonnique des 9 muses britanniques de Londres, qui a envoyé une gerbe. Et Paoli City, alors il y en a plusieurs de Paoli City, je crois qu'il y en a une vingtaine aux États-Unis. C'est énorme. Donc moi, j'ai eu le bonheur et le privilège d'être accueillie à Paoli City, Philadelphia, donc près de Philadelphie. C'était émouvant, vous ne pouvez pas vous imaginer. On a été reçus avec le président de l'exécutif au Lafayette College, où on a vu des courriers de Pascal Paoli, des lettres avec Washington, avec d'autres grands intellectuels, d'autres pères fondateurs
des États-Unis d'Amérique. Ils nous ont envoyé une plaque, eux aussi, une plaque commémorative, et ils viendront au mois d'avril, au mois de juillet, pardon. Ils seront là au mois de juillet, et c'est tout autant, au-delà de l'aspect amical, convivial et commémoratif, ce sont aussi des réseaux pour le futur. Dans différents pays, dans différentes régions d'Europe ou au-delà. Et ça, je tenais à vous le faire savoir, parce que pour des jeunes, ça peut être intéressant aussi en termes de formation de capital humain, partir en stage, échanger, revenir et véritablement construire tous ensemble la nation et de la meilleure façon possible, c'est-à-dire la plus heureuse possible, comme le souhaitait Paul. Ecco, a ringraziarvi per sto dibattito. Nous aurons au moins les verbatims, bien sûr, et le compte-rendu de ce débat qui vous sera transmis et qui restera dans les archives de notre Assemblée. Bien, j'ai omis de dire tout à l'heure qu'il y avait une question écrite qui avait été posée. Cette question écrite, évidemment, a été transmise au Conseil exécutif c'était sur la protection des données numériques, quelles sont les dispositions de l'exécutif en la matière. Par définition, une question écrite reçoit une réponse écrite. Ce sera fait dans quelque temps, pas trop longtemps, si c'est possible. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Baptiste. Giusto, è possibile di parlare di un progetto di valorizzazione di Paoli per la Savia Gentù? Oui, bien sûr. Allora, giusto, il 28 di marzo c'è stata una conferenza stampa di Agolita di Corsica per lanciare il progetto di Paoli 2025. Voglio salutare il lavoro di Agolita di Corsica, dell'Università di Corsica e di tutte le comunità di comuni che fanno un lavoro per commemorare la memoria di Pasquale Paoli. Giusto per dire che è un onore per me di essere rappresentante a Ugo Pili di Pasquale Paoli e ho riflettuto a un progetto di valorizzazione per commemorare e per lavorare nella Costituzione di Paoli e più precisamente con i scolari, i collegiani di radio e per fare un coso, fare atelier, yogi in immersione. Dunque, vi manderai a proposto a tutti i consiglieri e di noi allo scagno di presenza, così ne riparleremo insieme in conferenza di presidente o anche alla prossima sessione. Ecco. Giusto un punto per dire che tu sei rappresentante dell'Assemblea di Gioventù di Ugo Pil. E per questo che tu pia a Banrola. C'è qualche altro. E tu, vabbè, si devi, metti devi d'accordo e poi di no io forse una di amica Gabido, scusami, un livello di scuole, che livello? Per Uguleggio, d'accordo, ma il più birere da lì, avere da berboi, prima a terza, d'accordo. Vabbè, a ringraziarvi. Allora, ora abbiamo da passare Ubuntu dans l'attività di commissione, se voi siete d'accordo, così tutto il mondo sa ciò che lui si basta. Bon, dia prima, dopo un cinemica, bunti così, perché chi dia prima seduta, a prima sessione, veramente al di là di installazione, e cioè sapere appena come ci mette in ballo, perché chi dopo ci può mica ritrovare con dei rapporti per una sola giornata. Dunque sciulerà e sapere appena di pazienza, di no, e fa di maniera che lui sia un equilibrio tra diverse sessioni, d'accordo? Dunque, e d'altronde, in conferenza di presidente, e noi Gisu, déjà on y va un cartolare e io aspetto di no domani ad un appuntamento con il presidente di l'esecutivo per motivi organizzazionali e l'idea è di va assai in avanti su un calendario
che vi sarà proposto a Uvine di un mese, per sapere quando è la sessione di luglio, quando sarà quella di ottobre o novembre, o più che non possiamo, perché chi dopo, se lo ricominciano e visite di ministri di l'uno e di l'altro, di volte siamo obbligati di cambiare. Bon, e abbiamo sempre fatto di maniera a poter tenere le nostre sessioni, ma di volte è assai complicato. Ma vi faccio la promessa di dire il più in avanti possibile quali saranno i dati di sessione. Così per quelli che lavorano si possono organizzare, per quelli che vanno in corso di no, e poi dopo bireremo, ci acconceremo. D'accordo? Allora, qual è chi presenta i resoconti di commissione? Per piacere. Allora, già adesso Lara, dopo Pauline e poi Angelique e dopo vi ho la parola. O volete parlare di non mica i calendari, di altri affari? Ma se lo scopo è di fare un punto nel lavoro in commissione, posso parlare di un lavoro nel rapporto che è stato adottato, anche se non è mica buttato oggi in sessione. Ma prima parla la Presidente di commissione, d'accordo? Lara, dite a vostra commissione, ou dites à la commission le titre de la commission, l'intitulé et le contenu. C'est la commission sociale, formation et éducation. Et du coup, depuis janvier, nous avons rendu 2 avis. Donc, un sur le rapport lutte contre les dérives mafieuses, 30 mesures pour une société corse libre, apaisée et démocratique, où la commission a émis un avis réservé sur le contenu du rapport, le jugeant insuffisant face à la menace mafieuse en Corse. Un autre avis sur le rapport Égalité hommes-femmes 2024, où la Commission a émis un avis favorable et félicite les actions mises en œuvre pour améliorer la visibilité des femmes dans divers secteurs, mais aussi de favoriser une meilleure prise en compte des inégalités persistantes. Si aucun rapport n'a été présenté lors de cette première session à l'Assemblée, la Commission a néanmoins d'ores et déjà arrêté une orientation claire quant aux thématiques qu'elle entend approfondir et porter tout au long de l'année. Il y a actuellement 5 travaux en cours. Un rapport intercommission sur la précarité étudiante qui désire mettre en lumière les difficultés rencontrées par les étudiants et proposera de possibles solutions adaptées aux spécificités de l'île. Un rapport sur la crise du logement, qui est une étude transversale et comparative sur l'état du parc en Corse, ainsi que sur l'évolution de sa position, afin de mettre en lumière la crise actuelle du foncier et du logement, ainsi que des solutions envisagées pour pallier à ces problèmes. Un rapport sur l'enseignement corse, les enseignants corses contraints d'être délocalisés. Un autre sur la langue corse dans le cadre de la formation continue. Et enfin, un rapport sur le handicap et la précarité de la jeunesse, et un autre sur le rapport sur l'aide sociale à l'enfance. Je souhaite exprimer toute ma reconnaissance aux conseillers qui, malgré les contraintes personnelles et les échéances resserrées, font preuve d'un engagement constant au sein de la commission sociale, notamment sur la rédaction des avis. Je ne doute pas que nous poursuivrons ce travail dans le même esprit de cohésion et de collaboration constructive qui nous anime depuis le début. Merci, Lara. Alors, il y a beaucoup... C'est dense, hein? C'est bien, ça veut dire que vous travaillez. Et la plupart c'est tout de l'autosaisine. Hein? Vous autosaisissez des sujets, c'est ça? Bien, merci. Merci. Il faudra qu'on cale ensuite en fonction mais je proposerai que la conférence des présidents associe en mode élargi les présidents de commission lorsqu'on abordera les questions de calendrier et de calendrier parlementaire, je dirais, le calendrier des commissions, pour qu'il y ait un phasage qui se fasse de manière intelligente et qu'on n'ait pas un embouteillage en termes de rapport. D'accord ? Voilà, donc plus de questions aujourd'hui qui sont posées, mais en tout cas, bravo, parce que en quelques semaines, il y a quand même une production, en tout cas une mise en perspective qui est très intéressante sur des sujets importants. L'idée étant, vous savez en commission que vous pouvez auditionner
des membres de l'exécutif, des membres de l'administration. On pourrait avoir aussi des personnalités extérieures, il faut nous en avertir, bien sûr au préalable, des experts extérieurs. Et l'idée également, c'est que vous puissiez faire des propositions concrètes. Un rapport de commission, ce n'est pas une compilation sur un sujet. Voilà. Donc l'idée, c'est véritablement d'être proactif et de faire des propositions. Merci beaucoup, Lara. Alors, Pauline. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord saluer le travail de la Commission 3, donc Commission Développement économique, Transport et Affaires européennes, concernant le travail qui a été fait pour l'avis concernant le rapport sur les dérives mafieuses. Donc les conseillers de la Commission 3 ont pris le sujet très au sérieux en se réunissant le soir même de notre saisine, et l'élaboration de cet avis a réuni près de la moitié de la Commission. Je nous en félicite. Et ces conseillers ont fourni beaucoup de travail en très peu de temps pour un rendu qui, très sincèrement, je le pense, est de qualité. La Commission avait émis sur cet avis un avis réservé. Concernant les rapports, un rapport individuel concernant le développement économique de la Corse nous a été présenté autour de 3 idées: bilan de l'attractivité économique de la Corse et ses limites, et des propositions de diversification économique pour la Corse. Il a fait l'objet d'amendements sous forme de notes critiques de la part des groupes Tchamal Unida, Fronte Popular et Scelta Patriote. Ce rapport sera amendé, voté et donc peut-être présenté pendant la session de juillet. Nous sommes également en train d'élaborer un rapport intercommission sur la précarité étudiante qui, je pense aussi, sous réserve de l'avis des 2 autres présidentes, sera présenté en juillet. La Commission 3 prépare également collectivement un rapport sur la gestion des données en Corse et sur l'intelligence artificielle. C'est à l'initiative de notre collègue Antoine Paraudin qui est en visio. Si vous le permettez, je vais le laisser présenter le rapport. Non, juste un petit résumé de ce que... Oui. Sur ce qu'il compte faire. D'accord. Monsieur Paraudin, vous avez la parole. Signora Presidente, cari colleghi, spero che tutto il mondo mi sente. Bon, la camera una busta accende, non so mica perché, ma bon, cercherà di comunque a presentare un po' il nostro lavoro. Allora, bon, abbiamo parlato appena di Pasquale Paoli e di vero che la trasparenza era qualcosa che era importante per lui di noi, la resa di conti. E giusto appunto a livello di tutta la produzione di edade può essere un arnese maggiore per aiutare l'azione di collettività e di noi a un livello di sviluppo economico può essere un affare abbastanza interessante, avere una vera maestria di tutte le altre prodotte in Corsica e dunque su rapporto non governanza di edade può essere un'apertura non certi soggetti come quello dell'intelligenza artificiale, per esempio, e dunque cercheremo a vedere quali sono le opportunità a diversi livelli, livello di formazione, livello di sviluppo economico di iniziative informatiche. E dunque sarà un rapporto, spero, abbastanza completo e globale e cercheremo a associare ognuno come è stata fatta i rapporti nostri. Ecco, vi ringrazio. Allora, vi ringrazio. Allora, ciò che si è detto in questa commissione è interessante come l'altra, d'altronde. Non c'è un rapporto non c'è un sviluppo economico, l'aveva già detto in conferenza di presidente, non c'è l'attrattività. C'è stato un rapporto, un studio e un rapporto fatto dall'OCDE o l'OCDE, se volete, non c'è su soggetto, l'attrattività di Corsica e la posizione strategica di Corsica nel Mediterraneo, è disponibile non c'è un sito dell'Assemblea di Corsica. E voglio dire che siamo sempre in testa di lavorare un laboratorio di prospettiva Corsica Prospettiva 2050 e abbiamo parecchio a fare e normalmente parecchi dati e abbiamo di noi a provare
scenari di sviluppo ed attrattività per la Corsica. Dunque, sarebbe che noi potessimo parlare con l'autore di un rapporto da qui a luglio. Non talia di una bella idea, ci sarà una conferenza da qui a poco, non talia, ma va bene, esperti, perché ogni volta che c'è un soggetto di trasformazione e chi rileva a prospettiva, facciamo una conferenza pubblica di noi e faremo, per esempio, non a Buerta e a Bregarità, e muovato di gennaio, mi pare, una conferenza non su soggetto, posto che i giovani di Amanca avevano fatto un bel rapporto non a Buerta di Zideli, in Corsica. E d'altronde le di questo rapporto perché è veramente interessante, bon, ci va è duro, i dati sono duri, ma è veramente un soggetto importantissimo. Noi abbiamo fatto di noi una conferenza non su soggetto e c'è bisogno di mettere in ballo politiche pubbliche, al di là di ciò che noi abbiamo di già, per parare questo fenomeno che è veramente cattivo in Corsica. Dunque, oggi parodin bideniamo a capo non l'evoluzione della nostra conferenza non talia, d'accordo? D'accordo, vi ringrazio. E dunque, voglio giusto aggiustare un piccolo affare e abbiamo già cominciato a riflettere a certi intervenenti, voilà, a diversi livelli, dunque... Beh, ci tenete a capo e così se noi vogliamo brevettare tutti, sarebbe... D'accordo? Ci terremo a capo. A ringraziabile. E Pauline? Ah, d'accordo. D'accord. Parfait. Allora... bireremo buon dell'almanacco come vemo, perché ci sono assai i rapporti e a che momenti passeranno. Dunque, allora, Angélique, a te. Ringraziavi, signora Presidente, cari colleghi, cari tutti. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame la Présidente de nous offrir l'opportunité de pouvoir vous présenter un premier bilan du travail des 3 commissions. J'en profite également pour remercier les services pour leur disponibilité, leur soutien, et particulièrement Jean-Simon, dont l'aide est précieuse et qui répond toujours présent lorsqu'on a besoin de lui. En ce qui concerne la production des avis, la commission Lingua, Cultura et Ambiente a prononcé 3 avis depuis la dernière session qui s'est tenue le 22 janvier. Malgré des délais contraints entre la saisine de la commission pour chaque rapport et la date limite pour rendre l'avis, il est important de souligner et de saluer le travail dense, étayé et de qualité réalisé par les commissaires, dont les productions témoignent de leur engagement et de leur sérieux. Je vais passer rapidement sur les 3 avis produits, dans l'ordre où ils ont été rendus, en vous donnant à chaque fois la position de la Commission. Donc, sur le rapport du projet de décret de création de la réserve naturelle de Scandola, la Commission a émis un avis réservé. Sur le rapport lutte contre les dérives mafieuses, 30 mesures pour une société corse libre, apaisée, démocratique, la Commission a émis un avis défavorable. Sur le rapporto all'anno di sviluppo a Longanda, un avis réservé a été prononcé. Alors, en parallèle de la production d'avis, la Commission travaille sur la rédaction de plusieurs rapports. Comme cela a été évoqué ce matin, le rapport qui devait être présenté aujourd'hui a été renvoyé en commission pour le retravailler dans le but de le présenter à la prochaine session. Donc je laisserai Lisande la parole pour vous l'expliquer, mais rapidement. Donc ce rapport a pour objectif de lutter contre la spéculation dans les communes littorales sans PLU. Et pour réaliser ce rapport, Monsieur Julien Paolini, président de l'Agence d'urbanisme et d'énergie de la Corse, a été auditionné. En ce qui concerne les autres travaux à venir, un rapport sur le cinéma en Corse devrait être présenté normalement à la session de juillet. Ce rapport a pour objectif de proposer des mesures pour structurer la filière cinématographique en Corse. Pour ce rapport, il y a déjà eu une audition, celle de Thierry de Perrette, et d'autres auditions sont également prévues. Un autre rapport sera probablement présenté à la session d'octobre ou de novembre, selon la date de la session. Celui-ci portera sur la formation des enseignants en Corse pour développer efficacement l'enseignement immersif. Il aura pour but de proposer des mesures qui permettront de rendre l'enseignement immersif de qualité, d'assurer sa pérennité et de répondre aux enjeux sociétaux liés à la transmission de la langue corse. Pour réaliser ce rapport, plusieurs auditions sont prévues.
Rapidement aussi, la Commission a également collaboré le 19 février avec la Commission de l'éducation, de la culture, de la cohésion sociale et des enjeux sociétaux sur la motion du Tiami Respondi en proposant des amendements. Toutefois, la Commission regrette que ce travail ait été engagé tardivement alors que 2 motions avaient déjà été adoptées lors de la précédente mandature au sein de l'Assemblée à Diadjouentou, l'une le 20 avril 2022 et l'autre le 5 avril 2024. Alors pour conclure, nous continuerons de travailler avec la même constance jusqu'à la fin de la mandature et je remercie encore une fois à tous les membres de la Commission de travailler et de me faire confiance. Voilà, merci. A ringraziarti Angélique, dunque passo a parola a Lisandro. A ringraziare Monsieur le Président, a ringraziare Angélique pour cette présidence de la Commission et ce travail de qualité fourni, y compris dans des délais contraints. Bon, puisque le vote de ce rapport est repoussé à la prochaine session, je me permets de vous faire un point sur son contenu et aussi pour permettre d'amorcer les discussions qu'il pourra y avoir dessus. Point d'ordre. On ne présente pas le rapport. Non, dans les grandes lignes, tout comme Parodin. Tu donnes 2 ou 3, voilà, comme Parodin, très bien. Parfait, merci. Il y a une jurisprudence Parodin maintenant. Jurisprudence Parodin. Voilà. Merci. Donc c'est un rapport qui mérite d'être étudié rapidement puisque c'est une mesure d'urgence qui est proposée. Il traite de la mise en œuvre d'un dispositif qui est à la portée de la collectivité de Corse depuis novembre 2024 et qui permet à la CDC de délimiter des zones dans lesquelles la construction de résidences secondaires est interdite au sein des communes sans PLU, ce qui concerne l'essentiel des communes où a lieu la spéculation, en particulier dans les communes du littoral. Donc c'est un dispositif particulièrement efficace qui pose plusieurs questions juridiques, mais ce que ce rapport soutient, c'est que cela peut passer par une modification simple du PADUC, ou du moins par une révision partielle, et donc que cela peut être mis en œuvre à très brève échéance, c'est-à-dire que d'ici 6 mois, si c'est décidé par l'Assemblée de Corse, des secteurs antispéculatifs pourront être décidés et mis en place sur le littoral, en particulier en Corse. Ce sont des dispositifs qui sont aussi accessibles pour les maires, et il faut inviter, je pense, les maires à se saisir de ces dispositifs antispéculatifs très puissants, puisque cela interdit à la fois la construction de nouvelles résidences secondaires et la mise en location de meublés touristiques. Voilà. Donc le rapport porte sur les critères de définition et de délimitation de ces secteurs anti-spéculatifs. Et je vous invite bien sûr à le lire, à l'amender, à en discuter. Et peut-être que, puisqu'il sera discuté visiblement à la prochaine session, on peut s'entendre sur, et à en parler bien sûr avec le conseil exécutif, mais une prochaine réunion, un prochain rendez-vous par visioconférence avec le conseil exécutif et avec l'agence de l'urbanisme en particulier, pour faire un état des lieux de l'avancement de leur côté de la prise en compte de ce dispositif qui existe déjà dans le droit constant. Et de ces perspectives de mise en place rapide. A ringraziarvi. A ringraziarti. Donc de manière du plus large au plus particulier, du global au particulier. D'abord, moi je tenais à vous féliciter pour le travail réalisé dans des temps assez records, avec des saisines sur des gros dossiers, comme des saisines de l'exécutif sur les dérives mafieuses, par exemple, des dossiers moins imposants ou moins symboliques, quoique ici tout est important et tout est symbolique aussi, donc sur Scandola, mais sur d'autres rapports de la Commission Affaires sociales. Donc, toutes ces saisines, vous y avez répondu. Il faut savoir quand même qu'on a beaucoup progressé, parce que c'est vrai que l'exécutif, lui aussi, pris dans des délais contraints, envoyait souvent les choses, n'envoyait pas, ou envoyait vraiment au dernier moment. Donc, on a quand même essayé d'améliorer les choses. C'est toujours perfectible, indiscutablement, et on essaye d'y tendre tous. Vous noterez aussi que systématiquement, même si des fois... c'était difficile pour moi, j'ai rendu compte de vos avis en Assemblée de Corse, voilà, même si je n'étais pas d'accord forcément avec vos avis aussi. Donc de ce point de vue-là, j'ai respecté les choses.
Je pense que vous devez progresser parfois dans les formulations, si je puis me permettre, je joue ma prof 2 minutes, hein, voilà, dans les formulations et dans la façon de présenter les choses. On peut dire des choses très dures, on peut être très opposé, mais de manière peut-être un peu plus élégante, voilà, je pense, vis-à-vis d'une institution que représente le président d'exécutif ou moi-même. Mais en tout cas, je voulais sincèrement vous féliciter parce que c'est énorme ce qui a été fait là depuis que vous avez été installé au sein de cet hémicycle. Donc bravo pour les saisines, les réponses aux saisines de l'exécutif et bravo aussi pour la capacité productive. Alors là, bon, Paoli serait content. La capacité productive, parce que vous vous projetez, ça me fait presque peur, hein, voilà, vous vous projetez avec de l'autosaisine en autosaisine sur différents sujets très intéressant, passionnant, au cœur des enjeux actuels. On en a besoin, voilà, avec des auditions à venir. Moi, je demande qu'une chose, c'est qu'on soit mis au courant concernant les auditions. C'est comme ça pour l'Assemblée de Corse, c'est comme ça aussi pour l'Assemblée Adia du Wantou. Je sais qu'il y a une audition qui a eu lieu, je n'ai pas été invitée, donc c'est pas poli, mais c'est pas grave, hein. Voilà, comme je l'ai dit hier soir, on est Mourtouni, moi. C'est vrai, mais je m'en suis remise, je m'en remettrai. Voilà, surtout que c'est un ami. Donc, j'aurais bien aimé savoir que dans l'institution que je préside était invitée une personne. C'est la moindre des choses. Donc, j'espère qu'à l'avenir, ce genre d'écueil sera évité. Bien, concernant le rapport présenté par Lisandre ou Laban Giuliani, effectivement, il y a un report. Un report, ça ne veut pas dire que le rapport est mauvais et ça ne veut pas dire non plus qu'il repart pour les calendes, quoi. Voilà, parce qu'effectivement, il y a une nécessité. Et qu'en plus, il y a une réception plutôt positive du Conseil exécutif, qui a fait des remarques, hein, d'ailleurs, très positives, et qui a apporter de l'information complémentaire, parce qu'il y a une capacité technique, bien évidemment, sans préjuger des qualités du travail de Lisandre et ses capacités, mais il y a des capacités techniques à l'AUE largement voilà, disponibles, qu'on peut mobiliser. Voilà, sauf qu'il faut que tout le monde prenne conscience de ce dossier-là, en prenne bien connaissance, les délais n'ont pas permis de le faire. Donc, ce n'est que partie remise. Et désormais, cette séquence, je dirais, de remise au point, de mise au point organisationnelle, y compris pour nous, côté administration ou présidence, eh bien, ça va nous permettre de bien travailler tout au long de l'année avec tout ce qu'il y a, voilà, à faire. Bravo pour tout ce travail. Parfait. Donc, le débat sur le rapport de Lisandre sans transition aucune donc, est reporté. À l'ordre du jour, maintenant, nous avons les motions. Donc, il y a 4 motions qui sont présentées. Alors, il n'y a pas d'exécutif dans la salle ou peut-être il y a quelqu'un en ligne, je ne sais pas. Donc, on va débuter l'examen des motions. Je range un peu tout ce qu'il y a là. Donnez-moi 2 minutes.
Alors, nous avons 4 motions à examiner, mais depuis ce matin, il y a des amendements qui ont été présentés. D'accord ? Je sais que les présidents de groupe ou leurs représentants se sont vus concernant ces amendements, ce qui certainement nous facilitera la tâche. Je ne l'ai pas encore évoqué, mais tout à l'heure, j'aurais dû le dire. Dans les travaux à venir aussi, il y aura très certainement un toilettage du règlement intérieur. D'accord ? Ça, je vous saisirai là-dessus. Il faudra faire un groupe de travail sur le toilettage du règlement intérieur, comme on l'a fait à l'Assemblée de Corse. En général, ça se fait avec les présidents de groupe. Ou, si ce n'est pas le président de groupe, il désigne quelqu'un qui est un peu péchu, je dirais, en matière pas de droit, mais quand même de formulation, de capacité à avoir toutes les potentialités d'un article, les nécessités d'amender, etc., etc. Voilà. C'est pas très joyeux comme exercice, mais une institution donnée doit le faire au cours de sa mandature. D'accord ? Et on a vu qu'il y avait quelques bricoles qui pêchaient. Voilà. Et ça pêche tellement qu'on les oublie. Donc, c'est pas bon. Concernant les motions, Monsieur le secrétaire général, donc la règle, parce qu'en plus les règles ne sont pas les mêmes à l'Assemblée de Corse et à l'Assemblée Adiaduentu. Donc moi je m'en mêle les pinceaux. Donc la motion, celui qui porte la motion la présente, voilà, pas pendant 1 heure bien sûr, pendant quelques minutes. Ensuite, tous les groupes interviennent ou un pour un contre ? Un pour un contre, je crois. Hein. C'est ça ? Donc un pour, un contre, analyse des amendements aussi, après on vote les amendements et après on vote la motion. Si vous devez encore vous mettre d'accord sur un contenu. Alors, juste, c'est la première véritable séance. Les motions, je ne le dis pas pour les plus anciens, ils le savent, mais pour les autres, une motion, elle est forte, elle a une portée, plus elle rassemble de suffrages. Évidemment, une motion qui est portée par quelqu'un qui rassemble 7 suffrages, si tous les autres s'abstiennent, oui, elle passe, bien sûr qu'elle passe, mais elle a 7 suffrages. Voilà. Donc, ce n'est pas une motion qui a une portée suffisamment puissante en termes politiques. Donc, une motion, plus elle rassemble de suffrages et plus elle a de puissance politique, plus elle a de portée. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Trop de motions tue la motion, je vous l'ai répété déjà. C'est-à-dire qu'après, on ne sait plus. Voilà, on ne sait plus où on est, on a des motions, elles atterrissent jamais nulle part, on n'a jamais de retour. Donc, il y a un bon usage de la motion. On se fait maganer, vous le savez, hein, de manière régulière par Prosper Alphonse. Voilà, sur le ton de la magagne. Quand vous ne savez pas quoi faire, faites une motion. Non, il faut être sérieux. L'émotion, c'est important. Et ça a de la valeur. Mais pour que cette valeur soit préservée, il ne faut pas dévoyer aussi l'exercice de la motion. Voilà. Autrement, après, on perd en portée politique. D'accord ? Voilà. Donc, on votera les amendements et ensuite la motion amendée. Si vous avez besoin encore de rediscuter sur une des motions, à ce moment-là, on demande une interruption de séance. On ne le fait pas en public. On ne le fait pas en public. On fait une interruption de séance. Il y a une petite négociation politique entre groupes qui se fait à ce moment-là. Et on essaye ensuite de converger. Bon, après, vous n'y arrivez pas. On n'y arrive pas. Nous aussi, à l'Assemblée, on n'y arrive pas. Si on n'y arrive pas, on arrête. Bon. Normalement, les motions sont déposées 8 jours avant. Il y a 2 types de motions. Il y a des motions de procédure et il y a des motions de souhait, de vœux. C'est le cas des motions, toutes les motions que vous aviez déposées, il y en avait 8, c'est des motions de vœux, de souhait. Ces motions-là, elles sont normalement déposées 8 jours avant pour qu'on puisse en prendre connaissance, et nous et l'exécutif, et c'est très compliqué. Après, il peut y avoir des motions d'urgence, on peut voter l'urgence. Ça nous arrive. Moi, l'autre jour, j'ai fait une motion d'urgence parce que j'ai été saisie la veille de la session par la présidente du CESEC, parce qu'il y avait eu un vote négatif à l'Assemblée nationale concernant les Césaires. Les Césaires, c'est les CESEC, mais des régions, avec un R à la fin. Voilà. Conseil économique et social régionaux. Nous, on a un CESEC parce qu'on a un statut particulier. Voilà. Donc, j'ai été saisie au dernier moment. Avec mon cabinet, nous avons monté la motion. Je suis allée voir tous les présidents. On a discuté tout ça, mais on a voté l'urgence. C'est une motion en urgence. D'accord ? Voilà, il se passe quelque chose là dans la demi-heure, on peut être à monter à une motion un peu
en catastrophe. Alors j'espère pas, parce qu'en général, c'est pour de mauvaises raisons. Hein. Voilà. Donc, une motion, on essaye de... Voilà, quand il y a eu l'Ukraine, par exemple, la déclaration, l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, c'était un jeudi matin, juste avant, à l'aube, juste avant le début de la session, et on a fait d'abord une minute de silence, ensuite on a fait une motion de soutien, etc., etc. Mais voilà, là on vote l'urgence, bien sûr, vous ne pouvez pas le savoir 8 jours avant ce qui va se passer. Hein. Voilà. Bon, et on en rediscutera après dans le règlement intérieur. En tout cas, la veille, c'est un peu compliqué, quoi. Même pour l'exécutif, même pour moi. Très franchement, la veille, c'est compliqué d'avoir tout au dernier moment. Bien. Alors, sur les motions, qui veut commencer? Alors, normalement, c'est dans l'ordre d'arrivée, hein. C'est ça? Oui. Oui, bien sûr. Bien, monsieur le secrétaire général me précise que un pour, un contre, c'est pour les motions de procédure. Pour les autres, c'est un orateur par groupe. Ça vous va? Bon, on dit 2 minutes par groupe, hein, parce que sinon on n'y arrive plus, quoi. D'accord, vous donnez votre avis. En fait, c'est quasiment une explication de vote, pourquoi vous la soutenez ou pourquoi vous êtes contre, avec une motivation. Bien, donc... Alors, normalement, dans l'ordre d'arrivée, nous avons une motion de Tiamalunita. C'est une opposition à la réforme des lycées agricoles. Qui va la présenter? Oui, Giambatti. Ringrazio, signora Presidente. In Corsica la riforma nazionale dell'insegnamento agricolo ha ingerito una mobilitazione da parte di personale educativo, di scolari, di sindacati, di eletti e di attori del mondo agricolo che si sono adunati per palesare una riforma impone senza parlare con i principali concernati. In borgo in sarte a soppressione, riduzione e fusione di scuole e a riduzione di volume orario sono compati come un affronto contro l'adattazione dell'insegnamento alle realtà dei nostri luoghi. Questo movimento di contestazione è stato sostenuto dall'ODARC, dalla Camera d'Agricoltura, dall'insieme dei gruppi dell'Assemblea di Corsica e una questione scritta è stata fatta all'Assemblea nazionale. Ciò la mostra a nostra brama di ricusare questa riforma ed affermare un modello efficace per assicurare e per mantenere la nostra agricoltura. L'insegnamento agricolo non è mica solo un arnese di formazione. In Corsica l'insegnamento agricolo è un mezzo per giungere ai nostri obiettivi, quello dell'autonomia alimentaria, della trasmissione di sapere e di saper fare legata ai nostri territori e di far campare soprattutto il rurale. A Corsica e a sola regione di Francia, in dove c'è un'aumentazione di esplotazioni agricole e i giovani si impegnano in agricoltura. E per questo che i leggi agricoli giocano comunque un ruolo in questa dinamica. Sono luoghi di guida, di trasmissione e di far passare questa riforma è un colpo che da minaccia il nostro bene. In questo contesto, 3 rivendicazioni fioriscono di terreno e devono essere intese dallo Stato. Prima, l'apertura di una discussione nanto ai mezzi orari assegnati, la struttura pedagogica sarà definitiva in una convenzione tra lo Stato e la collettività di Corsica. Questo quadro deve essere rispettato. Dopo, la sicurizzazione di risorse in un consenso pluriannuale, appoggiandosi alla carta di formazione validata dalla collettività di Corsica. Questo lavoro ha permesso di mantenere un insegnamento agricolo di qualità e il terzo punto, il più importante, la costruzione di un modello di insegnamento agricolo adattato ai nostri luoghi, alle nostre specificità, in costruzione in tutti i ladori. Come la si fa per esempio all'Università di Corsica, questa evoluzione dell'insegnamento agricolo ed un modello efficace si iscrive in una riflessione più larga che tocca le sfide in giro allo Statuto d'autonomia della Corsica. L'agricoltura
per compie l'agricoltura in Corsica non è mica solo un settore economico, è un solco della nostra identità, dell'equilibrio tra i nostri territori e per questo che ci vuole continuare di difendere e di portare un sostegno fraterno a quelli che fanno dell'agricoltura una priorità per migliorare questo paese. Ringraziabile. Ringraziati. Allora, parleremo di emendamento dopo. Presenterei Fronte Popolare ha fatto un emendamento e lo presenteranno. Quale chi volevi la parola? Non questa mozione, Jean-Laurent Morazzani. Ringraziavi, di sicuro che noi sosteniamo questa mozione perché al di là di manifestazioni, di mossi che sono accaduti sulle ultime settimane, non è mica da rimane, ma quantunque sosteniamo questa mozione perché c'è una gioventù che vuole impegnarsi a pro della sua agricoltura, che vuole campare, che vuole lavorare nella sua terra e pensiamo che è normale oggi di sostenere questa mozione. Ecco, grazie. Un avviso positivo, d'accordo, di scelta patriota. Bravi, allora, dopo, gioventù di OSTC, Marie. Merci. Nous, effectivement, on se positionne pour cette motion, puisque, bon, on en a parlé tout à l'heure lors du sujet de Pasquale Paoli. Simplement également, puisque le développement agricole chez nous, c'est quelque chose de très important et il est très important qu'on s'oppose à cette réforme des lycées agricoles pour les étudiants d'aujourd'hui qui seront les futurs agriculteurs de demain. Merci. Abbiamo dunque la posizione di OSTC. Dopo. Lisandro, scusa. Lisandro, e poi dopo Jim Barre che leggi. Vai buon. Già fa questo. Sosteniamo e votare in favore di questa mozione con i due mani. È importantissimo di sostenere la formazione dell'agricoltore, ciò che abbiamo sempre detto, e c'era stato un dibattito anche qui in Assemblea di gioventù dall'agricoltura, di chi per avere un'autonomia alimentare, per avere la possibilità di produrre in di noi e di campare di ciò che noi produciamo, ci vogliono due affari, prima un fondario e due i bracci, la gente per lavorare da almeno. Et sur ce volet de la formation, bon, sur le volet du foncier, nous on continue à soutenir qu'il faut de manière impérative empêcher l'accaparement des terres à des fins qui ne sont pas agricoles et qu'il faut pour cela que la collectivité préempte les terres agricoles lorsqu'elle le peut pour aider à l'installation d'agriculteurs et en particulier de jeunes agriculteurs. Mais ce que nous disons sur la formation, c'est qu'on est à un moment où on va devoir doubler les moyens qu'on met pour la formation, peut-être tripler, parce qu'aujourd'hui on produit, 96% de ce que l'on mange, ça a été importé. Si on veut arriver sur des taux qui soient intéressants, il va falloir créer une génération d'agriculteurs. Et donc cette mesure qui fait une économie de bout de chandelle sur les lycées agricoles, elle va complètement à contresens par rapport aux aspirations, je pense, assez unanimes du peuple corse et de notre jeunesse. Et donc on soutient très fermement les lycées agricoles, les syndicats et étudiants mobilisés. Ringraziati. Viviane. Allora, mi sentite? Allora, o gruppo Voce Nazionale sarà ben sicuro a pronunciare questa mozione, perché pensiamo che se non vogliamo pretendere oggi a un'autonomia alimentare, la formazione agricola è necessaria. Si giovani qui di licei sono giovani che sono appassionati da trado di terra e pensiamo che oggi più che mai è veramente importante di sostenere questa gioventù. Donc, per questo che noi ci siamo ingaggiati nelle settimane passate andando alle manifestazioni, bloccando i licei e continueremo a fare così. Donc, voteremo per questa mozione. Vi ringrazio. Ringraziati. Altre domande di parola? No? Allora, c'è un emendamento, domando a Fronte Popolare di presentarlo. Lo faccio.
Daibourg. Allora, in questo emendamento vogliamo rammentare qualcosa comunque, perché ogni volta si dice è lo Stato che ha fatto questo. È lo Stato, ma lo Stato è il governo. È il governo qui pia le decisioni per lo Stato. Et ce gouvernement, il a des soutiens. D'accord, on est sur des questions politiques. Au-delà de l'État qui veut faire des économies, c'est un gouvernement qui applique une politique budgétaire particulière avec des objectifs austéritaires, en faisant, comme je l'ai dit, des économies de bout de chandelle sur les budgets, y compris des lycées agricoles, au détriment de nos territoires ruraux, au détriment de la formation agricole. Et donc, par le présent amendement, ce que nous suggérons, c'est de rappeler que les soutiens du gouvernement en Corse sont aussi responsables des mesures, des réformes de cette nature. Et donc, la formulation exacte, ça n'a pas été rappelé, mais de mémoire, nous demandons à ce que soit considéré le fait que cette réforme est le produit d'une politique austéritaire et que les élus corses qui soutiennent le gouvernement ont une part de responsabilité dans ce détricotage, ce démantèlement de nos lycées agricoles progressifs et cette attaque contre nos territoires ruraux. Allora, non questo emendamento, reazione? Non? Bien. Donc, est-ce que pour cette motion et pour cet amendement, on peut passer au vote? Donc, sur l'amendement, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? L'amendement est adopté. Concernant maintenant la motion ainsi amendée, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? Donc la motion est votée, ainsi amendée, est votée à l'unanimité. Monsieur Labandjouliani, vous avez abandonné votre poste de secrétaire, je vous signale. J'ai délégué. Ah, c'est pas au règlement intérieur, vous déléguez rien du tout ici. Dans le règlement intérieur, il n'y a pas dit qu'on peut prendre des remplaçants. C'est moi qui délègue ici. Non. Faites comme vous voulez, voilà. Mais je reviens, si jamais. Non, restez là-bas. J'ai bien compris que à droite, ça ne vous convenait pas, donc je te donne des beaux idées. Oui. C'est bon. Voilà. Très bien. Donc, la motion suivante. Dans l'ordre. Ah, celle-là, j'en connais déjà la saveur. Il m'a semblé l'avoir passée ailleurs. Donc, demande d'inscription de la Corse sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser. C'est chez Tabadriota qui la présente. C'est Giulio. Vas-y, Giulio Antone, vas-y. La Corse est bien un territoire non autonome à décoloniser, au sens du droit international. Dans la résolution 1514 du 14 décembre 1960, l'Assemblée générale des Nations unies consacre le principe selon lequel tous les peuples ont le droit de libre administration et qu'en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. Les discussions en l'état léthargique entre les élus de l'Assemblée de Corse et le gouvernement français doivent, afin de connaître une impulsion différente à l'avenir, être remplacées dans un cadre international et dans la dynamique historique d'une lutte de plusieurs siècles. Si nous voulons nous acheminer vers une solution politique globale et entrer dans une démarche de résolution du conflit, il convient d'en poser clairement les termes, dans un cadre démocratique et impartial. Depuis les années 60, toutes les tendances de cette lutte nationale ont clairement affirmé que la situation faite à la Corse était de nature coloniale, tant le courant indépendantiste que le courant autonomiste. D'autres, aujourd'hui, rallient ce point de vue en reconnaissant la situation sous emprise que connaît la Corse et la nécessité d'en sortir démocratiquement. Si ce point constitue l'un des fondamentaux communs à l'ensemble du mouvement national, la recherche d'une solution globale, pacifique, de sortie de conflit, fait effectivement, depuis que le
fait effectivement depuis le tragique assassinat d'Ivan Colonna. L'objet d'un consensus large au sein de toute la classe politique corse. Ce qui manque, c'est le cadre adéquat. L'occasion est aujourd'hui donnée aux Corses de demander aux instances internationales d'établir ce cadre en se hissant ainsi au niveau des enjeux historiques de la Corse contemporaine. Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler ici que le 18 août 2011, l'Assemblée de Polynésie vota par 30 voix la résolution demandant la réinscription de la Polynésie sur la liste de l'ONU des pays à décoloniser. Des élus de l'Assemblée polynésienne défavorables à la démarche demandèrent ainsi l'annulation de la résolution devant le tribunal administratif de Papeete, estimant que l'Assemblée de Polynésie n'avait aucune compétence en la matière. Toutefois, ces élus n'obtinrent gain de cause. Le président du tribunal administratif écarta leur requête par une ordonnance du 9 février 2012, suivant en cela la position du rapporteur public ayant considéré qu'un tel vœu ne constitue pas un acte faisant grief. Nous invitons les membres de notre Assemblée à bien comprendre et à s'inspirer de cette jurisprudence éclairante. Le 17 mai 2013, la Polynésie était réinscrite sur la liste de l'ONU. Cet épisode conforte la présente démarche sur le plan juridique, puisque le projet de résolution présenté ci-après reprend très exactement, adapté à la Corse, les termes de la résolution polynésienne. Afin de garantir l'exercice effectif de ce droit des peuples à l'autodétermination, la Charte des Nations Unies a instauré la liste des territoires non autonomes. Dans le contexte de négation constante des droits du peuple corse, l'inscription officielle de la Corse sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser vaudrait reconnaissance officielle de son droit à l'autodétermination et engagement de la communauté internationale de veiller à son effectivité. Elle doit permettre au peuple corse de choisir lui-même, sans ingérence extérieure ni contrainte de son statut politique. Chacun pourra alors se prononcer démocratiquement sur l'avenir qu'il souhaite pour la Corse et chaque point de vue y sera respectable et respecté. Cette motion, déjà proposée à l'Assemblée de Corse lors de sa session d'octobre 2024, a été rejetée car certainement mal comprise au vu du contexte politique de l'époque. Cette démarche nouvelle permet de poser différemment aujourd'hui devant l'ensemble des composantes politiques de l'Assemblée représentative des Corses la question de la reconnaissance officielle de nos droits par la communauté internationale et du cadre du processus démocratique pertinent à établir pour choisir notre destin. Le groupe Scelta Patriote soumet donc au débat devant l'Assemblée di Gioventù di Agorsica, puisqu'elle s'impose d'elle-même face au refus obstiné, constant et prévisible de l'État français, qui est juge et partie dans cette affaire, de nous reconnaître ce droit à l'autodétermination. En 2013, le statut d'officialité de notre langue avait été adopté par l'Assemblée de Corse à la demande des élus indépendantistes, après avoir été rejeté par la même Assemblée quelques années plus tôt. En 2014, le statut de résident recueillait une majorité de voix à l'Assemblée de Corse, alors que quelques mois auparavant, seulement les indépendantistes portaient seuls cette démarche. Le ralliement des élus progressistes courageux de gauche à l'époque a permis d'autres courants d'y adhérer. L'adoption de cette motion au sein de l'Assemblée di Gioventù montrerait ainsi la volonté salutaire de la jeunesse corse, par toutes ses composantes, nationalistes ou non, d'établir un cadre démocratique international impartial, permettant ainsi de définir enfin, dans la sérénité et sous l'arbitrage international, les contours de l'avenir politique et institutionnel de la Corse. A ringraziare. A ringraziati. Donc effectivement, je disais tout à l'heure que c'est une motion, je n'ai pas fait le parallèle, hein, je ne sais pas si c'est exactement la même ou pas, qui était passée à l'Assemblée de Corse, qui avait été renvoyée en commission, qui ensuite est revenue devant l'Assemblée de Corse. Elle n'avait pas été retenue. Il y avait eu des abstentions de deux groupes, des groupes autonomistes en fait.
avait voté contre Onsof, le groupe de droite, et avait voté pour Josefa Giacometti, qui en était le porteur, voilà, et le groupe Corin Front et indépendantiste. Donc, qui veut prendre la parole? Et je crois qu'il y a des amendements aussi. Hein. D'accord. Ils sont où? Ah là, pardon. Merci. Bien, alors, qui souhaite s'exprimer? Oui, Kylian. Gioventù STC, ad avuto sta mozione, si iscrive in lotta di liberazione nazionale. Donc, in lotta di liberazione nazionale raggiungiamo i semi solidari, sta di marcia, per portare un problema a un livello internazionale. E domani camperemo in Corsica Nazione. Ti ringrazio. Altre domande? Florian. Ringrazio. Si nous sommes, comme vous, nationalistes, nous pensons, comme vous, que la Corse a subi par le passé le fait colonial et que encore aujourd'hui, elle le subit sous d'autres formes et sous d'autres aspects. Nous ne pouvons cependant pas voter en faveur d'une initiative qui émane du groupe de Bakou, dirigé par l'Azerbaïdjan, dictature qui persécute le peuple arménien depuis trop longtemps. Nous rappelons que le groupe de Bakou pratique de l'ingérence et déstabilise la Kanaki en profitant du désespoir des Kanaks dans une impasse politique. Ringrazio. Bien, oui, il y avait Lisandro d'abord, il me semble. E c'era Jean-Laurent Dino. Allez-y, Lisandro. Non, vous avez la parole. Sous la force, sous la contrainte, alors? Pas du tout. Attendez, oh, pas du tout. Vous l'avez demandé avant, je vous donne la parole. Sans rancune, hein, Jean-Laurent. Allez, go. Alors, on est embêté avec cette motion parce que on aimerait bien la voter, parce qu'on est on est favorable à l'autodétermination des peuples. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a un peuple corse, il n'y a pas de doute là-dessus non plus. Bon. Et si le peuple corse doit un jour voter et décider de son autonomie, de son indépendance, même un jour, bon, si les choses sont réunies, pas de souci avec ça, c'est quand même un principe fondamental reconnu par la charte de l'ONU et compagnie. Bon. Est-ce que ça fait de nous ou pas des nationalistes? Ça, c'est une autre question, on pourra débattre une autre fois. Plusieurs choses qui nous gênent dans ce texte. Alors, sur la forme, c'est peut-être anecdotique, mais je ne vous cache pas que moi, je suis un peu gêné d'avoir des motions qui sont passées à l'Assemblée de Corse et qui nous sont renvoyées après. Parce que vous, ça ne vous aura pas échappé. Enfin, nous, ça ne vous aura pas échappé. On n'a pas de parti de gauche qui nous écrivent nos motions. Et bon, peut-être parce qu'il y a plus de gauche en Corse, ça, c'est une possibilité. C'est nous la gauche. Mais ça crée un peu une asymétrie. Donc, c'est-à-dire que moi, ça me gêne un peu d'avoir à me prononcer sur des textes des élus, alors que nous, on n'a pas derrière nous des partis, des structures, et tant mieux si vous les avez, hein, tant mieux pour vous. Donc, ça me gêne un peu à cet égard-là. D'autant qu'effectivement, l'Assemblée de Corse s'est déjà prononcée très dernièrement sur la question, etc. Bon, c'est une remarque de forme. Après, sur le fond, ce qui me gêne un peu aussi, c'est le cadre. C'est-à-dire que le cadre de l'ONU est quelque chose d'assez paradoxal de dire qu'on va court-circuiter la France pour aller régler ça avec Antonio Guterres. Je ne sais pas s'il lira la motion, mais bon, je ne sais pas si quelqu'un a son contact au secrétaire général de l'ONU. Ça ne me semble pas tout à fait réaliste, même si j'entends la démarche. Et le dernier point peut-être, c'est que il y a quand même quelque chose à prendre en compte, c'est qu'il faut documenter cette colonisation. Ça, c'est quelque chose et dont on peut discuter très sincèrement. Hein. Moi, je n'ai pas de problème à discuter. Y a-t-il eu une colonie? Est-ce que la Corse a été colonisée ou pas? Alors, peut-être que nous, c'est un amendement qu'on a présenté, dont on parlera plus tard, mais peut-être qu'il faut documenter la violation des droits fondamentaux contre le peuple corse. Et ça, il y a un rapporteur spécial à l'ONU, le rapporteur aux droits des peuples autochtones, puisque c'est de ça dont il est question.
et peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter. Donc, sous réserve de l'adoption de notre amendement, on restera sur l'abstention et peut-être un vote favorable en fonction du sort qui est réservé à notre amendement. Oui, sauf erreur de notre part, il y a 2 amendements. On est d'accord? Voilà. Oui, non, on avait peur qu'il y ait une erreur. Donc, il y a 2 amendements, en effet. Alors, il y avait Jean-Laurent et toi. Et Julien. Toi, vas-y, Jean-Laurent. Oui, c'était pour répondre à Florian sur son inquiétude sur le fait que nous, syndicats étudiants, que ce soit la GP ou la G, on aurait rencontré des émissaires de Bakou. Moi, je ne sais pas comment ils sont faits physiquement, je ne sais pas comment ils s'appellent, et encore moins, je les ai croisés. Moi, je tiens beaucoup à la lutte du peuple arménien, et notamment le sort qui est réservé aux chrétiens d'Orient, et je pense qu'il y a eu une incompréhension. Après, notre groupe, il représente plusieurs tendances du nationalisme corse. Donc voilà, il n'y a pas de doute et d'ambiguïté sur ça. Nous sommes ouverts sur cette question. Je vous remercie. Bon, je dois être un peu fatiguée. Je n'ai pas forcément tout suivi. J'ai compris que vous ne connaissiez personne à Bakou. J'ai compris que vous ne connaissiez personne à Bakou, qu'il n'y a pas eu d'ingérence en Kasaï, que par contre, vous êtes pour le peuple arménien et les chrétiens d'Orient. Je n'ai pas compris la connexion avec Bakou, mais c'est peut-être parce que je suis fatiguée. Hein. Ah bon, d'accord, ok. Très bien. Donc, ce n'est pas que moi, ça va. Attends, Florian, avant que tu ne reprennes la parole, et normalement, il n'y a pas de tiers rispondi, hein. C'est que autrement, on fait une interruption de séance et vous rediscutez. Il n'y a pas de... Normalement, chaque groupe s'exprime une fois. D'accord? C'est ça, la règle. Hein. Julien, qui attend depuis un moment. Vas-y. Merci, Madame la Présidente. Nous, Wadje National, comme vous, nous sommes nationalistes. Comme vous, nous croyons au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que nous allons voter votre motion. Nous allons voter votre motion parce que l'histoire l'a montré, nous avons été une colonie. Nous n'avons pas peur de le dire. Aujourd'hui, d'une certaine forme, nous sommes encore sous tutelle de la France. Aujourd'hui, nous voulons une réelle libération nationale. Ce combat perdure depuis 50 ans. J'espère que nous allons le finir rapidement. Mais si à notre petite échelle, la jeunesse peut montrer que nous sommes encore pleinement aujourd'hui in del sustinto di lotta di liberazione nazionale, allora butteremo e anderemo con voi per fare di questa mozione qualcosa di bene e per augursiga per la nostra nazione butteremo. Vi ringrazio. Donc, tutti i gruppi si espriment. Est-ce que la droite veut s'exprimer? Non. Bien, alors, il y a 2 amendements que le groupe Fronte Popolare peut présenter. Je vous en prie. Dans quel ordre? Pardon, le premier? Très bien. Alors, comme je vous l'indiquais plus tôt, il y a une instance de l'ONU. Bon, il y a différentes instances qui existent pour les peuples sans nation et enfin, les peuples sans État, pardon, et pour les peuples indigènes et autochtones qui souffrent de discrimination caractérisée. Il y a y compris des démarches de paradiplomatie, c'est-à-dire de diplomatie au niveau infra-étatique entre des régions et entre des peuples. Peut-être que ce serait intéressant de regarder effectivement à un autre niveau de l'ONU que
celui de l'Assemblée générale qui est quand même pas le plus facile d'accès. Et donc du coup, ce qu'on me propose là, c'est de documenter les violations aux droits fondamentaux qui ont ou auraient été commises contre les droits fondamentaux du peuple corse. Et je n'en doute pas qu'il y en a, mais ça peut être une première étape pour la reconnaissance de ces crimes passés et leur réparation à l'avenir. Donc c'est un amendement qui suggère de saisir ce rapporteur spécial des Nations Unies sur la question. Ça, pour le coup, le contact, on peut le trouver. Et voilà. Excusez-moi, et la question que je vous pose, c'est du coup, les Corses sont-ils un peuple autochtone ? Je dirais, le parallèle n'est que méthodologique, c'est comme la question de la spéculation. Qu'est-ce qu'on appelle spéculation ? On l'a évoqué l'autre jour en réunion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut caractériser un phénomène avant de le dénoncer et tout ça, il faut le caractériser et il est clair que les niveaux d'interprétation ne seront pas les mêmes en fonction des indicateurs et des données utilisées. Bien, la suggestion, par contre, votre suggestion, je trouve qu'elle est intéressante. Bien sûr. Moi, je voulais débattre. Je ne souscrirai à aucune motion ce soir. Je vous laisse débattre et je conduis les débats. Voilà. Et je vous donne qu'on soit bien d'accord. Hein. Voilà. Je ne vais pas refaire les débats qu'on a eus à l'Assemblée de Corse. La suggestion, je ne fais que des commentaires. Voilà. Et je conduis les débats pour que ça se passe correctement. Donc, ça, c'est un amendement, en tout cas, qui demande au Conseil exécutif d'étudier l'opportunité de saisir le rapporteur spécial. Il va être content, le Conseil exécutif. Merci. Merci pour eux. Bien. Donc ça, c'est un premier amendement. Le deuxième amendement, Lisandre, le deuxième amendement. Bientôt, je suis son attaché parlementaire. Ovio. D'ailleurs, il y a vos affaires ici. Je vous les ramènerai tout à l'heure. Oui. Hein. Voilà. Je vais voir avec l'attaché de l'attaché de l'attaché. Oui, oui. Second et dernier amendement de la journée, je crois. Non, Nevers. Bon, quand on parle de peuple colonisé, on est quand même dans un contexte international qui est terrifiant. Enfin, actuellement, il y a des gens par milliers, des enfants, des civils, qui meurent sous les bombes à Gaza. Il ne s'agirait pas de l'oublier. Donc quand on parle de peuple, de lutte de décolonisation, quand on parle de peuple martyr, quand on voit l'agression russe en Ukraine, il ne s'agirait pas de l'oublier. Donc c'est un amendement, je dirais, d'appel, comme on dit à l'Assemblée, mais quand même pour souligner que le nationalisme corse, et quand si vous relisez, y compris les premiers textes, a toujours comporté une dimension internationaliste particulièrement forte, et qu'il serait de bon ton, en ces temps véritablement sombres et en ces temps de renaissance d'un impérialisme qui s'assume, qui prétend acheter le Groenland, qui prétend faire la Côte d'Azur à Gaza, il serait de bon ton que notre Assemblée puisse avoir un mot en l'honneur, en pensée pour ces peuples qui luttent face à des appétits voraces et qui détruisent tout sur leur passage. Donc le présent amendement propose d'exprimer notre soutien plein et entier, c'est un peu pléonasme, hein, plein et entier, je ne sais pas d'où vient la formule, notre soutien au peuple en lutte et face aux impérialismes barbares, du Rojava à l'Ukraine et de Gaza au Groenland. Je vous remercie. Aussi, si vous permettez, aux Azéris. Hein. Rojava, c'est nord de la Syrie, hein, c'est ça ? C'est le Kurdistan, oui. C'est le Kurdistan. On peut penser aux Kurdes, on peut penser aux Arméniens, aux Azéris aussi, qui sont dans des situations de colonisation et d'oppression, carrément d'oppression très forte, bien plus grande que les nôtres, mais ça n'enlève rien à l'honnêteté, je dirais, de vos revendications en tant que groupe, hein, chez le Tano, hein, ça n'enlève rien du chez Tabadriot, ça n'enlève rien à l'honnêteté de vos revendications. Voilà, mais effectivement, le sens de cet amendement, c'est d'élargir à d'autres peuples. On pourrait peut-être penser aussi aux Arméniens et aux Azéris. Voilà, mais comme je dis que je n'interviendrai pas, je ne ferai pas d'amendement. Voilà, donc, tout le monde s'est exprimé ? Oui, donc, sur les amendements, on soumet au vote, vous vous êtes mis d'accord préalablement ?
C'est bon? Non? Vous n'êtes pas encore d'accord? Est-ce que... Alors, le porteur de la motion, que nous dit-il sur les amendements, ou est-ce que vous voulez une petite interruption de séance? Oui, nous demandons une interruption de séance, madame. Voilà, très bien. Merci. Je suppose que je vais revenir ici. Oui, ma cocotte. De toute façon, je vais juste...
Non t'as l'amendamento, siete d'accordo? Non cambiano mica, ditemi. Non cambiano mica. Non cambiano mica, vabbè. Dunque, metto a voto l'amendamento 1. Qual è chi è contro? Scusate. Le rapporteur spécial. Donc, qual è chi è contro? Alors, contro c'è au gruppo di diritto e Cyprien Pardi. Qual è con Bodemica? Astensione. Non partecipazione. E qual è chi vota pro? Allora, bodeno a pro. Fronte popolare di normale, dopo scelta patriota e poi vi chiamate Boge Nazionale. È un film, E USTC, Bodana Pro. Dunque, ciò che non abbiamo mica capito, cosa va a dire? Non c'è questo emendamento, un Buddha de mica? Pardon, on n'avait pas entendu. Non-participation. Eh bien, non-participation. Collègue un Buddha de mica, non-participation. Ci siamo? Scusate, io ho il potere di Lisa Maria Guidicili, che è partuta. Vabbè? E poi ce n'è uno che ha alzato 2 racci. No, ma a Zanu, a sapete quelle che ha i bueri? Quindi chi ha un potere deve alzare 2 braccia. Quelli che avete un potere alzate 2 racce. 2 bueri non è mica possibile, avete capito? D'accordo? Ecco, vabbè. Allora, il primo emendamento è adottato, il secondo, dunque, quello che fa la geografia, parte da un nord al Bunante, all'Oriente. Allora, mettiamo a voto, siete d'accordo? Qual è chi è contro l'emendamento? Dunque, a dritta e Cyprien. Qual è con Bodemica? Aspetta, non cosa vade? Penso che vi sbagliate. Non c'è l'emendamento, 2. Allora, qual è chi è contro? Rigumento, qual è chi è contro? A diritto e Cyprien. Qual è con Bodemica? Un Bodemica vuol dire non partecipazione. Non partecipazione, chiama. Astensione. Astensione ce n'è parecchi. Dunque, c'è scelta, c'è USTC. E Boge. Dunque, un passamico. E qual è chi è a pro? E un passamico agli stesso. Ma da ragione. Dunque, questo è un passamico. Ma il presidente dell'esecutivo sa forse ridroit torna con cabadoggio in più. D'accordo. Allora, passiamo a Mugione. Budemo a Mugione. Dopo a questo emendamento. Alors, oui. Explication de vote. Oui, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Je voudrais rajouter, au-delà des explications qui ont pu être données précédemment, aussi rajouter que dans la mesure où nous nous inscrivons pleinement dans le processus d'autonomie en cours et qui a vocation à offrir à la Corse le pouvoir législatif et l'autonomie, tout simplement, nous nous abstiendrons sur cette motion dans la mesure où elle présente une forme de défiance envers le processus. Voilà. Merci. Donc là, c'est autonomie versus indépendance. C'est ça l'argument, en fait. C'est plutôt ça. Pas tant. Pas tant, bon. C'est-à-dire que pour le moment, c'est autonomie, c'est ça? C'est plus que nous nous inscrivons pleinement dans le processus. Cette motion présente une défiance du processus, donc ça rajoute à notre abstention. Voilà. Ça va, c'est bien noté, monsieur le secrétaire général. Bien, très bien. Allez, allora, mettiamo a voto. Spiegazione di voto, scusa.
Non, très surpris de voir le dernier communiqué du Front. C'est quand même un soutien à la cause, au peuple palestinien qui est sous les bombes. Bon, vous êtes moins courageux que le Front sur cette question-là. Mais c'est pas grave, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà, donc vu que notre amendement n'a pas été adopté, on votera pas cette motion. Et puis voilà. Et viva au fronte. Popolare. Ne dis pas ce que me dit Paul en aparté. on le dira lorsqu'on ne sera plus connecté. Bien, voilà. Donc, alors passez la surprise de Monsieur Laban. Vous êtes moins courageux visiblement que bon, voilà. Donc, écoutez, on dit gobi ou non. Alors, je soumets au vote la motion ainsi amendée, d'accord? Donc, qui est contre la motion? Donc, contre. Alors, contre la motion, nous avons Adirit, Cyprien, Bachetera, Cyprien et Andria. Je vote au nom d'Antoine Parodin. Toi, tu votes pour Antoine. Que pour Antoine. Oui. L'autre non inscrit, en fait. fait. Que pour Antoine. Ah oui, lui, non inscrit, peut-être apparenté. Apparenté au groupe ouais, mais apparenté, on est systémique, on dérégulement. Donc, ouais, ça, on en reparlera. Mais bon, de toute manière, tu as le droit d'avoir sa procuration. Donc, il a sa procuration. Voilà. Donc, contre, on a la droite, Cyprien et M. Parodin. D'accord? Donc, questo i contri. Non partecipazione, qual è combo d'emica? Astensione. Allora, astensione di fronte popolare e astensione di Diama. D'accordo? E allora, qual è chi vota pro? Votano a pro scelta e voce nazionale. E STC. E USTC. Cizim, Baba. Dunque è adottata con un solo emendamento, non c'è un emendamento che è passato. Baba. On si soffie mica, on n'est mica gompiu. Écoute, moi je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée sur ces motions. Voilà. Alors, maintenant, la motion de Samir Béchérigui pour Bodge Nazionale sur la demande de dissolution du CIVADEC. Je crois que Monsieur le Président voulait être présent. Donc, je fais passer celle qui est après, vous voulez? Non, je crois qu'il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Donc, on attend le Président de l'exécutif pour la présentation. Alors, il y a 3 amendements. Il a été envoyé. Il est venu le taper. Visiblement, sur cette motion, alors d'abord, mais je voudrais que le Président soit là. Il arrive, vous attendez? Il souhaite être présent. J'aimerais une courte interruption de séance pour présenter les amendements à tout le monde. D'accord, si tu veux. Alors, le temps que on a un large courte, consensus. Vraiment courte. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, il y a un 3e amendement qui va vous être envoyé par mail. Parce que tu as rédigé un 3e amendement. Exactement. Et il faut le transmettre. Sinon, ce n'est pas recevable. Il faut que tout le monde lise l'amendement. Allez, interruption de séance alors.
Allora arriviamo, mi piace. Dunque, siamo all'esame di mozione di budget nazionale. C'è presentazione prima di mozione e poi dopo di emendamenti. Dunque, avete la parola, Samir. Ringrazio. Alors, lors de la dernière session de l'Assemblée de Corse, Louis Pozzo di Borgo a déposé une question orale au conseiller de l'exécutif Guy Armanet. Donc, il dénonçait la déroute stratégique du CEVADEC ainsi que le coût du traitement des déchets pour les intercos et les contribuables. Guy Armanet, dans sa réponse, a quant à lui partagé le constat et appelé, je cite, à un changement d'écosystème. Donc c'est un constat qu'on partage nous-mêmes. Nous, on souhaite donc demander la dissolution du CIVADEC pour la création d'une nouvelle structure afin de bénéficier d'une gestion publique et participative des déchets, davantage de transparence dans celle-ci, des coûts maîtrisés et une stratégie durable. Parce qu'en effet, comme ça a été évoqué à l'Assemblée de Corse, du coup, il n'y a pas si longtemps, on a remarqué que plus on triait, plus on payait. Donc ça décourage à la fois les intercos, mais aussi le contribuable. Donc c'est une stratégie qui n'est pas du tout durable. À la fin de son allocution, Guy Armanet a ouvert un débat et il a dit « quid du CIVADEC ?» Donc moi je pense que l'Assemblée di Adjuantu doit prendre position sur ce sujet-là. Et je pense que nous devons lui répondre « dissolution et création d'un nouveau cadre ». Voilà pour ma motion. Bien, merci. Avant de passer à l'analyse des amendements, donc, je vais demander son avis au président de l'exécutif. Donc, merci pour cette motion. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de l'Assemblée di Adjuantu di darmi l'occasione di esprimermi davanti a voi dans un suo cartolare qui est importantissimo. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à revenir. Je dirais que la journée a été longue pour vous, bien compris pour celles et ceux qui attendent et qui essayent d'organiser le passage, mais je tenais à être présent devant vous parce que je considère que le problème des déchets est pour la Corse un problème majeur et que pour l'instant, à l'évidence, on n'a pas trouvé les bonnes solutions et que je comprends que tous les Corses, et notamment et singulièrement la jeunesse, soient aujourd'hui à la fois mécontents de la situation actuelle, inquiets, et souhaitent un changement d'orientation, un changement de cap et des réponses qui s'intègrent, comme vous l'avez dit, dans un cadre vertueux. Alors moi, je ne prétends pas épuiser le débat avec vous aujourd'hui, je veux simplement vous donner quelques éléments de réflexion avant de vous faire part de la position de l'exécutif par rapport à votre motion. Donc sur les éléments de réflexion, vous dire, bon, il y a effectivement l'entrée par l'analyse budgétaire dans le système actuel. La trajectoire budgétaire en matière de gestion des déchets, elle est catastrophique et ruineuse et elle n'est pas prévue pour s'améliorer. Y compris si demain le centre de tri de Monte, qui pourtant va détourner de l'enfouissement près de 60 000 tonnes de déchets, y compris si ce centre devait ouvrir, les intercommunalités continueraient à payer plus, et y compris à payer plus lorsqu'elles trient, vous l'avez dit dans votre question. Autrement dit, aujourd'hui, plus on trie, plus on paye. Or, nous, notre objectif, c'est bien de généraliser le tri à la source pour que ce que l'on va valoriser ne soit que résiduel. Donc, on est dans un système qu'il faut réformer. Et ce, d'autant mieux que les intercommunalités qui assument le coût de la collecte et du traitement sont déjà au bout de leur capacité. Donc on est dans un système qui nous étrangle. Il n'est pas viable. Et c'est un premier désaccord profond et avec le CIVADEC et avec l'État. Le CIVADEC ne souhaite pas changer de trajectoire, donc nous sommes en désaccord avec le CIVADEC. Deuxièmement, l'État finance, par exemple, à Monte, avec le PTIC,
le centre de tri et de valorisation, mais se désintéresse de l'équation globale. Autrement dit, la réponse partielle qui est apportée est une réponse qui ne va pas changer structurellement l'équation et qui va nous conduire dans le mur. Donc nous, on est comme vous, on n'est pas satisfait du tout de la situation actuelle. Deuxièmement, vous avez une position parmi les 4 demandes de votre motion. Donc il y en a 2 avec lesquelles, ou 3 même, on est d'accord totalement, ou on peut l'être. La mise en place d'une nouvelle gouvernance, bien sûr, l'accompagnement des communes et intercommunalités, et y compris l'évolution de l'écosystème, c'est Guy Armanet qui l'a dit. Comment arriver à ça de la façon la plus efficace possible? Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que, par exemple, pour le centre de tri et de monde, c'est un combat qu'on mène depuis notre accès aux responsabilités, ça fait 10 ans, et si le combat n'a pas encore débouché, c'est peut-être parce qu'on s'est trompé, on a sûrement fait des erreurs, mais c'est aussi parce que c'est un problème extrêmement complexe, partout dans le monde. A fortiori dans un système insulaire comme le nôtre, où on doit trouver des exutoires dans le périmètre de l'île, et avec des contraintes, et notamment des contraintes urbanistiques légitimes mais très fortes pour installer les centres, qu'il s'agisse de centres de traitement, de stockage, de plateformes de compostage, etc., etc. Puisque vous le savez, y compris lorsque c'est peu impactant en termes écologiques, je pense par exemple aux plateformes de compostage, tout le monde le veut, mais personne ne les veut près de sa commune ou dans son périmètre communal. Alors je voudrais vous dire en 2 mots, lorsqu'il y a eu le projet de centre de tri de Monte, indépendamment des discussions sur l'urbanisme, l'État a décidé de le financer à travers le PTIC. Nous, on a fait un recours, d'abord gracieux, ensuite contentieux contre le centre de tri, parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas de politique globale. On a écrit à l'État, on a écrit au CIVADEC, en leur demandant d'acter les points suivants. Je les rappelle rapidement. Premièrement, priorité donnée au tri à la source, avec le tri au porte-à-porte chaque fois que possible, et la gestion territorialisée des biodéchets. Ça, pour nous, c'est le b.a.-ba, vous le savez. Ça nous rapproche, je dirais, de tout le courant écologiste, tout ce qui s'est fait comme expérience en Italie, etc. On pense que le pilier de tout le système, ça doit être le tri, et le tri au porte-à-porte chaque fois que possible, notamment au plan technique, parce que le tri au porte-à-porte est celui qui est le plus efficace. Gestion territorialisée des biodéchets. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque on trie le biodéchet, ce qui est rare, on lui fait traverser la Corse pour le stocker ou le valoriser. Donc ça, ce n'est pas possible. Deuxièmement, acter le juste dimensionnement du centre de tri par rapport à nos objectifs de tri. C'est vrai que le problème d'un centre de tri et de valorisation, c'est qu'il peut être dissuasif par rapport au tri, s'il n'est pas corrélé à la politique de tri, donc il ne faut pas surdimensionner l'outil. D'où aussi nos réserves extrêmes sur un 2e centre de surtri au moment où on n'a pas encore organisé la généralisation du tri. Troisièmement, la mise en œuvre du principe de gestion publique des déchets ménagers. Je vous rappelle à cet égard que nous n'avons pas compétence au plan juridique aujourd'hui, ni sur la collecte, ce sont les intercommunalités, ni sur le traitement, ce sont les intercommunalités qui l'ont confié à l'établissement public CIVADEC. Par exemple, le marché de performance, le marché global de performance qui a été passé par le CIVADEC avec le titulaire retenu a été passé en dehors non seulement de notre volonté, mais même de notre connaissance. Nous n'y avons pas eu accès. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous avons intégré, dans le cadre de la délibération anti-mafia, le principe de profit raisonnable, y compris en matière de gestion des déchets. Il s'agit d'introduire dans le code de la commande publique une clause qui organise, lorsqu'on recourt à une délégation de service public, ce qui n'est pas
le seul moyen, mais qui peut être un moyen nécessaire, notamment dans des matières très techniques, eh bien, qu'il ne puisse pas y avoir plus qu'un profit raisonnable qui est strictement défini. Autrement dit, pour éviter les surprofits a priori et a fortiori les surprofits illicites. Donc ça fera l'objet, dans le délai de 3 mois, comme nous l'avions prévu, d'un rapport du Conseil exécutif qui peignera les différentes dispositions et la mise en œuvre de celles et ceux qu'on avait considérés comme prioritaires. Donc il y aura un rapport d'ici le mois de mai, hein, Yannick, c'est ça, où on présentera l'ensemble y compris la création de l'instance collectif antimafia. Bon. Donc le principe de gestion publique. Quatrièmement, très important, créer des centres territoriaux de stockage des déchets. En gros, notre vision globale. On trie au maximum. On traite de façon territoriale les biodéchets. Ça, c'est une. 2, on a un centre de tri et de valorisation qui permet de faire du surtri et qui diminue beaucoup le coût de ce qui est exporté actuellement, qui détourne 60 000 tonnes de l'enfouissement. C'est-à-dire, et notamment, ces 60 000 tonnes aujourd'hui contribuent à saturer Vigianello et Prunelli di Fiumbo. Mais surtout, on va vers des petits centres de stockage de ce qui a été trié et qui n'est donc plus générateur de nuisances, des petits centres territorialisés, on en a proposé 5, de 20 000 à 30 000 tonnes, ce qui nous permet d'absorber la totalité de ce qui resterait à stocker. Mais on le fait dans le cadre de circuits courts, on n'a pas de coût de transport, et en gros, chaque grand territoire stocke ses déchets résiduels. On l'avait validé, mais là aussi, on n'est pas compétent, nous, collectivités de Corse, pour porter les études. Un exemple, on a trouvé un terrain avec l'accord de la commune, de l'intercommunalité, qui est desservi par le chemin de fer, donc ça nous permettrait de transporter par le chemin de fer les matières à stocker. Le CIVADEC, au bout d'un an d'instruction, vient de nous dire non. On n'est pas d'accord, mais on va être encore dans un recours. 5e point, faire évoluer la gouvernance et la répartition des compétences. Donc moi, je vous le dis, je pense qu'aujourd'hui, le CIVADEC ne fonctionne pas de manière satisfaisante. Nous ne sommes pas d'accord avec sa vision de la stratégie des déchets. Nous constatons que chaque fois qu'il y a une réunion du bureau, il n'y a pas de quorum. Ça veut dire que les décisions sont prises sur un renvoi avec 5 ou 6 personnes seulement qui sont présentes, donc il y a un déficit démocratique. Mais à côté de ça, nous avons essayé d'être dans une construction convergente. Nous avons notamment proposé au CIVADEC, en présence de l'État, hein, ça faisait partie de la discussion, de conventionner avec la collectivité de Corse sur les objectifs de tri, sur le dimensionnement du centre de tri, sur la construction du contrat de performance, etc. On n'a pas eu de réponse de ce côté-là. Donc pour répondre, et je termine directement à votre question, moi je pense que le plan qu'on a fait voter est un bon plan, qui respecte les principes auxquels vous êtes attachés. Le problème aujourd'hui, c'est de le mettre en œuvre de façon opérationnelle. Pour le mettre en œuvre de façon opérationnelle, on a besoin des communes, on a besoin des intercommunalités, on a besoin de l'Office de l'environnement, la collectivité de Corse, et on a aussi besoin de l'État. Je pense que si on rentre dans un bras de fer aujourd'hui, y compris avec une dimension, bon, la gestion des déchets, c'est une question qui est politique, bien sûr. Par contre, il ne faut pas qu'on donne l'impression d'être dans une logique d'opposition pour des enjeux de pouvoir. Il faut être sur une discussion démocratique à travers une gestion du système qu'on veut mettre en œuvre. Donc moi, je suis plutôt favorable, et je termine, plutôt que de demander aujourd'hui une dissolution du CIVADEC, même si je pense que le CIVADEC est en situation d'échec, et même si je pense qu'il faut faire évoluer profondément la gouvernance du système et surtout ses grandes orientations, je pense qu'il faut faire le tour des intercommunalités, qui sont aujourd'hui les premières exposées à l'échec du système, parce que ça va les entraîner dans une spirale financière ruineuse, et il faut définir ensemble les façons de mettre en œuvre les principes auxquels nous croyons et que je viens d'évoquer. Et ça passera forcément par une évolution du CIVADEC, notamment parce qu'il n'est pas... Moi, je pense que le prochain outil de gestion, notamment de la collecte et du traitement, évidemment, il doit associer les intercommunalités, mais il doit aussi associer l'Office de l'environnement.
On ne peut pas avoir aujourd'hui un office d'environnement et une collectivité d'un côté, avec une collectivité qui fait un plan, mais qui n'a aucun moyen de vérifier que ce plan est mis en application. Donc je crois qu'il faudra qu'on aille vers une nouvelle structure. Après, juste un mot. Bon, je sais qu'on ne vote pas les considérants, et j'ai vu aussi que dans votre formulation, vous avez cherché, je parle du 3e considérant, sur l'opacité de la gestion du CIVADEC, vous avez essayé de ne pas être trop, comment dire, de dire les choses sans mettre en cause personne, on va le dire comme ça. Je pense qu'il faut être... moi, je ne porte pas d'accusation aujourd'hui contre le CIVADEC sur le terrain des risques mafieux, parce que je n'ai pas d'éléments pour le faire, et je pense qu'il faut être respectueux et des personnes et des institutions. Par contre, ce qui est certain, c'est que partout dans le monde, et notamment en Méditerranée, la gestion des déchets génère des enjeux financiers importants. Partout dans le monde, et singulièrement en Méditerranée, on sait que la criminalité organisée et les systèmes mafieux cherchent à pénétrer le système de gestion des déchets parce qu'il y a des profits ou des surprofits qui peuvent être considérables. Donc il faut construire un système qui soit un système vertueux, notamment en privilégiant le principe de gestion publique, notamment lorsqu'il y a une délégation de service public, en intégrant la notion de profit raisonnable. Je vous dis un mot sur le profit raisonnable, c'est important. Avant qu'on arrive aux responsabilités, c'était une gabegie l'argent public dans le domaine du service public maritime. L'histoire de la SNCM, vous le savez, il n'y a pas de comptabilité analytique. Il y avait près de 80% des sommes que versait la collectivité de Corse, la collectivité territoriale, qui allaient et qui étaient affectées à des fonctions ou à des charges autres que celles inhérentes à la continuité territoriale. Aujourd'hui, on a mis en place un système très cadré, avec une comptabilité analytique, avec une restitution ligne par ligne, avec un contrôle mois par mois, qui nous permet d'avoir une affectation très précise de l'argent public qui finance uniquement les charges liées au service public. Et il y a une notion de bénéfice raisonnable qui dit quoi ? Dès que l'entreprise délégataire dépasse de 2,5%, un profit supplémentaire à 2,5% du chiffre d'affaires global, il y a une clause de restitution partielle du profit au bénéfice de la collectivité de Corse. Donc pour moi c'est un outil qui est puissant, qui n'existait pas, qu'on a créé nous, qui a été validé par la Commission européenne et qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Si on met ça en place et qu'on est dans des systèmes, y compris avec une délégation de service public, nous on préfère, on l'a mis dans le projet de convention avec le CIVADEC, on a dit, vous avez passé un contrat à Monte, à supposer que le centre de Monte soit construit. Je pense que c'est nécessaire, je le dis, j'ai entendu la contestation, y compris par rapport à un certain nombre de nuisances et à l'inquiétude agricole, mais je pense qu'on a besoin d'un centre comme ça, parce que ce sont ces 60 000 tonnes qui vont aller à l'enfouissement, et on ne peut pas le faire. Ce qui est important, on a dit au CIVADEC, il y a 8 ans de contrat, vous l'avez passé, on ne peut pas revenir dessus. Intégrer la notion de profit raisonnable, travaillons à l'Université de Corse pour former des femmes et des hommes qui ont la capacité en termes de gestion de déchets, et au bout de 9 ans, on revient à une régie et à une gestion publique, y compris dans ce domaine-là. Moi, je vous vois sceptique. Moi, je n'ai pas de moyens aujourd'hui autres que le contentieux que j'ai introduit, mais qui est très aléatoire. Je pense qu'il faut une approche pragmatique. De la même façon, je vous le dis, si on n'arrive pas à tomber d'accord sur un centre de tri et de valorisation, et si on n'arrive pas à monter en charge sur le tri à la source, qui aujourd'hui n'est pas financé, il n'y a pas de moyens humains, etc., dans 2 ans ou dans 3 ans, on va être en fermeture de Vigianello, on va être en fermeture de Prunelli di Fiumo, avec des populations qui ne veulent plus entendre parler. On va avoir des déchets à stocker qui, parce qu'ils ne seront pas triés, continueront à générer des nuisances. On va avoir un opérateur privé qui essaye de faire le centre de Giuncagio, auquel on s'est opposé avec beaucoup d'autres forces politiques en disant qu'on ne voulait pas être dépendant d'oligopole privé. Il faut construire un chemin pour nous sortir de ce tenace. Donc moi, je pense que ce qu'on propose est raisonnable. Donc voilà, moi j'ai pris acte de votre motion. Je ne vais pas... La position du Conseil exécutif, vous l'avez compris,
Il y a un certain nombre de points de forme sur lesquels on est en désaccord. Après, je ne vais pas voter, je ne vais pas être favorable pour une motion, qui demande à ce qu'on remette en cause le plan que je viens de faire voter par l'Assemblée de Corse. Ça, vous le comprenez. Après, je ne veux pas être contre non plus, parce que je comprends votre position. Je partage beaucoup de vos demandes et je pense qu'il faut évoluer le système. Donc, il faut faire évoluer le système. Donc, avec ces explications, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée pour la position à prendre. Bien, merci Monsieur le Président. De toute manière, il n'y a eu aucune position, je dirais, sur les autres motions non plus. Plan, je le rappelle, qui a été voté par l'Assemblée de Corse après 3 ans de travail. Hein. Voilà. Donc, je sais bien que c'est insatisfaisant peut-être, mais c'est pas tombé comme ça. Bien. Alors, Samir, Monsieur le Président, de toute manière, il y avait des amendements et des reformulations qui ont été opérées. Donc, le porteur de la motion va nous expliquer les amendements, son amendement, et puis il y a également les amendements, un amendement de Fronté-Boboulard et un amendement de Tiamalunita. Donc, d'abord, je demande, vous l'avez reçu l'amendement de Samir de Bodge, oui? Très bien. Donc, Samir, je vous en prie, présentez votre amendement. Merci. Alors, du coup, annuler remplace. Considérant l'opacité de la gestion du CIVADEC qui favorise des pratiques douteuses et alimente des circuits d'intérêt opaques, contribuant à des dérives pouvant relever de pratiques mafieuses. Par. Considérant la prédation mafieuse dans le secteur du traitement des déchets. Deuxième modification, donc annuler remplace, demande la dissolution du CIVADEC en raison de son incapacité à remplir efficacement sa mission de gestion des déchets en Corse et des risques liés à l'opacité de sa gestion. On remplace par demande la dissolution du CIVADEC en raison de son incapacité à remplir efficacement sa mission de gestion des déchets en Corse. Voilà pour mon amendement. Donc, vous avez tous été destinataires de la reformulation des 2 modifications proposées par le porteur de la motion. Bien. Ensuite, sur l'amendement proposé par Fronté-Boboulard, est-ce que vous pouvez... c'est un rajout de considérant, c'est ça? C'est un rajout de considérant qui pourrait être une demande, finalement. Nous rappelons qu'en vertu de l'article 1111-8 du Code général des collectivités territoriales, la collectivité de Corse peut se voir attribuer les compétences des mairies et des intercommunalités des EPCI en matière de gestion, donc de traitement et de collecte des déchets, dès lors que ces EPCI et ces mairies présentent leur accord. Je rappelle que c'était une proposition qui était formulée par les collectifs anti-mafia lors de la délibération sur les pratiques mafieuses. Je souligne que ça constitue l'alternative, puisqu'on a pu entendre par le passé, enfin précédemment, que la dissolution du CIVADEC est demandée, mais finalement il n'y aurait rien pour le remplacer, et puis comme c'est les intercos qui ont la compétence, ça ne changerait rien. Or, si on veut, et comme vous l'avez dit Monsieur le Président, voir la mise en œuvre de ce plan et pouvoir mettre en place la gestion publique que vous appelez de vos voeux, la meilleure chose, c'est d'avoir la gestion directe des compétences de traitement et de collecte des déchets. Donc c'est un considérant à cet égard. Et je reviendrai sur les autres questions en réaction, si vous me le permettez, aux propositions d'amendement qui arrivent. Merci. Bien, merci. Et ensuite, il y a un amendement de Tiamalunita. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, comme je l'ai énoncé dans l'amendement, si nous sommes favorables à la suppression du CIVADEC, organisme rendant plus complexe le processus de traitement des déchets, nous considérons comme peu réaliste de demander l'élaboration d'un nouveau plan, alors qu'un plan a été adopté par l'Assemblée de Corse en juillet 2024 et déjà appliqué par la collectivité de Corse. Et donc, avec la proposition d'amendement suivant, suppression de l'article, demande la définition d'un nouveau plan régional de gestion des déchets, co-construit avec les collectivités locales, les citoyens et les acteurs de la société civile, favorisant la réduction à la source, le recyclage et la valorisation des déchets, tout en veillant à une maîtrise des coûts pour limiter l'impact sur l'inflation locale. Ringraziavi.
Explication de vote? Ah, d'accord, oui. Allez-y. Il faut bien voir que si il y a dissolution du CIVADEC et que on garde le même plan, en quelque sorte, on garde l'héritage du CIVADEC sans le CIVADEC, puisque, comme on le veuille ou non, il y a des choses qui ont été imposées par le CIVADEC et par l'État, notamment vis-à-vis du plan du centre de tri et de valorisation de Monte, et qui sont mentionnées dans le plan. Donc dès lors que l'on supprime on appelle à la suppression du CIVADEC, il me semble tout à fait logique d'avoir un nouveau plan qui prenne en compte, eh bien, les volontés de la collectivité de Corse et pas celles que je ne dirais pas imposées, mais qui sont arrivées au forceps et pas de la part du CIVADEC et de l'État. Donc ça me semble un amendement qui ne va pas dans le bon sens, on votera contre et on reste convaincu que ce plan, au demeurant, ne va pas dans le bon sens et ne respecte pas les objectifs. Même s'il y a des intentions louables qui sont énoncées, les objectifs ne sont pas tenables en matière de valorisation, en matière des principes de hiérarchie des modes de traitement. Et le fait d'avoir ces centres de tri et de valorisation, un ou deux, on ne le sait pas, le plan ne précise pas, eh bien ça hypothèque tout espoir d'avoir, comme vous l'avez dit, une priorité donnée au tri à la source. Et la meilleure solution, ça reste une gestion publique avec des régies publiques ou une SPL, comme ça existe dans certains endroits. Donc je résume, parce que le secrétariat général suit des modifications aussi, parce qu'il faut réécrire la motion en partie. Enfin, on verra, en fonction de ce que vous voterez sur les amendements. Donc, Samir, oui, je te donne la parole. Merci. Par rapport à cet amendement. Par rapport auquel, s'il te plaît? Celui de Lisandre. De Lisandre, oui. Donc moi, j'ai demandé un nouveau plan. Pourquoi? Parce que pour moi, on change de cadre, donc forcément, il faudra adapter un plan. Parce que forcément, si on change de cadre, tout change, notamment par exemple notre rapport avec les intercos. Donc pour moi, c'est un mécanisme logique, je dirais. Alors, dans l'objectif de chercher un consensus, parce qu'apparemment c'est un point bloquant, on a décidé au niveau de notre groupe d'accepter l'amendement, sachant que par mécanisme, pour nous, il y aura forcément un nouveau plan une fois que la décision sera effective. Là, on sait que la décision de dissoudre le CIVADEC, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ce sera peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Jusque-là, le plan qui est en cours va continuer d'être appliqué et de courir, je dirais. Mais par contre, si on change de cadre, il y aura forcément un nouveau plan. Bien. Donc, déjà, je résume. L'amendement numéro 1, tel qu'il a été numéroté, l'amendement numéro 1 rajoute un considérant après le 5e alinéa. Donc, c'est une proposition, je le rappelle, de Frontebo Boulard sur la possibilité de la collectivité de se voir attribuer des compétences, les compétences des communes et des EPCI en matière de déchets. Je ne refais pas la démonstration. Ensuite, nous avons l'amendement numéro 2, qui est celui de Atiam, qui demande la suppression d'un nouveau plan régional de déchets, qui demande la suppression de l'article demandant la définition d'un nouveau plan régional de déchets. Pardon. Et enfin, l'amendement de Samir Béchérigui, du porteur de la motion, qui, lui, a proposé une réécriture qui vise à extraire la notion d'opacité. Voilà, parce qu'en gros, c'est ça, hein. Il y avait l'opacité qui était opaque et opacité qui était citée 2 fois et qui propose une réécriture. Voilà, sur 2 plans d'ailleurs, hein. Sur un considérant et sur la première demande. Voilà. Donc, c'est clair pour tout le monde. Vous avez les 3 amendements. Vous savez, vous connaissez les consignes de vos groupes. On a entendu tous les porteurs d'amendements aussi. Donc maintenant, on va mettre au vote. Donc, concernant le premier amendement, le rajout d'un considérant porté par Frontebo Boulard, qui est contre? Qui s'abstient?
Donc abstention du STC et du groupe de droite. Qui s'abstient? On l'a dit? Ah oui, il n'y avait pas de contre, pardon. Abstention. Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour cet amendement? Donc à l'unanimité, non. Pas à l'unanimité, mais tous les autres, en tout cas, sont pour l'amendement. Donc, bien. L'amendement est adopté. Amendement numéro 2. C'est l'amendement de la TIAM. Qui est contre l'amendement? Qui s'abstient? Pardon, on recommence. L'amendement de la TIAM. Qui est contre l'amendement? Donc, Frontebo-Boulard est contre. Qui s'abstient? Abstention de Schelt, abstention du groupe de droite et abstention de la TIAM. Non, il a le pouvoir de Schelt. Ah, ben oui, mais... les votes, ça me paraît compliqué hein, de bien suivre, surtout si les choses arrivent au dernier moment. Voilà, donc il faudra stabiliser ça. Donc on va recommencer sur la TIAM. Donc sur la TIAM, l'amendement de la TIAM, qui est contre? Donc Frontebo-Boulard est contre. Qui s'abstient? S'abstient donc la droite, Scheltano, le Schelta Patriote, le STC. Et non, il y a quelqu'un qui a levé le... Parce qu'il a la procuration de Schelta Patriote. Voilà, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Très bien. Donc tout Schelta Patriote. C'est ça. En résumé. Voilà. D'accord, très bien. Donc ça, c'était abstention. Oui. Qui est pour? Qui est pour? Donc... Bodje Nazionale et la TIAM, normal, et la TIAM. D'accord? On est bon. Sur l'amendement numéro 3 qui avait été déposé par Samir. Oui, il est adopté, oui. Sur l'amendement de Samir, de Frontebo-Boulard, de Lisandre. Ah non, de Samir, le 3 c'est Samir, pardon. Je n'ai pas dormi. Donc, sur celui de Samir, qui porte sur 2 points. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, abstention du groupe de droite, abstention du STC. Qui ne participe pas au vote? Non-participation de Frontebo-Boulard. Qui est pour? Donc, sont pour Schelt et évidemment le groupe de Samir. Et Chama, oui. Et Chama, et vous avez une procuration de Schelt, si j'ai bien compris. D'accord. Donc l'amendement est adopté. Bien, je soumets au vote la motion ainsi amendée. Qui est contre la motion? Qui s'abstient? Donc abstention sur la motion ainsi amendée de la droite, avec les procurations qu'elle a, et de Juventud di STC. Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Non-participation, que vous. Donc, non-participation de M. Laban-Giuliani. Qui est pour? Donc, sont pour le groupe Schelt, la TIAM, qui a une voix de Schelt,
Monsieur Sacha, c'est bien. Sacha, vous avez des procurations? Non, vous n'avez pas fait les procurations. Donc Sacha et le groupe de Samir. C'est bon? Voilà, donc la motion est adoptée. Bien. Ça méritait quand même un échange approfondi. Je signale qu'Angélique est sortie parce qu'il y avait potentiellement un conflit d'intérêts. Voilà, j'en remercie. Oui. Excusez-moi, Madame la Présidente, est-ce qu'il est possible de donner une explication de vote pour cette motion? Normalement, non. Hein. C'était avant? C'était avant. Bon, ben, j'ai raté. Pas grave, voilà. Merci. Explication la prochaine fois. Pour la prochaine fois, c'est avant les explications de vote. Merci. Donc nous passons à la dernière motion, qui normalement est beaucoup plus consensuelle. Normalement, vous pouvez rester, Monsieur le Président. Hein. Excusez-moi, je vous en prie. J'ai des rendez-vous. Il n'y a pas de souci. On comprend. Bien, merci. Donc, là... Oui, Jean-Laurent. Non, pas encore. 2 secondes. C'est sur la motion. C'est sur la motion. Ah, on s'est mis, quand même. Hein. Je ne sais pas. Vous êtes mis d'accord entre vous. Je voudrais juste récupérer. Permettez que je récupère ma motion. Ça va pour le match, là. Vous avez le temps même de vous échauffer. Hein. Vous ne jouez pas, vu votre état. Vous ne jouez pas. Vous allez regarder simplement. Donc, il y a encore le temps. Donc, effectivement, c'est une motion qui est déposée par plusieurs groupes. C'était le soutien au projet mémoriel de l'association Aleriaz et Tantaging. Je ne sais pas si le représentant de l'association est toujours là. Il est là-haut, mais è piattato da Pasquale Bauli. Il est sempre non, il est là. Et puis, ah oui, ben, il n'est pas dans la tribune invitée, en fait. Il n'est pas dans la bonne tribune. Voilà. C'est la tribune journaliste. Donc, ou Zaloud, ou Ringrazio. Donc, je ne sais pas comment vous vous êtes mis d'accord pour présenter cette motion. So che io che l'ho già presentata e volevo prima salutare San Piero Mari che è qui di poi stamani e di sicuro tutto l'associo d'Aleria che faccio un lavoro rimarchevole per sul progetto di 50 anni di avvenimenti d'Aleria. Dunque la dialeggia non è mica troppo lunga e dopo potremo votarla tutti insieme. Allora, considérant les événements d'Aleria d'août 1975 comme fondateurs dans l'histoire contemporaine de la Corse, considérant ces événements comme ayant permis la naissance et le fonctionnement d'un grand nombre d'outils nécessaires à l'administration de la Corse, tels que la présente assemblée qui permet d'exprimer cette motion, considérant ces événements comme fondateurs dans le cadre de l'expression d'idées tendant à la protection de la Corse et des intérêts des Corses, considérant ces événements comme fondateurs dans le cadre de la protection des caractères culturels corses tels que la langue, l'histoire, le patrimoine et tout autre particularisme culturel, considérant ces événements comme fondateurs dans le cadre de la naissance de nombreux mouvements permettant l'expression d'idées nationalistes et corsistes, répondant à un besoin comme l'attestent démocratiquement de nombreuses élections depuis 2014. Considérant le besoin grandissant en termes d'éléments de transmission de l'histoire, de la langue et de la culture insulaire, considérant la nécessité d'offrir à la population des éléments didactiques afin de développer un accès à la culture et l'histoire pour tous, considérant l'importance de créer un espace mémoriel décent en ces lieux afin d'offrir à ces événements et aux générations futures un lieu de mémoire à la hauteur de l'importance de ces faits historiques, considérant la nécessité d'offrir un lieu de mémoire décent aux générations ayant milité pour les intérêts de la Corse, considérant l'importance que soit organisée une commémoration digne pour les 50 ans des événements, considérant l'attachement populaire fort à ces événements, toute orientation ou milieux sociaux confondus, l'Assemblée di Aggiuntu soutient l'associo Aleria
1975 dans sa démarche. A ringraziare. A ringraziabi, quale chi vuole parlare non sta mugione, Giambatti. E è stata detta da Jean-Laurent, o progetto da lì 75 è veramente un bello progetto, voglio salutare il lavoro di la Socio, come l'ha detto Nanzo durante il discorso a Nanta Paoli, voglio salutare il lavoro di San Piero che fa un lavoro e ciò che voglio dire in questo progetto è di più che importante, soprattutto quando noi sappiamo che certe persone non conoscono mica questa storia. E per questo che fa questo progetto e dopo spero che ci sarà una seguita e che ci sarà un progetto forse di museo per parlare di Geraio anche di storia di un nazionalismo. Ecco. Ringraziati. Andate burro. Alors, événement marquant de l'histoire de la Corse et du nationalisme corse et de la création de notre syndicat, entre autres. Il s'inscrit dans une logique de préservation des terres agricoles, anti-spéculation et de préservation des droits du peuple corse. Sans oublier les effectifs de maintien de l'ordre ou de répression qui ont été mis en place par l'État et qui ont conduit à ces événements tragiques. Cette mobilisation répressive démesurée a été reproduite face à la jeunesse insulaire lors des événements du vent colonne, 46 ans plus tard, et encore une fois de nombreux blessés des mains de l'État colonial. Nous sommes co-signataires de cette motion car nous ne voulons pas oublier. Merci. Ringraziati. Qual chi vuole parlare? Julien. No, prima, questa mozione penso che è importantissima per noi tutti, i nazionalisti, ma di noi, i giovani corsi. Voglio salutare, come tutti, un amico San Piero che si occupa di questa soggio, rendendo omaggio a quelli che si sono pisati stasera d'agosto, perché noi campiamo quelli che hanno capito che un mondo nuovo può essere in una logica di questi tempi qui. Per noi questa mozione forse che possiamo lavorare di più appena di fare un lavoro parlamentario, ma siamo accanto a lui, siamo accanto alla Soggio sana, perché se noi siamo qui in maggiorità nazionalisti e grazie a questi avvenimenti da agosto 75. Vi ringrazio. Ringraziati. Altre domande di parola? No, dunque ho l'impressione che tutto il mondo è da consenso. Dunque metto a voto questa mozione. Qual è chi è contro? Qual è combatte mica? Astensione? Astensione. Dunque il gruppo di Rita, questo brigure. Qual è combatte mica? E qual è chi vota pro? Ecco, tutti gli altri, questo brigure. A ringraziarvi, ecco, penso che abbiamo più il nostro ordine di giorno. Oui, Lisandro. Rappel au règlement, Madame la Présidente. En vertu de l'article 18, que je vous lis, le dernier alinéa. Avant de lever la séance, le président demande aux responsables des groupes politiques de l'Assemblée de Corse, puis aux conseillers de l'Assemblée Adiadjouentou, s'ils souhaitent intervenir pour faire une déclaration d'ordre général. En tout cas, je vous réponds que je ne souhaite pas intervenir pour faire une déclaration d'ordre général. Bon Azir. Figurez-vous que j'ai relu hier avec attention, merci Lisandro, j'ai relu avec attention, même à 2 reprises, concernant les motions notamment. Je cherchais le texte sur les motions, parce que ça me paraissait bizarre qu'on dépose les motions 24 heures avant. Donc j'ai eu un doute et j'ai relu le règlement intérieur à 2 reprises. Et effectivement, j'ai vu cet aspect-là et je comptais vous poser la question, mais de manière plus maladroite peut-être, que ce n'est spécifié dans le règlement intérieur. Est-ce que vous avez des interventions à faire finales? Et en toute fin de réunion, en général, quelles que soient les réunions, on dit, y a-t-il des questions diverses? Voilà, ce n'est pas des questions diverses, en l'occurrence dans une assemblée
mais y a-t-il des déclarations? Donc voilà. Donc je comptais le faire. Bien. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Je vous remercie. Cette session a démontré que nous avons besoin 1 de rodage, 2 de calage. Voilà. On se retrouve donc très probablement avant l'été, bien sûr, mais il y aura un calendrier qui sera produit et des modalités organisationnelles et de travail. Voilà. A ringraziare a tutti e buona fortuna per a seguita. A presto.